Per piacere, Pia de Piazza. Per piacere, Pia de vostre piazze. A so che voi siete contenti di ritrovarvi, ma ciò a principiare i nostri lavori. Paul Félix, bonjour. Les conseillers exécutifs, rejoignez vos travées, s'il vous plaît. Merci. Pia de vostre piazze, per piacere. Ecco, a principia in cui a seduta di domande a bocche. Allora, abbiamo invitati, ci sono in de tribune, guardate qua su, conta gioventù, anche conta Zidelina, i zideli di scuole e classe di sesta di Uguleggio di Ustiletto. Ecco, sono i benvenuti con i professori e a nostra seduta. Allora, la prima domanda a bocca ad essere fatta da Annette Pieri per un soffio e il soggetto di Pedrabola. E una di amica qui torna a Bignale, ma torna a Pedrabola. Avec la parole. Merci Madame la Présidente. Alors Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller exécutif, inutile de rappeler l'importance du dossier sur la réouverture des thermes de Pietrapol, pas seulement pour la commune d'Isolacq, pour son maire, Jackie Barth, pour le territoire de la plaine orientale que vous connaissez, pour la collectivité de Corse qui est propriétaire, mais également pour le devenir du thermalisme en Corse. Bon, la station de Pietrapol est la seule station ayant un agrément sécurité sociale. Nous savons qu'en 2019, il y a eu donc un problème de détection de pollution de la source qui a nécessité donc des travaux et la station a été fermée jusqu'en 2024. Nous étions très inquiets pour la perte de l'agrément. Il fallait impérativement que cette station rouvre le 19 septembre 2024 sous peine de perdre l'agrément sécurité sociale. Pour ce faire et garantir la réalisation d'au moins une cure thermale de 18 jours consécutifs, vous avez fait le choix de construire un chalet thermal. Donc ce chalet va s'intégrer, je suppose, dans une démarche globale de développement des thermes. Le coût de ce chalet est relativement important puisque c'est 4 millions d'euros. L'agrément a été sauvé au bénéfice d'une courte et timide ouverture en 2024. En 2025, les thermes devaient réouvrir en avril. C'est ce que vous nous aviez dit dans le cadre d'une émission que nous avions fait ensemble. Le 1er mars, à Isolacq, et plus exactement à Pietrapol, vous nous aviez dit que les thermes devaient réouvrir en avril. Aujourd'hui, 2 mois après, et malgré cette parole publique, les thermes sont toujours fermés. Alors je voudrais savoir ce qu'il en est. Vous allez me répondre qu'on a sauvé l'agrément, mais il faut savoir que l'agrément n'est valable que 3 ans. Donc aujourd'hui, on a passé une année, on a dépensé 4 millions d'euros pour une baignoire, il nous reste 2 ans, donc il est temps de s'activer. Donc je souhaiterais savoir quand les thermes vont réouvrir. Je voudrais savoir également si le personnel est constitué, la composition du personnel. Y aura-t-il un médecin sur place ou un médecin en ligne?
Vous nous aviez dit au mois de juillet, quand je vous avais posé la question, que le docteur Duprat serait peut-être, je dirais, de la partie, mais sans aucune précision. Et je voudrais savoir s'il y a également des réservations de curistes. Ensuite, en juillet 2024, je vous avais demandé ce que vous envisagiez concernant la gestion et le développement des thermes. Vous m'aviez répondu que dans la période transitoire, le système le plus adapté, c'était le système de régie. Dans le cadre de l'émission du 1er mars, je vous avais demandé si vous étiez favorable à, je dirais, une collaboration publique-privée. Et vous m'aviez dit, pourquoi pas, c'est quelque chose à étudier. Alors, je vais me permettre, parce que c'est un peu le souhait également des élus du territoire, d'envisager une structure sociétale, pourquoi pas une SPL, c'est-à-dire une société publique locale, dont le capital est uniquement public, puisqu'il est composé uniquement de collectivités, au moins 2 collectivités ou de groupements de collectivités. Et pourquoi ne pas aller plus loin, se dire pourquoi ne pas associer justement ce partenariat privé dans le cadre d'un bail à construction que vous détermineriez, dont vous détermineriez la durée, qui permettrait en fait à l'investisseur privé de réhabiliter complètement les thermes et ensuite, je dirais, pendant la durée du bail, de travailler les mains de Pétrapol, de pouvoir en fait travailler les thermes. Donc aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que nous pouvons avancer dans cette discussion? Les élus du territoire attendent une réunion pour discuter justement de cette gouvernance alternative. Il y va, monsieur le conseiller, de la survie des thermes, de la renaissance des thermes ou de la mort des thermes. Merci. Merci, madame la conseillère. Donc, réponse de monsieur Julien Paolini, président de l'Agence d'urbanisme et de l'énergie. Merci, madame la présidente de l'Assemblée de Corse, mesdames et messieurs les conseillers et conseillères de l'Assemblée de Corse, madame la conseillère, chère Annette, merci pour votre question. Vous l'avez dit, l'établissement thermal de Pétrapol a réouvert ses portes le 23 septembre 2024 au terme d'un projet ambitieux, je crois. Hein, vous avez été sévère en nous disant qu'on avait investi 4 millions d'euros sur Pétrapol pour une baignoire. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ces travaux ont impliqué à la fois le rétablissement de l'état sanitaire de la source, qui était, je vous le rappelle, pollué à la légionnelle, qui était dans un état de vétusté avancé, donc des travaux importants sur, je dirais, le captage et tout le réseau d'eau, la construction d'un chalet thermal, en effet, vous l'avez dit, et la définition aussi des modalités d'exploitation en régie pour cette année 2024. En effet, hein, on a fait le choix non pas de la mort des bains de Pétrapol, c'est la fin de votre question, mais plutôt de créer les conditions pour qu'ils ressuscitent, je vais le dire ainsi, sans faire de miracle. Notamment, la première condition, hein, pour qu'ils puissent justement ressusciter, c'était de maintenir cet agrément thermal, qui est le seul, je ne vais pas dire du territoire, mais de l'ensemble de la Corse. Et celui-ci a fait l'objet d'un arrêté en date du 27 juin 2024. Donc, entre septembre 2024, la réouverture, et octobre 2024, date de la fermeture, une durée donc de 5 semaines qui a permis d'accueillir 17 curistes pour cette année 2024. Au total, au sein de l'établissement, donc une réouverture qui était, je dirais, un test, une expérimentation, quelque part à la fois pour conserver l'agrément, mais aussi pour voir si les investissements qu'on avait réalisés permettaient de rendre opérationnel ce chalet thermal. Le personnel de l'établissement était alors composé de façon pérenne, j'insiste, ce n'était pas toujours le cas les années passées, hein, notamment sous l'égide du département. Il est composé d'une directrice, de 2 agents thermaux polyvalents qui ont d'ailleurs été formés cette année sur l'application de cataplasme de boue. Et de manière saisonnière, pour 2024, ont été recrutés un médecin thermal en vacation, j'y reviendrai, une infirmière et un agent technique. Donc on voit déjà qu'en termes de besoins RH,
c'est relativement conséquent. Des travaux ont été nécessaires également pour la remise en service en 2025. Donc c'est pour ça que le délai qui a passé entre aujourd'hui et la fin octobre, ça a permis de faire un certain nombre de travaux pour finaliser les opérations de mise en conformité et optimiser les installations. Alors des travaux au niveau de l'émergence avec l'installation d'une cuve en inox et aussi la mise en place d'un système qu'on appelle de nettoyage en place pour l'automatisation des opérations de désinfection, dit de sanitation, sur l'ensemble des canalisations. Parallèlement à ces travaux, on a mené des actions de formation des personnels de l'établissement. Alors, concernant les opérations de recrutement, c'est l'un des points de votre question, de manière pérenne cette fois, puisqu'on envisage de pouvoir ouvrir sur une durée de 10 mois, de manière régulière, 10 mois sur 12. Elles sont en cours, ces procédures de recrutement, pour compléter les effectifs. Alors, il est prévu le recrutement d'un cadre de santé et d'un agent technique. Alors, ce sera plutôt de la mobilité interne en ce qui concerne l'agent technique. En revanche, je vais alerter, ou plutôt attirer l'attention de l'Assemblée de Corse sur les difficultés rencontrées pour le recrutement du personnel médical. C'est compliqué. On a lancé de nombreuses démarches avec l'ARS, avec l'Ordre des médecins, avec l'Union régionale des professionnels de santé. Pour autant, le poste de médecin reste à pourvoir. Très récemment, on a eu des échanges avancés avec un professionnel de santé de la micro-région. Alors, on préfère cette piste-là plutôt que de faire appel, comme on l'a fait l'an dernier, à un médecin extérieur en vacation, à la fois pour le coût que ça représente, vous pouvez l'imaginer, mais également pour une question de pérennité de la mobilisation de ce médecin. Donc, on espère pouvoir conclure très rapidement et ainsi, c'est la condition sine qua non de la reprise de l'activité. Je souhaite également attirer votre attention sur les coûts de fonctionnement, je l'ai fait, liés à la fois aux obligations légales et réglementaires qui pèsent lourd pour une telle structure, notamment dans une période de contraintes budgétaires pour notre collectivité. Dernier point, et c'est sur la fin de votre question, sur l'avenir des bains de Pétrapole, je ne crois pas que notre collectivité a vocation à gérer sur le long terme une station thermale. On l'a fait en régie, de manière transitoire. Il y a des activités commerciales, bien souvent, pour trouver un équilibre économique sur ce type de station, des activités commerciales qui sont liées, par exemple, au thermoludisme, mais aussi à des activités de restauration et d'hôtellerie. Je ne crois pas que ce soit le rôle de notre collectivité, ou même d'autres collectivités infra, que ce soit l'Interco ou les communes. Donc, les conditions de développement et de pérennisation doivent s'envisager dans le cadre d'un partenariat public-privé. SPL, pourquoi pas, mais pourquoi pas une société d'économie mixte dont il convient d'initier des contours à très court terme. Aussi, je vous propose qu'on prenne très prochainement contact avec des acteurs du secteur, tant public que privé, des gens qui ont de l'expérience en la matière, des maires d'autres territoires qui hébergent des stations thermales ou des industriels, entre guillemets, des entreprises spécialistes du thermalisme. La commune et l'intercommunalité, avec qui j'ai pu échanger par téléphone, pas plus tard qu'hier, suite à votre question, bien entendu, seront bien entendu partie prenante de ces discussions et, plus encore, derrière du projet thermal. J'ai convenu avec le maire et le président de l'Interco, à la demande du président du conseil exécutif d'ailleurs, de réunir avant l'été un comité de suivi qu'on a déjà réuni à plusieurs reprises, vous le savez, où l'ensemble des groupes de l'Assemblée siègent, qui sera notamment de réfléchir à un projet global impliquant une extension de l'activité, de l'offre de soins, thermoludisme, restauration, hébergement sur place, et donc de créer les conditions pour permettre d'avoir une activité pérenne et un réel projet pour les bains de Pétrapole. Ringrazia. Ringraziabi. J'ai omis de rappeler les temps de parole en début de séquence sur les questions orales. 2 minutes et demie la question, 4 minutes la réponse. Merci. Donc, la question suivante. Pa ho diritto di travagliare a nostra terra, ad essere fatta sta domanda da Marie-Claude Branca, per correre in fronte. Dopo, d'accordo. Allora, donc, a consigliera di qui, normalmente può rispondere, l'informazione a lui. Allora, Gisimo, andate burro. Allora,
Jo Presidente do Consiglio Esecutivo, cara consigliere in carica dell'educazione, pochi giorni fa è stato palesato il caso di una giovane insegnante corsa titolare di un CAPLP per insegnare in un liceo professionale. Questa insegnante che ha con l'abilitazione di corso è stata mutata in Francia in un settore difficile e da tanto è vittima di violenze fisiche e morali. L'esempio di questa giovanetta è disgraziatamente un nemico solo. Da anni e anni numerosi sono gli insegnanti corsi che sono mutati in Francia perché hanno capito il CAPLP, anche se ci sono posti liberi in Corsica. Questo nuovo esempio mostra una volta di più la volontà dello Stato francese di continuare la scolarizzazione dell'impiego per aiutare il nostro paese, di sforzi paesani e la sua volontà di marginalizzare la nostra lingua e la nostra cultura. Da anni e anni sono state numerose le azioni nel terreno e le azioni istituzionali come mozioni. E vi daremo l'esempio di una mozione votata di settembre di 2024. La nostra Assemblea metteva in rilievo certi punti importanti. Parleremo di 2 punti. Uoto in 1988 dell'Assemblea di Corsica di un principio di nozione di popolo corso come comunità storica e culturale via, raggruppando corsi d'origine e corsi d'adozione. Per noi, su 8, dovrebbe una traduzione concreta in materia di impiego, più particolarmente in funzione pubblica. Il secondo punto, la necessità di creare criteri in relazione con il centro degli interessi materiali e morali per la Corsica che esiste in altre isole. Vi domandiamo dunque se ciò che voi contate di va in urgenza per permettere a Stadione Corsa di poter voltare in Antasotara per poter tradare senza pericolo. E vi domandiamo se vi siete già messi in rapporto con il rettorato e i ministeri concernati. Veramente che abbiamo dato, l'Assemblea ha dato il suo potere al consigliere dell'esecutivo in sua mozione di settembre per creare, se vi siete messi in rapporto, per creare i criteri che permetteranno a tutti gli insegnanti che sono qui di dia per permettere di stare in Corsica e a quelli che sono mutati, perché ce n'è che sono mutati da anni e anni, vi permetterebbe di voltare a tradare a campagna in Tasotara. Vi ringrazio. Ringraziabili. Allora, consigliera in carica di informazione vada a rispondere. Merci Madame la Présidente, Madame la Conseillère. La situation que vous évoquez est malheureusement, et vous l'avez rappelé, celle de tous les Corses qui passent un concours dit national. Et la règle est celle-là. Quand vous passez un concours pour la fonction publique pour une institution dite nationale, vous n'avez pas la garantie de travailler dans votre région d'origine. Je me souviens en 2015 de jeunes titulaires du CAPES, il y avait notamment des jeunes CPE qui demandaient à rester en Corse. Je me souviens que nous étions quelques-uns à leur témoigner de notre soutien. Il y avait Pierre Jong, il y avait Saverio Lujan, Jean-Félix Aquaviva et le président Talamogne. Ces jeunes avaient manifesté, tracté, occupé le rectorat. Ils avaient même dormi, il me semble, devant le rectorat. Et nous nous accordions tous pour dire qu'évidemment la demande était légitime. Ils disaient avoir eu le concours et mériter de rentrer, d'autant qu'ils expliquaient que certains postes étaient occupés par des contractuels ou même que certains postes pouvaient être pourvus alors qu'ils ne l'étaient pas. Un peu plus tard, je me souviens aussi de Capétiens qui avait interpellé les élus via les réseaux sociaux avec les mêmes revendications et la même envie naturelle, légitime, de rester sur leur île. Je me souviens aussi d'une discussion que j'avais eue avec une jeune titulaire du CAPES qui avait toute sa vie ici, famille, compagnon, crédit immobilier à rembourser. Tout la retenait et pourtant elle m'avait dit, quand j'ai passé ce concours, je savais
à quoi je m'exposais et probablement ce qui m'attendait. Quand nous intégrons l'éducation nationale, nous savons ce qui nous attend. Nous savons que la Corse n'est qu'une académie, voire une petite académie parmi tant d'autres. Et s'il faut partir, je partirai. Et si je ne parviens pas à rentrer dans quelques années, eh bien, je changerai de métier. Vous rappelez aussi dans votre question l'adoption à l'unanimité de la motion portée par Paola Mosca proposant une solution simple, déjà en vigueur dans les territoires ultramarins, l'application des centres d'intérêt matériels et moraux pour la Corse. Il s'agirait là bien évidemment d'un dispositif qui permettrait de reconnaître, alors au-delà des spécificités, vraiment les liens personnels, familiaux, professionnels que l'enseignant entretient avec son territoire d'origine, en accordant des bonifications dans le cadre des mutations. Je me suis entretenu avec monsieur le recteur et nous allons poursuivre nos échanges. Cette application serait évidemment un avantage considérable, mais ne répondrait pas forcément à toutes les situations eu égard au nombre de postes disponibles dans votre académie. Il me paraît important de revenir sur les processus relatifs aux mobilités que vous maîtrisez bien et que peut-être les élus de cette Assemblée ont besoin de connaître. Aujourd'hui, tous les enseignants formulant un recours à l'issue du mouvement interacadémique voient leur dossier instruit par le recteur, ses équipes, en lien avec les organisations syndicales, dans un principe d'équité entre les demandeurs, mais tout en tenant compte des situations personnelles, sociales, familiales, avec une attention particulière portée pour les enseignants ayant les compétences linguistiques en langue corse. Donc les enseignants, ils peuvent être affectés dans l'Académie de Corse en formulant différentes demandes, soit le mouvement interacadémique soumis à un barème de points qui tient compte de l'ancienneté et de la situation familiale et sociale, mais aussi le mouvement des postes spécifiques nationaux, postes à profil répondant aux besoins spécifiques de l'Académie de Corse, notamment en langue corse, pour lesquels un dossier de candidature doit être déposé. 22 postes spécifiques ont été ouverts cette année, ils n'ont pas tous été couverts par des demandes, mais ça a quand même permis à des enseignants de rentrer en Corse. Concernant la situation de la jeune femme que vous évoquez, j'ai moi-même été sollicitée et je me suis entretenue avec le recteur sur son cas, mais également sur celui des autres enseignants confrontés à cette même problématique. Je ne peux m'engager car la décision ne m'incombe pas. Son habilitation en langue corse fait évidemment d'elle une candidate au potentiel intéressant pour intégrer les établissements de l'île et renforcer évidemment les locuteurs parmi les enseignants, d'autant que la collectivité de Corse, en partenariat avec le rectorat, mène une politique volontariste en faveur du bilinguisme et de l'apprentissage immersif, notamment en érigeant la langue corse en savoir fondamental. Votre question me permet d'insister sur le fait que je suis attachée au principe d'équité et qu'il convient de garantir à tous les Corses, et vous l'avez dit, qui sont dans cette situation, que nous porterons leur voix, et je pense que c'est important d'insister, car des Corses qui sont en poste sur le continent depuis plus longtemps et qui chaque année forment un seul vœu, celui de rentrer, sont nombreux, comme ceux qui viennent d'avoir le concours et qui ne veulent pas aussi tout quitter. Ils sont au total près d'une quarantaine à ce jour. Le rectorat va tenir une réunion sous peu, je ne sais pas si c'est demain ou d'ici la semaine prochaine, pour examiner l'ensemble des demandes réceptionnées. De mon côté, je poursuis le travail sur la politique éducative afin de pouvoir récupérer cette compétence de manière pleine et entière dans le cadre du processus autonomie. Mon objectif est clair, faire valoriser de l'éducation en Corse, et soyez assurés que je porterai, tant dans le cadre du projet académique Scola d'Ugliemi Ledrente que dans les discussions avec le ministère, les thématiques évoquées depuis quelques sessions, dans le cadre notamment des questions orales, comme la nécessaire mise en place de critères relatifs au centre des intérêts matériels et moraux, la situation des néo-titulaires, mais aussi des titulaires corses enseignant sur le continent, la mise hors norme de l'académie et sans oublier le calendrier scolaire. Je vous remercie. Ringraziabi. Allora, c'è adesso una domanda fatta da Paola Mosca per far popolo. Ringraziato. Signor Presidente del Consiglio Esecutivo, a legge 2024 39 di 19 di novembre 2024, detta legge Le Maire, introduce un nuovo arneso giuridico che permette ai comuni di mettere in opera, in un quadro di piani locali di urbanismo, i BLU, una servitù di residenza principale per limitare la costruzione di residenze secondarie in luoghi più critici. La Comune di Bonifacio, confrontata a una pressione fondiaria assai forte e una proliferazione di residenze secondarie, ha deciso di far poco
all'occasione della revisione di uso BLU, di impedire la costruzione di nuove residenze secondarie in tutti i luoghi costruttivi. Questa iniziativa locale, resa possibile da legge Le Mur, rappresenta una risposta possibile per via di scopi d'accesso all'alloggio per residenze permanenti. In questo contesto, la revisione in corso di un piano d'accesso e di sviluppo durevole di Corsica, o BADUC, porge un'opportunità maggiore per integrare Starnese nuovo in una strategia generale. Quando la speculazione fondiaria e immobiliare continuerà a distruggere l'equilibrio sociale e demografico di vari territori, ci pare di primura che la collettività di Corsica possa sostenere i comuni che vogliono mobilizzare questa servitù, in particolare con un appoggio giuridico, tecnico e strategico. Dunque, ci vuole insegnare l'orientazione del Consiglio esecutivo di Corsica di betta o BADUC da bene per favorizzare la generalizzazione di Starnese in territori interessati. Vi ringrazio per la precisione che ci volete dare. Questa problematica tocca al cuore delle nostre primure maggiori, a sapere la preservazione di terra, la regolazione fondiaria, la giustizia sociale e l'acconciamento equilibrato di tutte le regioni del nostro Paese. Ringraziato. Ringraziabi. Allora, qual è che risponde au Presidente dell'Agenzia dell'Urbanisme? Madame la conseillère, merci pour cette question. Vous savez, Madame la conseillère, quand j'entends dire, pas par vous bien sûr, ni par votre groupe, qu'à cause du PADUC, on ne peut plus rien construire en Corse, j'affirme que c'est faux. Et les chiffres, ils sont là. On a construit en Corse, durant la dernière décennie, environ 46 000 logements. 4 à 5 000 permis de construire par an environ. Sur ces 46 000 logements, environ 50% sont des résidences principales, bâties notamment dans les secteurs urbains et périurbains pour répondre à la croissance démographique qu'a connue la Corse. Et donc, sur ces mêmes 46 000 logements, 50%, voire un peu plus, sont des résidences secondaires qui ont poussé comme des champignons dans les zones touristiques de l'île. Des résidences secondaires bâties dans les secteurs les plus chers, dans des zones devenues inaccessibles aux Corses et dédiées pour l'essentiel à une occupation ponctuelle ou à la location saisonnière. Dans certaines communes très touristiques, nous sommes même imbattables. On a construit plus de 80% de résidences secondaires durant la dernière décennie. Des résidences secondaires qui sont venues concurrencer fortement, bien sûr, le secteur traditionnel de l'hôtellerie. En corollaire, bien sûr, le secteur de la construction, lui, a connu une dynamique plutôt favorable, plus 22% sur la décennie. Et je crois que les difficultés actuelles du secteur, qu'on entend bien entendu, sont plus dues à la conjoncture économique difficile qu'au seul et unique PADUC. Depuis 2015 et donc depuis l'adoption du PADUC, non seulement on a beaucoup construit, mais on a aussi mal construit, donc des résidences secondaires dans les zones littorales et touristiques, mal construit car en discontinuité des zones urbaines, en contradiction avec les dispositions protectrices de la loi littorale et en consommant beaucoup d'espaces naturels mais aussi agricoles, et mal construit car en opposition avec les orientations réglementaires du PADUC. Donc on assiste à quoi? À une ubérisation, ou plutôt à une Airbnbisation, si je peux dire ainsi, de la Corse, qui conduit à renforcer à la fois les disparités territoriales entre le littoral et l'intérieur, mais aussi, bien sûr, les difficultés d'accès à la propriété, notamment pour les plus jeunes et pour les ménages modestes. Ce modèle de développement, nous vous le disons, nous le réaffirmons, on l'a déjà dit, il n'est ni durable, ni souhaitable, ni soutenable. Pour l'oreiller, il y a eu des avancées récentes avec la PPL Le Meur, novembre 2024, donc c'était hier, qui permet aux communes qui sont compétentes en la matière de mettre en place un certain nombre de mesures. Je ne vais pas les détailler ici. On reviendra dans quelques mois, notamment avec la présidente de l'ATC, pour vous présenter l'ensemble de cette boîte à outils et aussi présenter un diagnostic plus détaillé sur la dynamique des résidences secondaires. Mais elle propose des mesures pour réguler et encadrer le développement des meublés de tourisme, notamment l'instauration d'une servitude de résidence principale dans les plans locaux d'urbanisme des communes. C'est dans ce cadre que la commune de Bonifacio a récemment choisi d'interdire la construction de résidences secondaires sur l'ensemble de son territoire. Alors certains diront
que c'est trop tard, que le mal est déjà fait dans ce secteur-là. Pour notre part, nous, le Conseil exécutif, on préfère voir le verre à moitié plein, voire dans ce cas aux 3/4 plein, plutôt qu'à moitié vide. On a d'ailleurs accompagné le maire et son équipe municipale pour mettre en œuvre cette possibilité. Plusieurs réunions se sont tenues et nous encourageons bien sûr les autres maires qui élaborent actuellement des PLU à faire de même, notamment dans les zones tendues. L'idée de créer des espaces antispéculatifs dédiés à la résidence principale dans le PADUC est ancienne. Dès 2021, le député Jean-Félix Aquavive avait porté cette proposition dans sa proposition de loi contre la spéculation, qui avait d'ailleurs été adoptée en première lecture, puis reprise enfin dans la PPL Le Meur. Donc notre majorité était déjà à l'initiative sur cette question. Et bien sûr que dans le cadre de la révision du PADUC engagée en décembre dernier, nous mobiliserons pleinement cette possibilité offerte par la loi. Mais j'attire votre attention aussi sur les fragilités de cette disposition législative de la loi Le Meur. La création des espaces antispéculatifs dans le PADUC sera probablement source de contentieux, comme l'ont été les ESA, d'autant que la rédaction de la loi présente un certain nombre de fragilités qu'on a d'ores et déjà identifiées, notamment, par exemple, la référence à des zones urbanisées ou urbanisées dans les communes au RNU, sur lesquelles s'appliquerait cette disposition, ou encore la nécessité de critériser de manière certaine la pression foncière. Nous étudions aussi d'autres possibilités que celle-ci pour fixer, par exemple, des taux de résidence principale à atteindre et donc des taux de résidence secondaire à ne pas dépasser qui s'imposeraient par compatibilité dans les documents d'urbanisme des communes et qui seraient définis par le PADUC. Je vous remercie. Aringa Diaby. Allora, la domanda che avviene è quella di Veronique Pietri, di Gorenfronte, avete la parola, di Nantasete Penaf. Vi ringrazio, Madame la Presidente. Prima di cominciare volevo dire due parole. Ci sono state interpellazioni su Marti in Corsica, sempre in metodi vergognosi. Allora, domandiamo la liberazione di tutti i persone concernate e vogliamo riaffermare che la repressione non sarà mai una soluzione politica alla questione nazionale corsa. Ecco, Jean Presidente dell'Esecutivo, le 30 janvier 2023, la CTP-NAF, que vous présidez avec l'État, émettait un avis favorable à la révision du PLU de Borgo. Celui-ci était assorti de 3 réserves. La réserve numéro 1 portait sur une zone agricole à très forte potentialité de 11 hectares, sur laquelle était positionnée une zone à urbaniser. 2 ans après, des panneaux de construction sont positionnés sur cette zone agricole qui va donc disparaître. Cet exemple n'est qu'un parmi tant d'autres. Il pose le problème de l'efficacité, voire de l'utilité de la CTP-NAF pour protéger les terres agricoles. Les statistiques de l'INSEE témoignent chaque année d'une démographie galopante liée à la colonisation de peuplement. Cela entraîne un dynamisme des villes périurbaines du Grand Ajaccio et du Grand Bastille au préjudice des terres agricoles. Nous avons alerté à plusieurs reprises, par conférence de presse et en quittant même la CTP-NAF en juillet 2024, devant le manque de lisibilité et l'efficacité de votre méthode pour freiner cette dynamique mortifère. Le 26 mai prochain, justement, le PLU de Bonifacio passera en commission CTP-NAF pour avis. Au-delà de l'effet d'annonce politico-médiatique du maire de la commune sur la pseudo-fin des résidences secondaires, ce sont encore plusieurs dizaines d'hectares d'espaces agricoles qui sont voués à être consommés dans ce document d'urbanisme. Notre question est la suivante. À quoi ont servi les réserves émises par la majorité territoriale sur les PLU passés ces derniers mois, à Borgo et d'autres? Et quelle sera votre attitude concernant les PLU à venir? Aringa Diaby. Aringa Diaby. Di torna per il Presidente dell'Agenzia dell'Urbanismo. Merci, Madame la conseillère. Permettez-moi, avant de rentrer dans le fond de la question, de rappeler à l'ensemble des élus de l'Assemblée de Corse le rôle de la Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc la CTP-NAF, qui est appelée à émettre des avis
selon des modalités qui sont fixées par les codes ruraux, de la pêche et de l'urbanisme. Petit bilan, depuis 2020, la CDPENAF, que nous coprésidons en effet avec l'État, a émis 350 avis sur des autorisations d'urbanisme qui vont, je dirais, des PLU, cartes communales, jusqu'à la construction, par exemple, de hangars pour les agriculteurs ou certains permis de construire. Sur ces 350 avis, 60 sont des avis conformes et donc les autres sont des avis simples. Concernant ces 350 avis, 70% d'entre eux ont été adoptés à l'unanimité des membres de la commission. Et on a eu à examiner des documents importants ces derniers mois, notamment les PLU, par exemple, de Borg, où vous en avez parlé, de Zonza, de Porto-Vecchio, de Bastia, de Pianote, Olidolmet. On peut quand même se féliciter que des communes sur lesquelles on a de tels enjeux soient en phase d'élaboration, ou pour certaines ont d'ores et déjà arrêté leurs documents d'urbanisme, sachant qu'on avait quand même un retard conséquent en la matière. Concernant l'élaboration des documents d'urbanisme, les avis émis par la Commission sont donc, dans la plupart des cas, des avis simples. C'est donc des avis consultatifs qui sont destinés, d'une part, à renseigner la commune compétente qui élabore un document d'urbanisme sur l'avis de cette commission, et en second lieu, de renseigner le grand public, puisque cet avis doit figurer impérativement dans le dossier d'enquête publique. Il n'y a que dans le cas où les documents d'urbanisme entraînent une consommation significative de surfaces agricoles classées en appellation d'origine protégée que les avis sont conformes et que donc les communes sont dans l'obligation d'intégrer dans leurs documents l'avis de la CDPENAF. Il appartient donc, en bout de chaîne, à la commune d'intégrer ou non les réserves et recommandations de la CDPENAF avant l'approbation définitive de son document d'urbanisme. Si ces réserves ne sont pas suivies, elles peuvent en effet servir éventuellement à des recours contentieux sur la base des motivations de la Commission. Dans le cas de Borg, par exemple, c'est un avis simple, donc la commune n'était pas tenue de suivre l'avis de la Commission. De manière plus globale, je crois que c'est une erreur de cibler des éventuels dysfonctionnements de la CDPENAF. Le véritable problème ne réside pas dans la prise en compte par la commune d'une éventuelle réserve émise par la CDPENAF à l'issue d'une démarche finalement de consensus, de compromis entre des acteurs qui ont souvent des positions très divergentes en CDPENAF. Siègent bien sûr des maires, des représentants des maires, des services de l'État, les représentants des chambres d'agriculture, les conseillers territoriaux, les associations de défense de l'environnement. Donc finalement, d'une diversité de positions ou de visions émerge un avis, souvent qui se veut équilibré. Le véritable problème, à mon sens, il réside plutôt dans le fait qu'une commune puisse ouvrir à l'urbanisation des surfaces d'espaces stratégiques agricoles malgré l'opposabilité des dispositions du PADUC. Donc la question n'est pas de savoir si la CDPENAF est utile ou pas. La CDPENAF, c'est une commission de droit commun dont les leviers sont probablement adaptés aux enjeux des territoires français en matière d'urbanisme. En revanche, elle nous semble nullement adaptée pour répondre aux enjeux de notre île qui subit une pression foncière colossale sur ses espaces agricoles et naturels. C'est pour cette raison que nous avons récemment saisi le préfet par courrier, c'était le 12 mai dernier, donc pour vous dire, c'est très récent, afin de mettre en place un groupe de travail qui est destiné à améliorer le fonctionnement de la CDPENAF. Le préfet nous a répondu favorablement pas plus tard qu'hier, ce qui constitue une avancée, et nous en parlerons plus en détail dès lundi, lors de la prochaine réunion de la CDPENAF, qui aura d'ailleurs à examiner, vous l'avez dit, le PLU de Bonivazio. La vraie question que nous devons nous poser, je finirai là-dessus, tient plus à l'application par l'État des règles opposables en matière d'urbanisme. J'ai récemment souligné, vous l'avez peut-être entendu, publiquement à la radio, les failles et le caractère arbitraire du contrôle de légalité. Tant que ce contrôle de légalité ne sera pas exercé de manière rigoureuse et systématique en Corse, l'artificialisation des sols, malheureusement, se poursuivra. Tant que la loi littorale fera l'objet d'une application au cas par cas, à géométrie variable, la consommation des espaces agricoles, malheureusement, perdurera. Et tant que les documents d'urbanisme ne seront pas mis en compatibilité avec le PADUC, le modèle de développement que vous souhaitez, comme nous, combattre, et dont la majorité des Corses ne veulent plus, ne pourra malheureusement pas être endigué, ni même infléchi. Je vous remercie.
Merci, monsieur le conseiller. Alors, la question maintenant qui va être posée par Samir Yuluchani, je pense. Je crois que c'est ce qui a été dit en commission permanente pour Awansem, c'est sur la conférence sociale, les prix des carburants et les perspectives législatives. Merci, Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, le mois dernier, notre groupe vous posait une question sur le thème de la précarité, en vous demandant d'expliciter votre stratégie et d'avancer sur la tenue, pour nous indispensable, d'une conférence sociale. Dans votre réponse très détaillée, Madame la conseillère avait répondu et énuméré donc un inventaire de mesures et d'actions, ainsi que des pas mal d'années. Vous rappelez aussi donc des chiffres alarmants, au-delà du seuil de pauvreté qui fait de la Corse le territoire le plus pauvre, avec le surcroît une population qui est aussi la plus âgée. Le triste constat que nous pouvons compléter ensemble avec tant d'autres paramètres d'une île qui est aujourd'hui, on peut le dire, victime d'une colonisation, comme on la mode, revisitée. Vous mentionniez en conclusion que malheureusement, les propositions concrètes transmises aux gouvernements successifs sur les surcoûts des prix en Corse, carburant, alimentation, pouvoir d'achat, ont été toutes rejetées, faute de volonté, et nous le savons, de modifier la loi ou la réglementation. Et que, je termine, nous poursuivons aujourd'hui au sein du Conseil exécutif une réflexion sur la démocratie alimentaire qui pourrait être l'un des enjeux d'une prochaine conférence sociale. Fin de citation. Donc, reste donc à attendre, vous savez, patiemment un calendrier, une stratégie et, bien sûr, une base opérationnelle. Aussi, il convient de rappeler, je le dis ici parce que c'est important de le dire, le travail de nos parlementaires qui pourront, qui peuvent et qui ont pu aussi soutenir et accompagner nos revendications, et ce de manière plus efficace parfois, pour des raisons évidentes de relais, je dirais. Encore faut-il aujourd'hui que cette problématique soit érigée en point fondamental dans la discussion avec l'État, puisqu'elle se continue de manière incertaine, mais elle se continue. Ces deux rapports concernant l'adaptation sont à l'ordre du jour de cette session. J'espère d'abord qu'ils ne viendront pas contredire le fond politique de notre revendication historique. Et dire aussi que Paul-André Colombani, par son action, a permis aussi, pour nous, des avancées considérables dans la quête justement d'améliorer le quotidien des Corses en matière de santé, comme vous le faites. Je souhaiterais que le CHU voir la dernière séquence relative au moratoire sur les maternités, qui est quand même pour nous significative, notamment pour les régions rurales de Corse. Et désormais sur sa PPL qui parle de régulation des prix de carburant et du contrôle des concentrations économiques en Corse qui sera déposé, qui a été déposé d'ailleurs dans le courant de la semaine. Donc, signe probant, s'il en est. Donc, puisque aujourd'hui, et je reviens à notre processus avec Paris, qui rejette nos propositions concrètes, puisque nous sommes dans ce processus, nous devons certainement, et je pense que la question est formulée en ce sens, revenir à une initiative qui soit donc complémentaire peut-être, ou en tous les cas qui vienne soutenir et compléter cette situation de discussion, parce que nous vivons malheureusement une situation de plus en plus insupportable de déséquilibre économique et social qui font peser de plus en plus de pression économique et pas qu'économique sur les ménages corses, dont vous savez qu'ils ont aussi une compétition particulière. Depuis plus de 5 ans donc, ce sujet a fait l'objet d'interpellations répétées au gouvernement afin de demander la mise en place de mesures spécifiques qui répondent donc à cette situation exceptionnelle qu'on pourrait qualifier presque de monopolistique du marché de la distribution des carburants en Corse. Aussi, dans ce contexte, je passerai sur la situation des territoires ultramarins que vous connaissez, le décret du REL qui donc permettent cette régulation des prix et des marges dans le secteur marqué par cette concentration excessive et bien entendu, conformément à la demande formulée par l'Assemblée de Corse,
nécessaire d'envisager la mise en œuvre d'un cadre législatif et réglementaire adapté aux contraintes et besoins spécifiques d'un territoire insulaire qu'est la Corse. Alors, tout simplement, j'ai coupé la question, je la résume, mais vous avez bien compris le fond, au-delà du processus politique engagé qui nous anime. Quelles évolutions peut-on espérer, ou en tous les cas arracher, je préfère arracher espérer, en matière, et qui peuvent être apportées donc au travers des discussions avec l'État, entre justement l'exécutif et les ministres. Et bien sûr, quelles initiatives pouvez-vous proposer, notamment dans ce cadre d'évolution législative? Merci. Vi ringrazio. Quale chi risponde? Madame la Presidente, dice Santa, la consigliera esecutiva. Ringraziavi, caro consigliere Saverio. Cette question m'amène à pouvoir communiquer sur notre action concrète quotidienne au service des publics fragilisés. Elle est donc l'occasion pour moi de le rappeler aujourd'hui. La politique sociale résulte d'un choix politique, celui d'exécutif, de maintenir, en dépit d'un contexte budgétaire contraint, un haut niveau d'engagement. Je le rappelle, le budget de cette année 2025, c'est 225 millions d'euros en fonctionnement et 2,8 millions en investissement. Une augmentation de plus de 30% depuis 2018. Ces engagements le sont souvent en collaboration avec les intercommunalités et les communes. Permettez-moi de le rappeler, les autres collectivités disposent de la compétence sociale. Nous voyons ainsi des communes et des intercommunalités innover en la matière, particulièrement sur le non-recours aux droits, et je pense notamment à la commune de Bastille. Le mois dernier, effectivement, je vous exposais notre stratégie, je vous la résume à nouveau. Nous agissons résolument sur les causes de la précarité. Nous avons renforcé de manière significative notre politique de prévention des inégalités sociales et territoriales dès le plus jeune âge. L'opérationnalité de cette méthode, on la retrouve dans les 9 pôles territoriaux de proximité et les quelques 200 travailleurs sociaux répartis sur l'ensemble des territoires de l'île, notamment dans le rural, qui agissent au quotidien contre l'exclusion sociale et je les en remercie. Vous m'en demandez d'ériger cette problématique en point fondamental dans la discussion avec l'État. Je vous rejoins sur ce point. Je vous rappelle que la conférence sociale du 23 mai 2022, à la veille de l'ouverture du processus de discussion avec l'État, affirmait avec solennité et unanimité la nécessité d'intégrer un volet social et économique au cœur du nouveau projet du statut pour la Corse. C'est ce que nous avons fait. Je vous renvoie à la délibération du 5 juillet 2023, à l'autonomie, dans laquelle vous retrouverez les perspectives en matière sociale et de santé. Le constat, et j'espère qu'il est partagé, c'est surtout l'absence pour notre Assemblée d'un pouvoir normatif. Dans ces conditions, vous faites le parallèle avec l'action du député Colombagne et ses avancées pour améliorer le quotidien des Corses, notamment en matière de santé. Je rappellerai juste le travail mené sur le projet de trajectoire vers un CHU depuis 2019, avec à nos côtés l'ensemble de la communauté des soignants, mais pas que, des universitaires, des syndicalistes, des usagers, etc., qui aboutit le 26 octobre 2023 à la délibération pour un CHU qui présente un modèle innovant, adapté à la Corse, multisite, etc. Un projet formalisé, opérationnel, qui a fait l'unanimité. Depuis, nous avons eu de cesse de le présenter au cabinet des différents ministres. Je vous rappelle que c'est assez volatile depuis quelques mois, qui se sont succédés. Nous continuons de travailler notamment sur la problématique de la recherche, de la formation, avec l'obtention du premier cycle de médecine à l'Université de Ligorti, la mise en place de formations en Corse pour nos paramédicaux, l'obtention du TEPSCAN, etc., etc. Je salue donc l'initiative complémentaire de la proposition de loi du député Colombagne, mais qui n'est pas encore arrivé devant le Sénat. J'ai noté aussi qu'il a intégré ce dispositif à la PPL transpartisane dite du député Garot, qui fait tant débat dans le monde médical. Je déplore encore une fois que les textes ne s'appliquent pas de la même manière pour la Corse que pour le continent, car il suffit d'un simple décret pour un CHU. J'en ai pour preuve la parution au journal officiel le 15 mai dernier, il y a quelques jours donc, du décret pour le CHU de Guyane qui vient de paraître au journal officiel. Toujours de manière complémentaire à nos initiatives pour répondre à la problématique du carburant, Paul-André Colombagne porte cette question à l'Assemblée nationale par la voie législative. Là encore, si nous saluons l'engagement, il est important de rappeler qu'un simple décret suffirait à répondre à nos demandes d'adaptation qui datent de 2019, 2021, 2022 sur le prix des carburants et le pouvoir d'achat.
Nous sommes donc très vigilants sur cette question aussi importante pour le budget des ménages déjà précaires et pour l'économie insulaire. Cette problématique du prix élevé des carburants est partagée par toutes les tendances politiques aux côtés du député Colombagne. Je salue aussi l'action du député Castellane qui s'est impliqué sur le sujet en interpellant à plusieurs reprises le gouvernement. Il a de nouveau interrogé le 1er avril dernier via une question écrite et en appelant la nécessité d'agir pour réguler les prix des carburants. Nous attendons la réponse. Il faut que les Corses entendent que nous œuvrons de manière forte pour améliorer leur quotidien, mais tant que nous n'aurons pas de pouvoir normatif, et j'insiste sur le pouvoir normatif, nous ne pourrons pas corriger les inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les citoyens insulaires par rapport à l'ensemble des citoyens, dans des conditions d'accès à bon nombre de produits et de services. Nous voulons un pouvoir normatif ici pour cette Assemblée et agir sur ces sujets sans dépendre de Paris. Nous avons été élus pour une évolution constitutionnelle et nous avons été élus à la majorité à 3 reprises depuis. Continuons à nous battre pour et je suis d'accord avec vous, continuons à œuvrer dans ce sens. A ringraziarvi. A ringraziarvi, cara consigliera. Allora, oggi c'è una domanda di Don Joseph Lucioni, l'intelligenza artificiale. Ringraziavi, cara Presidente. Oggi Presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è una sfida tamanta di uno secolo che si pone all'umanità sana. Tra opportunità e minacce, questa rivoluzione non è mica solo tecnologica o numerica, interrogeggia il rapporto di l'uomo alla tecnica e a se stesso. A livello d'usoio, a Corsica può portare a petra questa transizione maggiore. In intelligenza artificiale, come in assesto numerico di modo generale, il nostro paese è un'amica patta di un vato isolano. L'IA presenta tante opportunità sicure di crescenza economica, di innovazioni, in un settore privato quanto in pubblico. Un po' di imprese corsi lavorano in questa transizione numerica e si giovano di già di strumenti offerti dall'intelligenza artificiale. La collettività di Corsica e l'insieme di potenza pubblica isolana un po' ne sono scantati dal suo movimento globale. Gli imbuschi sono troppo importanti. Centro di dati, modernizzazione di azioni pubbliche, ottimizzazione dei servizi pubblici, mantenimento dell'equilibrio sociale, mezzo di trasformazione, presenza di lingua corsa. Costruisce un'intelligenza artificiale a pro dell'amministrazione, degli agenti di collettività di Corsica e soprattutto del popolo corso, ci pare che qui su scopo realizzare la transizione a riesce. Oggi Presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica può arrivare a un punto a nostra Assemblea nell'integrazione a spargere dell'intelligenza artificiale alla collettività di Corsica. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Allora, il Presidente da rispondere. Vi ringrazio per la vostra questione, ci dà l'occasione di tornare a una problematica che ha fatto l'oggetto di già di un scambio tra l'esecutivo e l'Assemblea di Corsica all'occasione della presentazione di un rapporto numerico, la EDETA, oggi l'intelligenza artificiale è un imbusco, un gioco maggiore per tutte le società e non si passa mica un giorno senza che lo ci sia un articolo, una riflessione, un libro oppure leggi che sono buttate per cercare a tempo a sostenere e inquadrare Sarnese nuovo che modifica di modo proprio profondo il nostro rapporto a USABE e a campare insieme e dicevo dell'intelligenza artificiale appena come sono state reti sociali e a tempo, o può essere a tempo un arnese di progresso e un arnese d'alienazione. Si vede per esempio per il dominio di libertà pubbliche che l'intelligenza artificiale può essere utilizzata da democrazie che cercano a pararsi da un'epoca di malfatte, ma di noi di poteri autoritari o dittatoriali che cercano a impastuggiare i cittadini. Dunque penso che è una riflessione di interesse strategico e maggiore. Come possiamo fare a un nostro livello
per cercare a riflettere e a decidere. Vi voglio rammentare che a parte di l'anno 2021 è stato già identificato il soggetto dell'intelligenza artificiale come un soggetto maggiore in un nostro schema direttore territoriale di acconciamento numerico, o schema intitolato Smart Isola. In dea seguita e da messa in ballo di su schema abbiamo creato l'European Digital Information Hub Corsica, un acconciamento di imprese ed attori pubblici e locali che sostengono e lavorano insieme alla riflessione e all'azione a livello di rete sociale, dell'informatica, di un numerico e di un'intelligenza artificiale. Ad Asorte, da qui a 2026, una diama progetti nel quadro di fondi europei chiamata Data e intelligenza artificiale al servizio di interesse generale. Una diama progetti che cercherà di favorizzare tutti i progetti di messa in comune e d'utilizzazione dell'intelligenza artificiale a pro dell'interesse generale. Si sa che oggi c'è un rischio maggiore di maestria di tutto ciò che è acquistato nel quadro dell'intelligenza artificiale da grandi gruppi che sono che possono essere in contraddizione con l'interesse generale e pubblico. Ultimo punto. Di poi parecchi mesi abbiamo messo in ballo una squadra progetti, una trentina di agenti di collettività, per lo più sotto l'autorità di UDGA Michel Godopacini. C'è anche un Fab Lab che ha lavorato a pro di riflessione interna all'amministrazione e poi di un servizio da Enrico Ferrari per riflettere a una prima messa in ballo all'interno della collettività di Corsica di mezzi che sono oggi permessi dall'intelligenza artificiale. Si sa qui di noi che c'è a tempo una possibilità di ottimizzazione e un rischio, posto che l'intelligenza artificiale non si può mica e non deve mica sostituirsi all'azione di umani e dei nostri agenti. Abbiamo identificato una ventina di proposte che faranno l'oggetto di un rapporto che cavaria essere presentato e dibattuto davanti all'Assemblea di Corsica, spero da qui alla sessione di luglio o più tardi alla sessione di settembre. Ringraziavi, Presidente. Ora c'è una domanda di Serena Battistini. Pecore in fronte. Donjo, ie. Adiuvato 1 minuto 30. Ie. No, ci rallegremo. 40. 30-31. Puoi rispondere. Ci rallegremo a nome di proprio insieme di elementi che sono stati portati e di modo generale di politica numerica, d'acconciamento numerico portato da consigli esecutivi, servizi e collettività di Corsica. Mi pare che l'istituzione risponda proprio all'imbusca e ai sfide di un XX secolo, in particolare da un punto di vista, e vi accompagneremo di sicuro, caro Presidente esecutivo. Allora, la domanda è essere da Serena Battistini. Pecore in fronte, non ta Villayer, Saint-Domingue et Bastia. Monsieur le Président de l'exécutif de Corse, le Vilayet Saint-Dominique, construit à la fin du XIXe siècle par Aimé Sisko, constitue, avec ses influences byzantines, chrétiennes et musulmanes, un bâtiment architectural singulier dans le paysage bastiais, et plus particulièrement à Cardo. À sa mort, en 1915, Aimé Sisko souhaitait que le Vilayet ait une vocation sociale et non lucrative. L'hospice public de Bastia en avait hérité. L'ouvrage de 850 mètres carrés, avec un terrain de 11 870 mètres carrés, appartient de nos jours à l'hôpital de Bastia. Aujourd'hui, abandonné, détérioré, squatté, il est en vente depuis le mois de décembre 2024 autour de 2,5 millions d'euros. Même s'il n'est pas classé, le Vilayet Saint-Dominique a un intérêt patrimonial indéniable.
L'absence d'un porteur de projet global fait craindre à présent une vente à la découpe à des privés avec d'éventuelles visées immobilières spéculatives. Cette situation serait en contradiction avec les dernières volontés testamentaires de M. Aimé Sisk à sa mort en 1915. Notre question est la suivante. La collectivité de Corse n'aurait-elle pas vocation, selon vous, à intervenir via l'Office foncier de la Corse pour sauver ce bâtiment et lui donner une vocation sociale ou culturelle pérenne à venir? Dianelor Santucci, incarica di Agricoltura, che la risponde. Madame la conseillère, je vous remercie pour votre question qui permet de rappeler le contexte particulier dans lequel s'inscrit aujourd'hui la vente du Vilayet Saint-Dominique. Le Vilayet, comme vous l'avez souligné, est un édifice atypique par son architecture et sans nul doute un témoignage historique fort dans le paysage bastiais et au-delà du paysage bastiais. Toutefois, il convient de rappeler que ce bien appartient, comme vous l'avez dit aujourd'hui, au centre hospitalier de Bastia. Donc le centre hospitalier a engagé la mise en vente de ce bien afin de financer l'acquisition du terrain dit La Brette, destiné à accueillir le futur hôpital. Cette mise en vente du site s'inscrit donc dans une logique de stratégie foncière globale en lien direct avec la construction de ce nouvel hôpital. Vous le savez, il s'agit pour l'établissement de santé, mais aussi pour l'ensemble du territoire, au-delà de la ville de Bastia, bien entendu, d'un projet structurant au service de l'intérêt général, au service d'une importance capitale, qui permettra à la fois d'améliorer l'offre de soins de toute la Corse et de mieux répondre aux importants besoins de soins, et ça rejoint la question précédente. Il ne s'agit donc pas d'un acte de cession opportuniste ou spéculatif, mais d'une opération de réaffectation de ressources patrimoniales au profit d'un projet d'intérêt public majeur. Cette démarche ne relève donc pas d'une logique de désengagement patrimonial, mais bien d'un réinvestissement stratégique au bénéfice du territoire. Par ailleurs, la commission du patrimoine de l'hôpital, compétente en la matière, s'est prononcée favorablement sur cette orientation. Lors de cette discussion, la commission a aussi discuté de l'esprit du don de Sisk et ce sujet a également été traité. À ce jour, le prix de vente n'est pas définitivement arrêté. Toutefois, le plan local d'urbanisme de la ville de Bastia ouvre des perspectives favorables dans la mesure où la zone est classée comme constructible. Des divisions parcellaires pourraient être envisagées, mais le bâtiment du Vilayet existant, de par son caractère architectural, sera conservé et mis en valeur. Il est en effet inscrit au périmètre du site patrimonial remarquable, ce qui en interdit la destruction et impose une attention particulière à sa réhabilitation. Une vente encadrée permettrait aussi de restaurer un bâtiment actuellement très dégradé. S'agissant de l'office foncier, puisque c'est le cœur de votre question, il semble important de rappeler que, d'une part, son projet principal est aujourd'hui prioritairement orienté vers le soutien à la production de logements accessibles, dans un contexte de pression foncière, sociale et économique particulièrement marqué. D'autre part, je vous le rappelle, mais vous le savez, l'Office foncier de la Corse peut aussi acquérir du foncier bâti ou non bâti, et cela pour le compte des communes ou de leurs groupements. Le portage d'un bien tel que le Vilayet impliquerait une mobilisation financière importante, susceptible peut-être de réduire les capacités d'intervention de l'Office sur ses missions essentielles, mais ce point peut être discuté, y compris au sein du conseil d'administration de l'Office. Cela étant, toute perspective de reconversion patrimoniale ou culturelle devrait reposer sur un partenariat solide, adosser un cofinancement structuré et faire l'objet d'une évaluation rigoureuse des conditions juridiques, techniques et financières de faisabilité. Cela inclut notamment l'identification d'un porteur de projet clairement engagé, ainsi qu'un plan de sortie à échéance du portage qui ne saurait excéder 3 ans. Dans cet esprit, et pour conclure et pour répondre à votre question, l'Office foncier, en lien bien entendu avec la collectivité de Corse, demeure disponible pour engager un travail exploratoire avec l'ensemble des acteurs concernés, hospitaliers, institutionnels, associatifs ou culturels, afin d'examiner de manière partagée les conditions dans lesquelles une telle opération pourrait s'inscrire toujours dans le cadre de l'intérêt général. Je vous remercie. Ringraziabi. Allora, ci resta una sola domanda che da essere fatta da Elisa Tramoni per Fa Popolo. Vi ringrazio. Oggi Presidente del Consiglio Esecutivo di Gorzica, 50 anni fa si è tenuto un avvenimento che ha cambiato la faccia di Gorzica per sempre.
I 21 e 22 di agosto di 1975 hanno stampato una volontà forte di giustizia e di difesa dell'identità culturale gorza in amenti degli isolani. Un fatto di moasi contro la problematica stretta in quanto a produzione viticola hanno fatto permesso di mettere in lume problematiche molto più larghe come la negazione di diritti di un popolo, di sua cultura, di sua lingua, di sua terra e di sua capacità a decidere di usare la vena. E queste problematiche firmano sempre oggi. Questi avvenimenti si iscrivono in un periodo di riacquisto, periodo di presa di coscienza culturali, sociali e politica maggiori, con le idee nazionalisti moderni e le rivendicazioni forti, come la riapertura dell'università, la riconoscenza di un popolo gorzo, la difesa e la promozione della lingua, la difesa dell'ambiente, la lotta contro le speculazioni. Ciò che è stato trattato solamente come un avvenimento politico deve essere considerato oggi e più che mai come un fatto storico. Su fatto oggi non faccio più solamente parte della storia dei nazionalisti, ma della storia della Corsica. Allora organizziamo oggi a discussione in cui Stato un statuto d'autonomia è più che primoroso di riconoscere l'importanza storica dell'area per le generazioni attuali e a Vena. Giusto appunto, i giovani hanno dimostrato il suo interesse per il soggetto, incluso di una mozione di sostegno all'associo all'area 75 dall'Assemblea di Gioventù. Per chi non si sfondesse mai il testo di questa storia, per chi generazioni a Vena non si smentigesse nemica di ciò che fu e che disineggiasse per costruire ciò che sarà, vi domando di che maniera il Consiglio esecutivo ha da poter riconoscere la dimensione storica degli avvenimenti dell'area e accompagna l'organizzazione di 50 anni in punti simbolici e materiali a lato di attori associativi, culturali e istituzionali impegnati in questa marcia di memoria. Vi ringrazio. Allora, risposta di Biancafa di Ghiavage. Ringraziare Madame la Presidente. Cara consigliera, cara Elisa, avete detto e avete parecchio a fare. Da 875 l'azione coraggiosa, sincera e giustificata di una manata di patrioti ha sollevato l'isola Sana, ma ha permesso di noi una presa di coscienza che si è detta profondamente arraigata in un fatto politico isolano. Vorrei ringraziare la presenza qui di Bernardo Pantalacci e di Giampiero Umari che si impiegano per fare dall'area veramente un événement storico per 150 anni. Le sort fait à la Corse, relevé depuis son annexion et réitéré par les insulaires sous des formes diverses à différentes époques, est vu ici à la fois comme une injustice contre laquelle il convient de lutter et à la fois comme la possible matrice d'une nouvelle revendication, plus large, plus affirmée, plus pragmatique. Ces due giorni hanno fatto una mossa che infine va inscrire a Corsica in una traiettoria nuova. Ces faits, conjointement à une expression culturelle naissante, le riacquisto, aboutissent à la création de mouvances ambitieuses et décomplexées dont l'audience va aller crescendo pour installer durablement la question corse comme un fait politique, atout pour l'avenir de notre île. L'organisation politique des revendications basées sur le concept de libération va engendrer une multitude de groupes de défense, d'associations de terrain, de contre-pouvoirs qui permettent l'expression démocratique de trouver un chemin vers la reconnaissance d'un peuple. 50 ans après, les mémoires sont toujours vives. C'est pourquoi l'anniversaire qui se profile doit être digne, certes, mais aussi montrer la continuité d'un combat politique, social et culturel qui s'impose avec autant de sève et de détermination qu'à cette époque. L'ancrage dans le présent, mais surtout un engagement pour demain, doivent guider l'action de notre collectivité. Vous êtes l'exacte illustration, chère Elisa Tramone, du fait qu'une commémoration n'a de sens que si elle permet un apprentissage et la transmission de valeurs aux nouvelles générations. C'est le meilleur hommage à rendre à ces Corses qui se sont levés en août 1975. L'Associo Alleria 75, dépositaire de la mémoire de ces journées, sera aidée en vertu des règlements des aides de notre Assemblée. Son programme mêle moments festifs, pauses mémorielles et discussions sous un format table ronde.
Dès cette année, la SODJ propose une célébration ambitieuse et arrime l'année adversaire à l'avenir en promettant un parcours mémoriel didactique sur les lieux mêmes où furent portées la revendication. Vous le savez, notre collectivité propose un geste fort, l'acquisition du terrain de la cave sur lequel s'est déroulé cet événement marquant. Ainsi, un nouveau lieu de mémoire pourrait voir le jour sur le territoire d'une commune où nous investissons énormément pour préserver et transmettre l'esprit d'un peuple. Le musée d'Alérie, la cité antique et le champ de fouilles au sud de la commune sont emblématiques de notre politique patrimoniale et culturelle. D'ailleurs, nous proposons, durant la période de commémoration des événements d'août 75, d'y installer une partie de l'événement. Une représentation théâtrale sera donnée dans l'amphithéâtre, ainsi qu'une exposition de photos des journées de 1975 qui sera proposée au public. Une conférence débat en collaboration avec la SODJ sera également organisée pour marquer cette commémoration. Aidet, ciò che noi consideriamo come un fatto storico, entrerà nella storia di Agorsica a partire da quest'anno e a nostra istituzione piglierà tutta la sua parte a questa commémoration bramata. Alors que nous négocions une autonomie pour la Corse, le souvenir des moments forts de cette histoire contemporaine est, nous l'espérons, gage de cohésion tant nous savons l'attachement de chacun de nous ici présents à pour l'héritage commun. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Allora, scusate, mi sono sbagliata, ci torna una domanda, non so mica perché che è passato all'AS, come si dice, di una domanda di Jean-Christophe Angelini sur la maîtrise du recours à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on va peut-être attendre le président de l'exécutif parce que je pense que c'est lui qui doit vous répondre. Voilà, il est là. Et veuillez m'excuser parce que j'ai fait une erreur. Excusez-moi. Donc, je vous en prie, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, la collectivité de Corse et ses satellites ont régulièrement recours à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dite AMO. Elle intervient pour apporter conseil et expertise. Dans ce cadre sont réalisées des études, des démarches d'accompagnement de la puissance publique dans ses projets et démarches, du conseil sur les politiques publiques, etc. L'apport des AMO n'est pas contestable, puisqu'il propose des compétences nécessaires et même indispensables à la mise en œuvre des politiques de nos institutions. Néanmoins, et nous l'avons vu encore récemment à l'aune du débat budgétaire, il présente un coût non négligeable pour une puissance publique, par ailleurs soumise à des contraintes budgétaires toujours plus étouffantes. La réduction des dépenses pourrait, c'est une piste de réflexion, se trouver également dans la diminution du recours à ces mêmes AMO. Pour ce faire, il n'est pas question d'abandonner un quelconque projet ou une démarche, mais d'avoir recours à nos compétences internes, y compris en mutualisant avec les satellites. Nous savons que nos effectifs regorgent de compétences, autant les solliciter. Cela a d'ailleurs été le cas notamment pour la réalisation d'Aqua Nostra 2050, qui est un document stratégique pour la politique liée à la ressource en eau et dont l'élaboration fut exclusivement liée à nos ressources internes. Ça n'a pas été le seul, mais celui-ci nous a semblé emblématique. Nous ne doutons pas que ce ne soit qu'un exemple parmi d'autres, donc, et qu'il nous faille généraliser cette pratique. Aussi, pouvez-vous, Monsieur le Président du Conseil exécutif, nous présenter un tableau récapitulatif pour la collectivité de Corse et chacun de ses satellites de la masse budgétaire dédiée aux AMO sur les 3 exercices précédents et la mettre en perspective avec la masse salariale de nos structures? Quelle marge budgétaire pourrions-nous ainsi dégager pour les exercices à venir en optimisant les compétences de nos ressources humaines internes? Je vous remercie. Presidente, avete la parole. Donc, merci pour votre question. Bon, vous l'avez rappelé, hein, la question de la place des assistances à maîtrise d'ouvrage est une question importante, non seulement pour la collectivité de Corse et ses satellites, mais je dirais pour l'ensemble des institutions. On sait notamment que le recours systématique, ou en tout cas trop large, de l'État à des cabinets conseils et à des prestations d'AMO a notamment été critiqué au plan technique par la Cour des comptes et au plan politique par la représentation nationale française. Donc la question est légitime, a fortiori dans un contexte où il y a à la fois la nécessité de repenser la mobilisation du capital humain au sein de la collectivité de Corse et dans les agences et offices notamment. D'un côté, une nécessité de remobiliser, mais également une nécessité de rationaliser les dépenses, puisque les AMO ont également, et vous le dites dans votre question, une incidence budgétaire.
Comment on a essayé de répondre, et je dirais d'abord d'un point de vue théorique et ensuite d'un point de vue pratique, à cette exigence de point d'équilibre. D'abord rappeler, mais c'est la trajectoire théorique de tout décideur, privilégier le recours aux compétences internes et limiter le recours aux assistances à maîtrise d'ouvrage externe dès lors que la question a un caractère tellement technique, tellement pointu, tellement spécifique, particulier, qu'il n'est pas envisageable de le traiter en totalité et quelquefois même en partie au plan interne. Donc ça, c'est, je dirais, la position de principe. Est-ce qu'elle a toujours été appliquée avec toute la rigueur au sein de la collectivité de Corse comme ailleurs? Je pense que ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, nous devons réfléchir notamment à travers ce qui a été engagé, c'est-à-dire la revue générale des dépenses. Dans l'état de la revue générale des dépenses, un des objectifs, c'est bien sûr d'arriver à une rationalisation de nos dépenses, et notamment et principalement de nos dépenses de fonctionnement, puisqu'on sait que ce sont celles-là qu'il faut contenir pour préserver notre marge d'investissement. Donc nécessairement, il y a une discussion sur la place des AMO. Alors, je n'ai pas eu le temps de répondre dans le détail à la question. Moi, ce que je vous propose, c'est de renvoyer cette analyse détaillée, y compris dans le cas du travail partagé avec la Commission des finances. On a proposé de travailler à livre ouvert sur ces questions comme sur les autres. Globalement, ce que je peux vous dire, c'est que, mais vous le savez vous-même, notamment parce que, sans parler même de votre qualité de vos fonctions de maire de Porto-Vecchio, vous avez été président de l'ADEC, vous avez été président de l'Office foncier. Vous savez, par exemple, l'Office foncier, la PPI, à l'époque, elle a été externalisée à travers le recours à une AMO. Bon, à l'ADEC aussi, il y avait un certain nombre de prestations extérieures. Il y a des endroits où, à l'évidence, à mon avis, y compris si on est dans une optique beaucoup plus restrictive, les AMO, par la complexité des dossiers, et par la nécessité de les sécuriser, vont rester indispensables. Je prends un exemple ou deux, les fonds européens. Les fonds européens, on a une AMO qui nous accompagne pour essayer de sécuriser une matière qui est de plus en plus technique, de plus en plus exigeante, avec des risques importants, y compris des années plus tard, d'obligations de remboursement de crédit, voire des risques non seulement sur le terrain de la responsabilité budgétaire et financière, mais y compris sur le terrain de la responsabilité pénale. Un autre exemple d'AMO, c'est l'AMO dont nous avons décidé en commun le principe et la mise en œuvre avec l'État, les chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et d'artisanat et collectivités de Corse, pour avoir à la fois un diagnostic partagé et une identification dans un domaine qui est très technique d'un ou deux chemins au pluriel possibles pour aller vers le rattachement. Vous citez également l'exemple vertueux du plan Aquanostre par l'Office hydraulique. C'est vrai, je signale simplement qu'il y a des matières dans lesquelles nous sommes, ou des domaines, ou des institutions dans lesquelles il y a historiquement une compétence technique qui est plus forte que dans d'autres domaines. Donc l'Office hydraulique a produit ce plan. Je voudrais citer, sans être exhaustif, d'autres domaines stratégiques dans lesquels nous avons fait le choix politique de ne pas externaliser, ne fût-ce qu'en partie à travers une AMO, par exemple le schéma urbain, la révision du schéma montagne, le plan forêt-bois, l'analyse du PADUC. Alors c'est vrai que l'analyse du PADUC, ça a pris du temps, mais c'est un temps aussi qui est la résultante du fait de ne pas vouloir externaliser, ne fût-ce qu'en partie, cette analyse et de s'en remettre à nos services, collectivités, agences et offices. Autre exemple important, la révision de la PPE, pourtant un domaine extrêmement technique. Là, on a des compétences fortes au sein de l'AUE, on les a mobilisées. Les opérations d'infrastructure, on va venir bientôt présenter une nouvelle PPI, on n'a pas fait appel à des cabinets spécialisés, ou encore au plan interne. Vous savez qu'on est actuellement dans une réflexion et dans des décisions importantes sur l'organigramme, sur le chantier RH.
je n'ai pas souhaité, le choix a été partagé avec le DGS, que nous externalisions. Ça a été un travail considérable, mais c'est un travail qu'on a porté en interne et dont le résultat sera présenté suite à un travail exclusivement interne. Donc voilà, on reste, et je termine, sur des dépenses qui sont importantes. Globalement, d'après les éléments de parangonnage, de benchmarking que j'ai, on est plutôt dans la fourchette basse des AMO, mais une fois encore, je dirais, on a un dernier point, on a un tel éventail de compétences qu'on ne retrouve pas systématiquement dans les autres collectivités, régions de droit commun, départements, agence office, compétences particulières, ATC, développement économique, aménagement du territoire. Donc on a un tel échantillonnement de compétences que quelquefois, à mon avis, y compris si on est dans une approche extrêmement encadrée du recours à l'AMO, ça va rester indispensable. Par exemple, dans certaines matières, je pense par exemple à l'expertise en matière de flotte téléphonique, en matière de sécurisation pour partie des systèmes informatiques, etc., même si on a de très fortes compétences internes, même si on a un opérateur comme la CITEC, à un moment donné, on reste obligé d'avoir recours à des partenaires extérieurs. Par contre, là où il y a un vrai travail, qui est à la fois un travail politique et un travail budgétaire, c'est de limiter à la partie la plus indispensable possible et la plus utile possible le recours aux prestataires extérieurs. C'est le travail qui a été engagé et pour répondre à votre question, je donnerai l'ensemble des éléments chiffrés à la commission des finances présidée par Louis Pozzo-di-Borgo dans le cadre du travail ouvert à l'opposition que nous vous avons proposé de mener, y compris sur la revue générale des dépenses. A ringraziarvi e mi compio a seduta di domande a Boc. Voleriava due o tre comunicazioni, ma forse mi va a chiama prima. Andate burro. Allez, vas-y. Angeline Jean-Christophe, Antonini Daniel, Arrighi Véronique représentée par Hyacinthe Vagne, Battestini Sérène, Benedetti Paul Félix, Biguera et Didier, Beau et Jean-Marc, Borromé Ivanine, Branca Marie-Claude, Caïtou Colli-Paul Joseph représenté par Johnson Toulemao, Campana Françoise, Casanova Nicolas Paul, représenté par Jean-Martin Mondologne, Casanova Servas Marie-Hélène, Capigny Angèle, Cognetti Turchini Cathy, Colombagne Anna-Marie, Colonna Romain, Combette Christelle, Dansari Frédéric, Duval Santa représenté par Chantal Pédinelli, Fanny Muriel, Philippe Pedranto, Francis Lisa, Galoni Distria Evelyne, Dionga Pierre, Diabicogne Jean-Charles, Giacometti Pierre Josepha, Guidoni Pierre représenté par Craticognetti, Le Beaumain Vanine, Le Mao Jean Santou, Lucchini Jean-Jacques, Luciani Don Joseph, Luciani Antoine, Luciani Saverio, Marchetti Sandra représenté par Anna-Maria Colombagne, Mariotti Marie-Thérèse représenté par Marianne Pierre, Mattei Flora représenté par Romain Colonne, Maupertuis Marie-Antoinette, Mela Georges, Mondologne Jean-Martin, Mosca Paula, Nivagioni Nadine, Panzani Jean-Paul, Piedinelli Chantal, Pieri Marianne, Pietri Véronique, Poli Antoine, Poli Pierre, Ponce Vera Juliette représentée par Paola Mosca, Pozzo di Borgo Louis, Profizzi Jean-Noël, Quastana Paul,
Savelli Jean-Michel, Savelli Joseph, Siatelli Jean-Louis, représenté par Jean-Michel Savelli, Sourba François, Tereghi Charlotte, Tiberi Julia, Tramogni Elisa, Badrighi Hervé, Vanni Hyacinthe, Michiguera Alex et Volimachi Charles, représentés par Georges Mel. Quelques informations et moments aussi de commémoration. D'abord, je voudrais rappeler qu'est décédé Angelo Rinaldi, Ange-Marie Rinaldi de son nom de baptême, le 7 mai dernier à l'âge de 84 ans, donc membre de l'Académie française, comme chacun le sait, avec l'œuvre, il laisse une œuvre de romancier exceptionnel, estimé. Il laisse aussi le souvenir d'un critique littéraire à la plume acérée, très acérée même, avec un rapport à la Corse ambivalent, très ambivalent, qui s'était fendu d'une tribune d'ailleurs sur la langue corse. C'était au moment des accords de Matignon, qui avait fait couler elle-même beaucoup d'encre et de réactions dans l'île. Mais je voudrais citer Giacomo Fusini, qui à l'époque avait dit « C'était pourtant quelqu'un qui parlait sans cesse de la Corse, qui parlait très souvent corse et qui le parlait très bien. » Donc, il laisse sa part de mystère en partant avec ce comportement et cette analyse assez paradoxale. Mais quoi qu'il en soit, je tenais à avoir une pensée pour cet homme brillant. Je voudrais aussi avoir une pensée avec vous pour la doyenne des Ajacciens qui s'en est allée, Jeannette Mar, qui a eu la joie, qui a connu la joie à l'âge de 108 ans de rencontrer le pape François lors de sa venue le 15 décembre dernier. Sa sainteté l'avait béni. C'était un moment, il y a une image magnifique d'ailleurs de cette rencontre. Je tenais évidemment non seulement à avoir une pensée pour elle, mais bien évidemment, en vous y associant, avoir une pensée pour sa famille, 100 anni, non so mica nonda, non so mica nonda. Ecco. E poi una pensata di sicuro per Vincent Cicada, militant nationaliste élu dans les mandatures de mars 98 à décembre 99, puis ensuite de 99 à 2004. Il était membre du groupe Corsica Nazione et à l'époque membre de la commission de la Sédénat, membre aussi de la commission de contrôle. Il a été ensuite membre du CESEC de 2005 à 2017, conseiller municipal de Grosseto-Prugne, conseiller communautaire des communes de la Piève et d'Ornane et du Tard. Vous le savez, militant, passionné de langue et de culture corse. Il était fondateur de la radio Frequenza Nostra et comme il a été membre de notre assemblée, je souhaiterais qu'on fasse une minute de silence. Il y a aussi des bonnes nouvelles et je ne peux résister, et je sais qu'il ne m'en voudra pas, mais je ne peux résister à féliciter Jean-Martin Mondoloni et également Monsieur Pellegri, notre déontologue et ancien DGS qui ont pris du grade et qui sont et les grands-pères et le grand-père et l'arrière-grand-père de jumelles qui sont arrivés récemment. Dunque, longa vita a Segiuce di una bella notizia ci face assai piacere e auguri di sicuro
au Abon, all'Arcibabone, ai parenti, à toute la famille. Ecco. Sur l'organisation de nos travaux, je tiens à souligner et à vous informer que Mme Bozzi n'est plus membre de notre Assemblée. Je l'ai dit hier en commission permanente, à la suite donc d'une condamnation qui est tombée le mercredi 14 mai. Au-delà de cette décision de justice que moi je ne commenterai absolument pas, d'abord je tiens à remercier Mme Bozzi pour le travail qu'elle a réalisé au sein de cet hémicycle, dans les différentes commissions, en conférence des présidents, où elle a été assidue, et la remercier aussi pour sa participation régulière. Je tiens à souligner, moi que je ne connaissais pas Mme Bozzi avant de devenir présidente de l'Assemblée de Corse, nous avons eu des rapports non seulement très cordiaux, mais aussi amicaux, et je tiens à témoigner non seulement de son engagement politique, même si nous n'avions pas les mêmes idées, de son engagement politique et de sa volonté permanente de trouver des points d'équilibre lorsque nous avons été confrontés, et bien évidemment ça arrive souvent, à des divergences de vues fortes, des fois dans des moments de tension importantes, et Mme Bozzi a toujours essayé de contribuer du mieux possible pour trouver des solutions équilibrées et apaisées aux problèmes qui se posaient à nous. Donc elle sera remplacée dans les jours qui viennent, dès la prochaine session, par Madame Paul Casanova Nicolai, qui est la maire de Guargualè, qui nous rejoindra. Elle ne pouvait pas être présente, elle a été convoquée dès hier, mais elle ne pouvait pas être présente à cette session, et on lui souhaitera bien évidemment la bienvenue lorsqu'elle sera parmi nous. Monsieur le Président, est-ce que vous voulez dire un mot? Non, simplement quelques mots après vous, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, puisque l'organisation de nos travaux fait que nous aurons à nous exprimer cet après-midi, pour la plupart d'entre nous, après votre discours, à la fois sur l'actualité récente et le contexte d'ensemble de l'île. Donc cela sera abordé en son temps, puisque c'est le moment, je dirais, des hommages. Je voudrais me joindre à ceux que vous avez rendus. D'abord, et dans l'ordre, bien sûr, saluer Valérie Bozzi, qui quitte cette Assemblée suite à une décision de justice. Il n'appartient pas de commenter les décisions de justice, mais on peut remarquer simplement que la question de l'exécution provisoire pour des décisions pénales en première instance, au demeurant une exécution provisoire prononcée par le juge, qui en a le droit, sans qu'elle n'ait été requise. Donc la question de principe de l'exécution provisoire d'une décision pénale est un point qui fait débat de façon générale et qui m'interpelle en tant que citoyen, en tant qu'avocat et en tant qu'élu. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une décision de justice en matière civile qui prononce l'exécution provisoire, vous avez un recours qui vous permet de saisir un juge pour arrêter l'exécution provisoire. Et si le juge considère que l'exécution provisoire ne remplit pas un certain nombre de conditions, eh bien, il interrompt cette exécution provisoire, possibilité d'un recours, y compris dans des domaines très graves, des condamnations lourdes, des interdictions professionnelles, etc. Si vous avez une décision de la justice administrative qui prononce l'exécution provisoire, vous avez la possibilité de saisir un juge pour interrompre l'exécution provisoire, y compris dans des décisions lourdes, par exemple des radiations de la fonction publique, par exemple des démolitions qui sont ordonnées. Vous pouvez saisir un juge, et en matière pénale, alors même que les conséquences sont graves et même irréversibles d'un point de vue de la perte d'un mandat, vous n'avez pas cette possibilité. Donc moi je le dis, au-delà du cas de Valérie Bozzi, et ça concerne y compris d'autres personnalités politiques avec lesquelles, au plan français, européen, international,
je n'ai aucune sympathie. C'est un problème de principe pour moi. Je crois qu'il y a un vrai principe, et à mon avis, un principe même qui est peut-être de nature constitutionnelle. Voilà. Donc, on laissera les procédures se faire. Je tenais quand même à m'exprimer sur ce point de droit. Au-delà du point de droit, comme vous l'avez fait, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, moi je salue Valérie Brodzi. Elle était dans l'opposition, elle était une famille de droite. Nous sommes partis de positions politiques très éloignées. Nous restons éloignés sur beaucoup de choix importants. Mais au-delà de ça, elle a été une collègue sur laquelle, aussi bien au plan politique et au plan humain, nous avons toutes et tous en permanence pu compter, notamment dans un véritable esprit de dialogue. Et donc, bien sûr, je tenais à exprimer ces éléments publiquement. L'usage est que nous commencions nos sessions, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, en évoquant aussi malheureusement les disparitions. Vous avez évoqué Vincent Cicada, je voudrais le faire à mon tour, pour l'avoir connu en tant que militant politique, en tant qu'élu, et en ce qui me concerne, en tant que tout jeune militant à l'époque, avant même son mandat, dans les années 90, vous l'avez dit, mais je crois que c'est important de le souligner, Vincent Cicada a été un acteur important des luttes politiques, des luttes sociales, écologiques et associatives de cette terre. Il fait partie de notre histoire collective. Rappelez qu'il a fondé le journal Outar, information au niveau local. Rappelez qu'il a été à l'origine de la radio Frequenza Nostra, radio associative, et on sait l'importance qu'ont eu particulièrement en Corse les radios associatives, notamment avant que l'audiovisuel public ne vienne délivrer une information adaptée à la Corse. Mais les radios associatives occupaient un espace médiatique et politique qui était un espace interstitiel. On peut peut-être rappeler, par exemple, que Radio Corse International avait été plastiquée à l'époque parce que cette radio délivrait une information qui n'avait pas l'heure de plaire au pouvoir parisien. Rappeler son engagement écologiste, vous l'avez fait, mais il y a eu l'association Le Garde, il y a eu la présidence de la commission de l'environnement du CESEC de 2005 à 2017, avec, y compris à travers des autosaisines, des rapports importants, y compris avec une vision large de l'écologie. Et là, on fait la jonction avec son engagement politique plus large, puisque notamment il avait travaillé beaucoup dans le cadre du CESEC sur la question du déficit de titres de propriété dans les zones rurales de montagne et de l'intérieur, pour essayer d'apporter des réponses et permettre une mobilisation du foncier, notamment dans une perspective de mise en valeur agricole. Et enfin, et je termine, un engagement politique nationaliste de la première heure, notamment à travers son mandat d'élu territorial de Corsica-Nagion de 1998 à 2004, une période qui était une période difficile pour la Corse, pour les nationalistes et au-delà. Et je termine par là. Ceci explique aussi pourquoi, y compris tout à l'heure, lorsque nous aurons à parler du contexte actuel, je crois que nous avons bien les uns et les autres, quelle que soit la place que nous occupons dans l'hémicycle, et a fortiori en ce qui concerne les nationalistes. Je crois que nous devons à ces hommes et à ces femmes, à ce passé souvent douloureux que je viens d'évoquer, à ce présent que nous avons à chercher à rendre apaisé et à ce futur que nous voulons construire, nous devons à tout cela d'être à la hauteur des enjeux et de chercher en permanence à privilégier dans tous les espaces existants ou à construire les logiques d'apaisement et de dialogue. Mais c'est un autre débat. Nous y viendrons tout à l'heure. Un dernier mot aussi pour
un ancien élu de cette Assemblée, député aujourd'hui, François-Xavier Tchécoli, qui a perdu son père récemment. Et bien sûr, je lui transmets, au nom du Conseil exécutif, mes condoléances attristées, comme je transmets nostre condoglianze commose e fraterne alla famiglia di Vincent Sicada e di noi, alla famiglia di Nicola Cialili, un vecchio militante di Ebrimore, di Larc, di l'UPC, dopo, di Vemoa Corsica, di Fa Popolo, uno di Steroni, di Stomi, che pur quando li sono sconosciuti facciano parte della nostra storia collettiva perché hanno campato tutte loro. È più difficile, è più felice a nome di questa storia collettiva. Penso che dobbiamo continuare a insulcarla bene. Vi ringrazio. Oui, Charlotte. Oui, merci Madame la Présidente de me donner l'occasion ici de manifester toute ma solidarité à Valérie Bozzi. Il n'est pas question pour moi non plus de commenter ou de juger une décision de justice. Je la respecte, même si je suis dans le questionnement et l'incompréhension pour les mêmes raisons juridiques que celles évoquées par le président de l'exécutif il y a un instant. Je veux simplement lui dire ici merci. Merci pour son grand sens de la solidarité et pour sa discrète bienveillance, pour son énergie sans faille à défendre ses convictions et pour la qualité de ses interventions. La Corse est privée pour l'instant d'une élue qui a toujours eu une vision, qui donne du sens à la politique, mais une vision toujours forgée par l'écoute des autres et en particulier celle de ses concitoyens. Quand tout est fichu, il y a encore le courage. Et Valérie s'est forgée très tôt une carapace face aux vicissitudes que lui imposait la vie et face aux détractions et commentaires désagréables et même ceux émanant parfois de soi-disant proches. Elle sait que la politique est un chemin souvent mené d'embûches. Mais elle sait également que chaque moment est un commencement et que l'échec n'est pas fatal. Alors, pour la suite, je lui souhaite le meilleur et je vais lui transmettre pour finir une pensée d'Einstein qui, si elle veut, elle pourra faire sienne. Les gens faibles se vengent, les gens forts pardonnent et les gens intelligents ignorent. Je te sais, Valérie, forte et intelligente. Je vous remercie. Pierre. Vi ringrazio, Madame Presidente. Due parole per Valérie Bozzi. Di sicuro non parlerà di mica di decisione di giustizia, so che lei ce l'accetta. Voglio semplicemente testimoniare di mia amicizia e un sostegno per quella che mi ha permesso in 2017 di ritrovare una piazza nella politica corsa quando parecchi amici mi hanno lasciato cascare. Quella che accettava le nostre speranze e soprattutto la mia libertà di pensare. Quella che ha avuto l'intelligenza di camminare nella strada dell'autonomia di Corsica, di betta o parere maggioritario di suo campo politico d'origine. Per compiere, gli voglio dare un consiglio di continuare a fare politica di una maniera sferrante perché è appassionata per la sua comune e per la Corsica. E da qui a 3 anni sono sicuro che sarà di ritorno in questa assemblea. Vi ringrazio. Jean-Martin Mondologne. Merci Madame la Présidente. Oui, tout un chacun, je ne commenterai pas les décisions de justice, même si en termes de droit, et le signal que renvoie le droit dans cette affaire, à tout le moins interroge. Rappelez que sur notre affaire, elle fait appel et qu'elle est, de ce point de vue, encore présumée innocente. Dire aussi, parce qu'il y a eu des tas de commentaires sur les divergences qui sont apparues publiquement l'année dernière sur les débats relatifs au processus Beauvau. Il n'y a jamais eu qu'une divergence entre nous, elle était d'ordre politique et ce fut celle-là. Pour le reste, la coprésidence a été un compagnonnage agréable, fonctionnel et surtout adossé à ce qu'était Valérie. Et je voudrais revenir là-dessus. Moi, j'ai réellement connu Valérie en 2017, à l'occasion des élections territoriales. Chacun sait ici que cette élection, comme tant d'autres,
ce sont des rince-linges et que nous arrivons en fin de campagne épuisés, fatigués, rincés. Et je me souviens de Valérie enceinte à cette époque-là. Et je me suis souvent demandé où elle trouvait la force, le courage et les ressources pour ce qui est un long marathon. Et c'est à cette époque-là que j'ai découvert ces facultés rares, ce courage, cette détermination et cette faculté à être ce qu'elle est, essayer de ne pas ressembler aux autres, ce qui s'est manifesté à l'occasion de débats récents, sans pour autant se départir de ce qui sont ses convictions profondes. Fort de ses ressources, moi j'ai eu l'occasion, comme beaucoup d'entre vous, d'échanger avec elle, de lui évidemment témoigner, comme je le fais publiquement aujourd'hui, ma solidarité, mon soutien plein et entier du point de vue humain. J'ai l'habitude de dire que le temps qu'on donne aux autres, c'est le temps qu'on ne donne pas aux siens. Gageons qu'elle pourra désormais donner un peu plus de temps aux siens, sans évidemment abandonner sa passion, qui est celle de l'engagement public, que lui rendent bien ses administrés locaux. Et gageons qu'elle saura revenir plus forte, plus impliquée encore dans le débat public, tant il est vrai que le débat public a besoin de voies alternatives dont elle sait si bien se faire l'écho. C'est en tout cas au nom du groupe ce que je souhaitais lui manifester. Oggi Presidente di l'esegudio, signore e signori consiglieri esecutivi, signore e signori consiglieri dell'Assemblea di Corsica. Sta sessione s'apre una volta di più in un ambiente pisio. Il settore agricolo e tocco torna una volta. C'è stato qualche settimana fa l'assassinio di Pier Alessandri, erano Ello di bultato, i fiori sono sbucciati, ma Pierre non c'è più. E penso alla sua famiglia, ai amici, ma le domande sono sempre le stesse. Perché? Perché la nudombu. E a questo dramma non si inonda oggi, Ghigie oggi. E tutti vogliamo una risposta, e il più presto possibile. Dopo e senza paragonare, perché non c'è mica relazione tra si differenti atti e momenti, dunque veramente senza avere un mischio tra tutto, sono affari differenti. Qualche giorno fa sapete ci sono stati incendi e poi di nuovo a Rubecci, non si sa mica, ma ci sono stati a Rubecci di nuovo d'arnesi di parecchi agricoltori. E di sicuro non è morto nessuno. Ma di anche sai che non è morto nessuno. Ma la vita degli agricoltori, sappiamo, è abbastanza straziata, di più in più. L'agricoltura corsa è sotto pressione per via di speculazione immobiliaria e fondaria. A terra è scherza, è cara. I giovani non si possono più stare anche con l'aiuto di Lodarchi e di tutti, perché controllano mica la terra. L'acqua manca di noi in certi regioni. E in questo contesto ci sono state le ingiurie che sono state fatte da un agricoltore al presidente dell'esecutivo. Ciò che si è passato è grave. E io di sicuro sono solidaria del presidente dell'esecutivo, dell'uomo, dell'amico, di un militante, dell'eletto, perché non si parla mica così. Ma sono di noi solidaria di quest'uomo, vittima l'indomani di un incendio. Perde il frutto di suo lavoro e si sa che in agricoltura l'affare non si va mica in 4-3-7, ci ci vuole mesi e anche anni per poi fare qualcosa che tiene a strada. E di un scompianto per i suoi violi. E dico attenti
attenti alle manipolazioni, alle speculazioni, attenti ai gombricole. Attention aux manipulations, aux amalgames trop hâtifs. Attention car la paix si durement acquise est vulnérable. Et les arrestations de ces dernières heures aussi, qui encore une fois sont déconnectées des événements que j'ai évoqués tout à l'heure, les arrestations dans le mouvement nationaliste viennent encore appesantir le climat déjà délétère et ne laissent rien présager de bon. Et je ne peux que demander l'apaisement et je demande aussi que le dialogue prévale entre tous. Le dialogue, les mots, les actes, les mains qui se tendent et les gens qui arrivent à se parler. Ce que nous pouvons malheureusement constater ici, mais dans le monde en général, à bien des égards, nous inquiète et surprend, c'est que rien de ce que nous pensions comme acquis ou définitif ne l'est en réalité. Prenez l'Europe, par exemple, que nous célébrons tous les mois de mai. Que ce soit la paix, la prospérité, la libre circulation ou encore la défense des droits de l'homme, toutes ces victoires permises par l'Union européenne n'apparaissent plus aujourd'hui comme des évidences. Permettez-moi à ce titre d'avoir une pensée toute particulière dans ce contexte pour la situation dramatique dans la bande de Gaza et pour le peuple palestinien. Les regards européens qui se détournent de ce qui relève aujourd'hui d'une intention manifeste d'occuper Gaza et d'anéantir sa population participent à une remise en cause et une remise en question claire des valeurs de l'Europe et font la part belle aux faiseurs de guerre au détriment des messagers de l'espoir. Ce qui se joue à Gaza concerne l'Europe et nous concerne tous. Plus de 50 000 morts, une population affamée, une famine généralisée, des hôpitaux et structures de santé systématiquement détruits, des images d'enfants qu'aucun regard humain ne saurait supporter. Nous ne pourrons pas dire ne pas avoir su. Nous ne pourrons pas le dire. La première prise de parole du pape Léon XIV au balcon de la basilique Saint-Pierre le 8 mai dernier fut un appel à la paix. Espérons que ces mots, qui semblaient jusqu'il y a peu de temps galvaudés, reprennent vie à travers un véritable projet politique commun qui aille au-delà des exhortations, légitimes au demeurant, du Saint-Père. Au-delà des valeurs fondamentales, l'Europe repose aujourd'hui et surtout sur la reconnaissance et la célébration de la diversité. Dans ce contexte, c'est non sans fierté, modeste toujours, mais quand même un peu, que j'ai été élue le mois dernier présidente de la commission des îles de la conférence des régions périphériques et maritimes. Cette commission qui réunit les îles de toutes les mers de l'Union européenne a un rôle important à jouer en Europe pour la prise en compte de nos spécificités. D'autres avant moi y ont joué un rôle clé. Je pense évidemment au président Bajoni, puis au président Simeoni, et j'espère que cette présidence nous donnera les moyens de peser de manière décisive dans les décisions à venir. Car oui, l'Europe, qui est une vieille amie de la Corse depuis Paoli, une amie comme tous les amis que l'on aime, que l'on célèbre, tout autant que l'on malmène, est dans la période actuelle un moment vraiment clé, c'est une période charnière. Ainsi, le 2 avril dernier, le commissaire européen à la cohésion et aux réformes, Raffaele Fitto, a annoncé lors de la présentation de sa proposition de révision de la politique de cohésion vouloir lancer prochainement une stratégie spécifique pour les îles de l'Union européenne. Cette prise en considération de la dimension insulaire apparaît clairement dans le document officiel qui a été divulgué et dont je vous fais lecture. Les îles, je cite, « Les îles et les régions ultra-périphériques sont confrontées à des défis spécifiques liés au coût plus élevé des matières premières et de l'énergie, en particulier après le début de la guerre en Ukraine, en plus des contraintes inhérentes à leur déconnexion physique et à leur éloignement du continent,
qui affectent le marché du travail, le transport et la mobilité, l'accès aux matières premières, ainsi que l'approvisionnement en énergie. Cette déconnexion géographique rend également beaucoup plus difficile la transition propre de ces territoires vers une économie neutre sur le plan climatique. En outre, les emplois saisonniers créés par le tourisme cachent souvent un manque d'opportunités d'emploi attractives pour la population locale. Pour aider les îles et les régions ultrapériphériques à résoudre ces problèmes aux multiples facettes, la Commission lancera une consultation sur l'élaboration d'une stratégie pour les îles et d'une stratégie actualisée pour les régions périphériques. Donc, vous le comprenez bien, fin de la citation, je précise, vous le comprenez bien, les prochaines semaines pourraient donc se révéler très importantes à l'échelle européenne de nos contraintes spécifiques et leur véritable intégration dans les arbitrages budgétaires de l'Union. Dans ce contexte, à Bruxelles comme ici, j'entends, avec la contribution de tous, je l'espère, permettre des avancées significatives. Cela passe notamment par le renforcement des bassins maritimes de proximité. J'ai eu l'honneur en mars dernier de proposer une réflexion de haut niveau sur la place de la Corse dans l'arc nord-pyrénéen et la nécessité de mieux appréhender les frontières maritimes, les zones frontalières maritimes, aussi bien au niveau européen que national. Aussi, dans la poursuite du rapport qui a été présenté récemment par Jean-Félix Acquavive, relatif aux connexions nécessaires avec les régions limitrophes, je veux dire ici que pour la Corse, l'Europe, ce n'est pas que Bruxelles, des financements et des beaux discours. L'Europe pour la Corse, c'est surtout Santa Teresa di Gallura, Livorno, Genova, qui sont à quelques encablures de nos côtes et avec lesquels nous partageons un héritage commun et une mer. En héritage, nous aurons donc à célébrer récemment un héritage commun sur le plan historique, une partie de cet héritage, le 3 juin prochain, lors d'une initiative sur les liens entre Paoli et la Toscane, dans le cadre du 300e anniversaire du Wabu di Abadria. Parler de Paoli à Florence, avec le président de l'exécutif, avec la conseillère en charge du tricentenaire, c'est redonner une centralité à une histoire séculaire, faite de liens et de partage, centralité que nous souhaitons recréer à travers un partenariat plus fort entre nos régions. Je me réjouis donc qu'en unissant nos forces, exécutif et Assemblée de Corse, nous puissions durablement inscrire la Corse et les îles dans les process européens et ainsi répondre à des besoins concrets qui concernent notre vie de tous les jours, les surcoûts, l'accessibilité, les services publics. Ce mouvement positif serait incomplet s'il ne s'accompagnait pas d'un statut institutionnel à la hauteur des défis, c'est-à-dire reconnaissant notre rôle tout particulier dans cet espace méditerranéen aux enjeux ô combien puissants et déterminants pour l'avenir du monde, mais aussi nous octroyant les moyens de décider par nous-mêmes des politiques à mener pour résorber toutes les contraintes liées à notre situation, à notre condition d'insulaire. Mais de cela, comme vous le savez, il en sera question tout à l'heure, cet après-midi, dans notre débat d'orientation consacré à l'actualité du processus de révision constitutionnelle. Arin Radiabi. Signor Presidente, volete intervenire? No? Allora, io vi faccio una proposta, ci piantiamo e ribiemo a 2 ore e mezzo, in punta. Certi hanno commissione a 2 ore, a zedenata a 2 ore. Un biscurdate mica, a ringraziarvi.
S'il vous plaît, reprenez vos places les uns et les autres. Bien, comme vous avez pu le constater, il y a dans le Salon Vert une exposition sur des femmes qui ont porté haut et fort leurs convictions, des scientifiques, des politiques, des femmes avocates engagées aussi. Donc cette exposition, on la doit à une classe donc, du collège Tomasi de Follet, Lydie Voulé. On les remercie, on remercie leurs enseignantes qui se sont particulièrement impliquées tout au long de l'année. C'était un projet pédagogique collectif et le résultat vous est présenté aujourd'hui. Parmi les femmes qui ont compté en Corse, il en est une qui, aujourd'hui, après une vie de lutte et de combat, s'est éteinte. Il y a quelques heures, c'est Noël Vincenzini. À l'âge de 98 ans, nous l'avons appris tout à l'heure. Je me permets de dire deux mots, Monsieur le Président, si vous en êtes d'accord. Noël Vincenzini a passé une vie riche. C'est un véritable film. Riche et toujours en lutte et dans le combat pour des idées, pour la liberté, pour les autres surtout. Elle était née à Pedigrogge, et donc il y a 98 ans, en 1927. Elle était sur le continent en 1944. Elle a été arrêtée par la Gestapo avec 3 amies lycéennes parce qu'elles étaient agents de liaison au sein d'un réseau de la résistance dans la région de Montpellier. Elle a été déportée à Ravensbrück. Elle a travaillé donc, dans les commandos de travail et elle s'est évadée, elle a réussi à s'évader lors de la grande marche, ce qu'on a appelé la marche de la mort. Beaucoup d'ailleurs, en mai 1945, beaucoup sont morts sur le chemin du retour et il ne faut surtout pas l'oublier. Elle a été l'épouse, ou je dirais dans l'autre sens, Jean-Pierre Chabrol, le cinéaste, a été son époux, ce qui explique aussi ses compétences et surtout sa passion du cinéma, mais le cinéma conçu comme un média pour témoigner. Moi, mon premier contact avec Noël Vincenzini, j'étais en 6e. Et je me souviens de la projection du film sur Auschwitz et elle était venue témoigner. Donc, comme quoi, les visites en lycée, les témoignages en collège, en lycée, dans les écoles marquent et marquent à vie. Noël a eu un engagement à la fois d'abord politique, puisqu'ensuite elle est revenue dans les années 70 en plein Reacquisto à Pedigrogge. Elle s'est battue, et notamment sur le plan des principes démocratiques, en particulier au moment où les nationalistes se battaient pour que les listes électorales soient apurées. Donc elle a beaucoup travaillé là-dessus. Elle a été très engagée dans le Reacquisto aussi culturel, vous le savez. Elle a créé une des premières radios libres, Radio Balbuzard, elle s'appelait ainsi. Elle a produit de nombreux documentaires, un qui est très connu, Davas una Spulendada, souvenez-vous, en 76, D'Abbia di la Montagna en 77. Elle a obtenu d'ailleurs des prix, notamment le prix du Festival Vert de Montpellier, Stonde aussi en 1985. Et elle est la fondatrice de l'association Cinema Soci. Bon, tout cela ne nous rajeunit pas, bien évidemment. Et c'est la lutte contre le racisme avec la création d'Awa Basta. Donc une vie de lutte, de combat. Et je voudrais bien évidemment qu'on lui rende hommage. Elle a été élevée au grade d'officier de la Légion d'honneur en 2018. Mais je crois que le plus bel hommage que nous puissions lui faire, c'est collectivement de nous rappeler tout ce qu'elle nous a apporté et que nous-mêmes, nous devons transmettre.
Je crois que la meilleure façon de rendre hommage à Noël, c'est de continuer ce combat et contre le racisme, contre l'antisémitisme aussi, toutes les formes de racisme d'ailleurs, quels qu'ils soient, et surtout la possibilité de pouvoir, pour qu'un peuple puisse s'exprimer dans sa langue et selon tous les médias possibles. Voilà. Donc, je tenais à le préciser. Président, si vous voulez dire un mot. Vous avez tout dit, Madame la Présidente, mais je souhaite à mon tour, bien sûr, rendre hommage à la mémoire de Noël Vincenzini, saluer son parcours. Vous l'avez dit, son départ est dans l'ordre des choses, presque un siècle. Elle a traversé le XXe siècle dans tout ce qu'il a eu de plus tragique, de plus violent. D'abord pendant la Seconde Guerre mondiale, ensuite pendant la décolonisation. Elle a été une femme et une militante engagée. Elle a été également une actrice majeure de l'histoire contemporaine de la Corse à travers sa création artistique, ses engagements associatifs, ses prises de position. Je vois une forme de clin d'œil à ce que ce départ intervienne aujourd'hui pour plusieurs raisons. Ce matin, nous parlions, et nous allons parler dans quelques minutes, de notre volonté partagée de continuer à enraciner la Corse dans un chemin de paix et de progrès. Nous avons parlé ce matin, en évoquant la mémoire de Vincent Cicada, du rôle des radios libres à une certaine période de l'époque contemporaine, et vous avez rappelé, Madame la Présidente, que Noël Vincenzini a fondé une radio libre en Corse. Et puis, avant de rentrer, nous sommes entretenus avec deux enseignantes et des collégiennes et collégiens du collège de Kazinka qui ont développé une réflexion autour de l'itinéraire de 14 femmes, parmi lesquelles d'ailleurs la présidente de l'Assemblée de Corse. Et ces 14 femmes, il y en a une 15e qui se rappelle à nous aujourd'hui, à travers malheureusement son décès, mais comment ne pas saluer, bien sûr, tout ce que Noël Vincenzini a pu représenter d'engagement, plus que de courage, d'héroïsme, de lucidité aussi, et de fidélité à un idéal qui était indissociablement, me semble-t-il, celui de la justice sociale, du refus du racisme sous toutes ses formes et de l'émancipation de la Corse. Et quel héroïsme fallait-il pour, effectivement, toute jeune fille avec 3 camarades participer à un réseau de liaison de la résistance, être arrêtée, refuser de céder aux coups et à la torture, être déportée, revenir de l'enfer, témoigner et continuer toujours à se battre avec la même sérénité tranquille et cette douceur dans le sourire que nous avons toutes et tous connus. Alors, un point important qui m'a été fait remarquer notamment par Julien Paolini, sous réserve, je ne sais pas où était né Vincenzini à Pédigroge, mais il est important de rappeler qu'elle est originaire du Pietros, avec sa famille. Et en tout cas, a Belgi, cara Daniele, e a ringraziarvi per tutto ciò che avete fatto e tutto ciò che avete portato, mica solo al popolo corso e alla Corsica, ma dice radio all'umanità sana. Ringraziarvi. Alors, sans transition, je rappelle que nous avons un rapport qui concerne la constitution des bureaux des commissions thématiques. Donc, il serait souhaitable que d'ici demain matin, nous ayons des propositions relatives au bureau des commissions thématiques. Nous avons fait exactement la même chose il y a 2 sessions en arrière concernant les commissions organiques, souvenez-vous. Donc, à un moment donné, dans le déroulé de la session, je ne vais pas interrompre la session pour que nous fassions cela, je demande au président sortant
qui resteront peut-être présidents ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, de réunir toutes les commissions thématiques pour que l'on puisse établir les bureaux et ensuite nous voterons sur ces propositions. Alors, conformément à ce que nous avons décidé en commission permanente organisationnelle, il y aura dans quelques instants un débat relatif au processus de révision constitutionnelle. Comme à l'accoutumée, après chaque point de rendez-vous sur ce sujet avec le gouvernement, comme nous étions le 29 avril dernier au ministère de l'Aménagement du Territoire, reçu par le ministre Rebsamen, il convenait que nous puissions faire un point après cet échange. Mais ce matin, en conférence des présidents, nous avons décidé collectivement qu'il était souhaitable que nous ayons un échange aussi et au préalable sur la situation actuelle, que j'ai évoquée d'ailleurs en partie dans mon allocution d'ouverture. Donc sur la situation politique et sur les derniers événements qui ont eu lieu la semaine dernière. Voilà, il a été convenu que chaque groupe pourrait s'exprimer, les non-inscrits aussi, bien évidemment, si vous le souhaitez. Les interventions doivent être courtes, ramassées, s'il vous plaît. Donc, il y a quelques minutes qui sont octroyées, 5-6 minutes par groupe, s'il vous plaît. Merci. Donc, qui commence? Moi, je me suis exprimée sur le sujet ce matin, j'y reviendrai peut-être après, mais je vous donne la parole. Paul Coastan. Je n'ai pas très bien compris. On commence direct, il n'y a pas de présentation. Ah, bon, on va essayer. Oui, attends, Paul, ben, j'attendais que vous vous exprimiez, mais le président veut s'exprimer, peut-être. Ah, non, mais c'est ce qui a été convenu ce matin et ce qui est l'usage. Mais je le précise, mais j'attendais que la présidente de l'Assemblée de Corse regarde vers moi et n'ai pas osé l'interrompre. Non, quelques mots brefs, mais au-delà de l'actualité des derniers jours, moi, ce que je souhaite évoquer, comme nous en sommes convenus ce matin en conférence des présidents, au seuil de cette session, c'est plus le contexte global dans lequel nous avons à parler et surtout à agir en tant qu'élu de la Corse d'abord et en tant que citoyen ensuite. Quelques considérations qui vont du général au particulier. Le général, c'est d'abord une situation globale qui est caractérisée par un monde, me semble-t-il, qui est un monde extrêmement difficile, brutal, violent et anxiogène partout. L'actualité nous en fournit malheureusement quotidiennement des exemples dramatiques et partout dans le monde. Et ce contexte global, il pèse sur la Corse et sur les citoyens corses comme il pèse partout. Quelques mots aussi de la situation européenne et française d'un point de vue général. Je crois que la société française, les sociétés occidentales de façon générale, singulièrement au sein de l'Union européenne, sont confrontées aujourd'hui à une crise qui est une crise profonde, à la fois politique, économique, sociale, culturelle, sociétale, existentielle. Et on se rend bien compte que parmi les symptômes, et sans doute aussi parmi les conséquences de cette crise, il y a également un rapport aux politiques qui évolue, aux politiques de façon générale, avec une forme de distance au mieux et de défiance des citoyens par rapport à la chose politique, par rapport aux élus, une défiance et une distance qui sont aussi nourries de la conviction, souvent fondée, quelquefois un peu trop sévère, qu'en fait le monde politique de façon générale ne parvient pas à apporter des réponses à la hauteur des enjeux, des difficultés, et on le voit bien. Et chaque société répond à sa manière, subit à sa manière en fonction de
son niveau de développement, de sa culture politique, de sa composition sociale, subit cette pression générale. Et la Corse n'échappe pas à ces logiques qui sont des logiques d'ensemble. Et puis, dernier élément, et celui-là nous concerne à nous singulièrement, même s'il vient compléter et quelquefois aggraver le tableau d'ensemble, souvent anxiogène auquel nous participons, il y a la situation de la Corse. La situation de la Corse, elle est, par certains aspects, nous le savons, difficile, au plan économique, au plan social, au plan sociétal, et ce d'autant mieux que dans beaucoup de domaines, nous constatons que font défaut les moyens institutionnels, budgétaires, juridiques, quelquefois économiques, d'inverser des logiques qui souvent sont des logiques mortifères et dangereuses. Et donc, il y a aujourd'hui, me semble-t-il, dans la société corse tout entière, une inquiétude profonde, une angoisse qui est alimentée aussi par un certain nombre d'événements dont nous n'avons pas toujours toutes les grilles de lecture et qui viennent colorer de sombre le tableau. Il y a enfin un contexte qui n'est pas neutre. Nous nous apprêtons aussi à côté de l'ensemble de ces difficultés économiques, sociales, culturelles, linguistiques, à essayer de rentrer dans la phase conclusive d'un processus politique, celui de la révision constitutionnelle, de l'autonomie, qu'on ne peut pas déconnecter de l'existence des problèmes du quotidien que je viens d'évoquer, et même, me semble-t-il, de notre capacité à traiter de façon plus satisfaisante ces problématiques du quotidien. Parce que l'autonomie n'est pas seulement, nous l'avons dit souvent, une revendication institutionnelle, elle participe d'une solution politique globale qui doit nous permettre aussi, au-delà de l'aspiration historique à la reconnaissance d'un peuple, de son existence, de ses droits, une réponse globale qui doit nous permettre de clore une phase aiguë de conflit qui a duré plusieurs décennies et qui doit également nous donner les moyens de mieux répondre à un certain nombre de problématiques, et y compris, bien sûr, des problématiques du quotidien, qu'il s'agisse de la question agricole, de la question foncière, de la question du logement, de la question sociale, et de toutes les autres qui dessinent la vie de tous les jours de l'ensemble des femmes et des hommes qui composent ce peuple. Et donc le moment est important, et on le sait aussi. Quand il y a des moments importants comme cela, et il y en a eu dans notre histoire, il y a aussi des formes de tension qui s'exacerbent, et il peut y avoir des logiques de crispation, de conflit, et quelquefois même d'exacerbation des tensions, y compris à travers des intentions ou des desseins mal identifiés. Donc ça, c'est le cadre général, et c'est dans ce cadre général que moi, avec beaucoup de sérénité, et avec une volonté affirmée de trouver, avec l'ensemble des élus de l'Assemblée de Corse, et au-delà, avec l'ensemble des Corses, des chemins qui soient ceux à la fois du dialogue, de la construction commune, de l'apaisement, je l'ai dit ce matin, de la paix et du progrès. C'est donc à l'aune de ces objectifs que je voudrais dire quelques mots en reprenant de façon chronologique ce qui s'est passé depuis vendredi, mais sans non plus donner une importance surdimensionnée à un certain nombre d'éléments. Donc moi, je les reprends dans l'ordre chronologique. Vendredi, nous avons une réunion, vous le savez, qui était prévue de longue date, qui est une réunion importante, puisqu'il y avait à la fois la présentation en présence des élus du territoire, mais également des acteurs, et notamment, c'était en tout cas prévu comme ça, dans le cadre d'échanges avec les agriculteurs du PTGE, le plan territorial de gestion de l'eau, qui est une déclinaison à l'échelle d'un territoire des grandes orientations stratégiques que nous avons arrêtées en matière de gestion de la ressource en eau. PTGE est un élément important au service des territoires, au service des acteurs, dans une gestion anticipatrice d'une ressource qui est une ressource essentielle, non seulement
pour l'agriculture corse, mais pour l'ensemble des Corses, une ressource et une richesse. Il était prévu également l'après-midi que nous allions sur les lieux de travaux importants, sur une retenue collinaire et des ouvrages dont je rappelle quand même qu'ils sont programmés, et je donne un chiffre pour comprendre l'importance stratégique du débat que nous avons à mener ensemble. Concernant les ouvrages hydrauliques, dans la région du Fiumorbo, au titre du PEI, pendant la période 2002-2015, il n'y avait pas eu de mobilisation de financement. Entre 2015 et 2021, nous avions investi, je crois, environ 6 millions d'euros. Entre 2021 et 2024, 9 millions d'euros. La programmation, notamment à travers les ouvrages que nous devions évoquer en les corrélant à une gestion partagée, la programmation sur les 6 années à venir, c'est plus de 145 millions d'euros de travaux dans la région du Fiumorbo pour sécuriser totalement et définitivement la ressource en eau, non seulement, bien évidemment, au bénéfice des agriculteurs, mais également au bénéfice de l'ensemble des communes et au-delà des femmes et des hommes qui vivent sur ce territoire, en raccordant cet effort à une gestion qui doit se faire à l'échelle du territoire tout entier. Donc cet objectif, il est fondamental. Je pense qu'il est largement partagé, bien au-delà du Conseil exécutif, de la majorité territoriale. Il est partagé par les élus de l'Assemblée de Corse, il est partagé par les élus du territoire, il est partagé par les agriculteurs. Reste à trouver entre nous, bien sûr, par le dialogue, les modalités de la gestion sur le court, sur le moyen et sur le long terme, y compris en ce qui concerne les questions sensibles et délicates de tarification. Dans ce contexte-là, il y a eu, vous le savez, un épisode qui a été un épisode déplaisant. Je l'évoque tout simplement pour mémoire, en ne voulant pas lui donner une connotation qu'il ne mérite pas d'avoir. Je dis très tranquillement que je pense qu'il n'est pas nécessaire ni souhaitable de s'exprimer de cette façon, ni au plan humain, ni au plan politique, ni au plan du respect des institutions, au-delà des femmes et des hommes, parce que, indépendamment de l'aspect humain, de l'aspect politique, nous devons ensemble, nous Corses, nous élus de la Corse, nous, et je m'adresse à une partie de cet hémicycle et au-delà de cet hémicycle, à celles et ceux qui partagent ces idées, nous nationalistes, mais évidemment, nous, dans la diversité de nos convictions, nous devons ensemble enraciner et cultiver la culture de la démocratie et la culture du respect des institutions. Les femmes et les hommes passent, les institutions restent, et les institutions doivent être respectées. Cela n'exclut pas la critique, y compris la critique véhémente dès lors qu'elle s'exprime dans des termes qui restent acceptables. Ceci étant posé, pour moi, je le dis, l'incident est clos. J'aurai l'occasion de m'expliquer dans d'autres espaces, dans d'autres lieux et dans d'autres cadres, certainement avec les protagonistes, les différents protagonistes de la journée de vendredi, mais pour moi cet incident est clos. Le lendemain ou dans la nuit de cet incident, il y a eu la destruction par un incendie criminel d'une partie de l'exploitation d'un des acteurs de l'épisode dont je viens de parler. Charles VI et sa famille ont donc été frappés par un incendie criminel. Comme l'a fait la présidente de l'Assemblée de Corse, comme l'a fait le président de l'ODARC et l'ODARC, comme nous l'avons fait individuellement et collectivement, comme l'a exprimé, y compris à travers sa présence, le groupe de la majorité, donc les élus, mais également le mouvement qui soutient la majorité, il est évident que nous sommes totalement solidaires
de Charles VI et de sa famille suite à cet incendie criminel. Je ne sais pas ce qui a guidé les auteurs de cet acte. Je suis obligé de constater qu'il est intervenu dans les heures qui ont suivi les échanges du vendredi. Et je suis obligé d'en conclure qu'il y a des gens dans l'ombre qui, manifestement, se sont servis de ce qui s'est passé pour se livrer à une destruction criminelle. Et, sans aucun doute, chercher non seulement à dissimuler leurs intentions réelles, mais à exacerber les logiques de tension et de conflit. Et donc, je dis, et c'est l'essentiel de mon propos, que ces logiques de tension et de conflit, il faut les déminer, les apaiser et les éteindre. Et je dis que ma réaction du vendredi, qui a été celle que je pensais devoir avoir, se trouve confortée en ce que, dès le vendredi, je pense avoir démontré que je souhaitais pouvoir échanger de façon apaisée et constructive sur l'ensemble des problèmes. Mais je me dis aussi, a fortiori quand je vois ce qui s'est passé le matin, que notre responsabilité collective, elle est bien de chercher par tous les moyens, au premier rang desquels le dialogue, à désamorcer ce type de situation. Et ce d'autant mieux, et je termine, que pour des raisons multiples, là encore, et pour nombre d'entre elles, des raisons qui restent non identifiables pour la quasi-totalité des citoyens, on voit bien qu'il y a de toutes parts des phénomènes de violence qui touchent des outils de production, des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des travailleurs, des gens qui n'ont jamais eu aucun problème. J'ai lu comme vous cette statistique parlant de 2932 dégradations ou destructions criminelles en 2024, une statistique certainement à relativiser parce qu'il y a dans ce chiffre, qui est quand même énorme, ça fait plus de 10 destructions ou dégradations par jour, ou près de 10 dégradations par jour. Mais ce qui est certain, c'est que même en restreignant le spectre, nous avons eu, lors des derniers mois, des dizaines d'incendies contre des biens, des entreprises, ne serait-ce que pendant les jours qui viennent de s'écouler, à côté de la destruction par le feu du hangar de la famille Sist, il y a eu la destruction par le feu, semble-t-il, un feu d'origine criminelle, d'un bâtiment qui appartient au chemin de fer, mais qui est mis à disposition du foyer rural de Bocognan. Foyer rural qui, depuis des décennies, s'est engagé, vous le savez, pour développer la vie dans un village et dans une région de montagne. Et personne, me semble-t-il, ne sait si le feu est, comme cela semble être le cas d'origine criminelle, ce qui a guidé la main des incendiaires. Qui visait-il et pourquoi, là encore? Donc il y a toutes ces questions, pour beaucoup d'entre elles, qui restent sans réponse, et malheureusement, certaines le resteront sans doute encore longtemps. Il y a eu aussi, lors des derniers mois, des événements dramatiques sur lesquels je ne reviens pas. A été évoqué notamment ce matin l'assassinat de Pierre Alessandri. Donc tout cela crée à l'évidence un climat qui est un climat anxiogène et qui n'est pas à relativiser. Donc, sans
dramatiser à l'excès, mais avec quand même clarté et solennité, je dis que nous devons fixer le cap d'une logique qui ne peut pas être autre chose que celle du dialogue et de la démocratie. Et dans différents espaces. Nous avons eu l'occasion d'en parler ce matin. Il y a des espaces qui concernent les forces politiques, certaines familles politiques, je pense notamment à la nôtre, les nationalistes, où nous ne manquons pas, où nous n'avons pas manqué de trouver des espaces dans lesquels discuter pendant les années où la situation était grave et quelquefois dramatique. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui et nous n'irons pas là, je le dis, mais il y a la nécessité incontestablement de se parler. Et puis il y a les espaces institutionnels. Et le premier des espaces institutionnels, c'est l'Assemblée de Corse, cette assemblée qui est le cœur battant de la démocratie. À nous donc de donner à notre peuple les raisons de dépasser les logiques anxiogènes, les raisons d'espérer, les raisons de croire à travers notre engagement, à travers les réalisations concrètes, à travers aussi la gestion apaisée de nos différences et quelquefois de nos différends. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, nous sommes même quelquefois opposés, et opposés de façon forte, mais cela ne nous dispense pas de mettre en œuvre une volonté partagée de construire une société dans laquelle le respect doit rester le maître mot, et y compris par rapport à ce que nous sommes culturellement. Et un dernier mot sur cette conjoncture. Moi, je ne peux pas passer sous silence les interpellations qui ont eu lieu il y a 3 jours. On nous dira, et on nous l'a souvent dit, que la justice est indépendante du pouvoir politique. C'est vrai, en partie. Ça devrait l'être, dans un ordre constitutionnel idéal. Ça ne l'est pas toujours. Et j'ai envie de dire, en regardant au moins les 50 ans qui ont passé en Corse, ça ne l'a jamais été. Ça ne l'a jamais été. Donc moi je dis tranquillement que on si può mica avere 2 bei in dello stesso scarpo. On ne peut pas arriver à quelques semaines ou à quelques mois de ce que nous espérons être la phase conclusive d'un processus qui doit permettre, par le dialogue et par la démocratie, de clore un demi-siècle de conflit à travers une révision constitutionnelle, un statut d'autonomie et une solution politique. On ne peut pas vouloir ça d'un côté et de l'autre avoir des interpellations avec des policiers en cagoule, avec le balai des avions qui recommence, avec les familles qui s'inquiètent et avec la logique de conflit qui inéluctablement reprendra le dessus si cela se passe comme ça. Donc dépêchons-nous de dire et de montrer qu'il y a un autre chemin, que ce chemin, c'est celui de la paix, c'est celui de la démocratie, c'est celui des réponses opérationnelles aux questions du quotidien, l'agriculture, bien sûr, mais également l'économique, le social, le travail, la terre, la lutte contre le chômage, la lutte contre la drogue, les inquiétudes sociétales. Répondons ensemble à ces questions et continuons de dire que la solution politique est à portée de main. Définissons-la ensemble et engageons-la. Et je suis persuadé que les scories que nous continuons de vivre jusqu'à aujourd'hui
y compris à travers des formes qui trouvent une force qu'elles n'avaient plus, ces scories-là vont définitivement disparaître pour laisser la place au chemin auquel la Corse et le peuple corse ont droit, qui est un chemin de paix, de développement économique et social et de tout simplement d'un présent et d'un avenir heureux. Bien. Alors, Paul Coastan. Attendez, si j'ai bien compris, on en revient au processus de Beauvau, là, hein, aux discussions institutionnelles. Non, ce matin, en conférence des présidents, mais normalement, chaque président était chargé de l'expliquer dans son groupe, que personne ne se sente visé. Donc, normalement, on intervient là sur la situation politique et l'intervention du président de l'exécutif, si on le souhaite, bien sûr, il n'y a aucune obligation. C'est juste pour ouvrir un espace d'intervention. Et Beauvau interviendra après. Beauvau, c'est après. La conjoncture politique, c'est maintenant. Ensuite, la suite du processus. Processus, point d'interrogation. Voilà. Paul Félix Benedetti. La conjoncture, elle est confuse. On est dans une société anxiogène et tous les faits d'actualité ne viennent pas infirmer cette tendance. On est dans une confirmation au quotidien d'une société violente où les rapports de force se sont imposés comme des modes de dialogue, pour ne pas en dire plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? À titre individuel, pas grand-chose. À titre collectif, on a les moyens, non pas d'apporter des solutions, mais d'apporter au moins des contradictions et de ne pas accepter l'inacceptable, de ne pas accepter le fatalisme. Ce qui se passe en ce moment en Corse est le traceur d'une île qui est hors notion d'état de droit légitime. Que ce soit le droit d'un État, le droit canon ou les droits humains. Donc, dans ces conditions, il est naturel d'admettre que la violence de la résistance elle redevient presque encore plus légitime qu'avant. Je l'ai souvent dit, mais malheureusement, c'est un constat. Je sais qu'il n'est pas partagé par beaucoup qui veulent assimiler toutes les violences à de l'exaction, à quelque chose d'indigne. Mais à l'heure où il y a encore des rafles de militants de tous bords qui ont des engagements patriotiques et sincères dans un sens d'intérêt général, il faut comprendre la légitimité de leur engagement, même si on ne partage pas, pour beaucoup d'entre vous, le type de comportement politique qui est à la genèse de leur engagement et de même peut-être de leur sacrifice en termes d'années de prison et malheureusement pour certains de mort. Donc je sais que de rentrer tout le temps dans cette analyse, je pense réaliste et imagée
de la société, on est aussi dans des logiques d'autoflagellation, de victimisation et de diabolisation de la société corse. Pourtant, je pense qu'on a les voies et moyens de retrouver un équilibre sociétal. Cet équilibre, il passe par le respect des règles, pas forcément des règles qu'on nous a imposées. Moi, j'en conteste beaucoup. Je voudrais d'autres règles, mais au moins des règles de base qui peuvent être le lieu commun de ce qui est opposable à nous tous. La règle de base, c'est le respect des uns des autres, c'est le respect des diversités, c'est le refus des pressions. Et c'est le refus des comportements caméléons. Et je dirais son antonyme, le comportement de l'autruche, pour rester dans l'imaginaire animalier, c'est-à-dire de faire semblant de ne pas voir celui, celle ou ceux qui ont des comportements crapuleux et néfastes et qui se maquillent derrière une logique respectable. Et ensuite, c'est même si on les voit et qu'on est lucide, c'est de faire l'aveugle, le sourd et surtout le muet qui ne dit rien. C'est le lot de toutes les histoires. Vous avez fait un rappel tout à l'heure sur une patriote mondiale qui est décédée à un grand âge, mais elle aussi, elle a été dans ce cycle-là, où il y avait des sourds, des aveugles, mais surtout beaucoup de muets. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y a eu, je dirais, une escarmouche dans le Fiumorro qui a opposé, je dirais, une autorité légale au monde rural, à des personnes moi, que je connais individuellement pour avoir milité avec eux pendant des années, qui sont des travailleurs sincères et exemplaires, mais qui peut-être, parce qu'ils ont été emportés par le poids de frustration politique, liée aux divergences, entre autres de la famille nationaliste, mais aussi, pour ce qui concerne le monde agricole, par le sentiment de mener un très dur labeur et de ne pas avoir la rétribution et les dividendes de cet engagement de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Corse, bien entendu, elle est en crise économique, elle est en crise de repères sociétaux, mais il ne faut pas que ça dégénère en une crise interne, parce qu'entre nous, on n'aurait pas choisi la bonne voie. Bien entendu, la bonne voie, c'est la voie de la paix, la voie du dialogue, la voie de la concertation, mais c'est surtout la voie de la raison. Et la voie de la raison, ce n'est pas aussi la voie de la faiblesse. Ça veut dire se doter de règles et de principes fondamentaux. La Corse est une terre de spéculation. Quand le monde agricole se soulève, que ce sont des agriculteurs qui occupent, qui valorisent, qui font fructifier des terres, il faut qu'on leur donne les moyens d'en vivre dignement. Ça peut passer par une réadaptation, bien entendu, du prix de l'eau, puisque c'était le sujet de la discussion. Mais il doit être, je dirais, subalterne à une logique générale. Nous, surtout nous, nationalistes, qui demandons la protection des terres, la sanctuarisation de dizaines de milliers d'hectares. Le pendant de cette logique, c'est les moyens d'exercer un métier qui soit vivrier. Et on doit l'envisager. Et on ne doit pas être à côté d'1 ou 2 ou 3 millions d'euros
qui sont dans la balance, entre autres, de l'eau, qui n'est pas comptabilisée, qui n'est pas perdue, mais qui n'est pas volée. Elle sert à créer de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, il y a un problème politique. Et je pense que tous ensemble, on peut trouver, non pas une solution, parce qu'il n'y en a pas une, mais une clé de déblocage. Donc, dans ces conditions, moi j'estime que l'Assemblée de Corse doit être un point de repère, un point de débat et un point de repère global pour tous. Vous avez aujourd'hui, je vous l'avais dit, des métiers en tension, les métiers de la batellerie. Entre ce que j'ai dit et aujourd'hui, il y a eu des séries de méfaits. Ce n'est pas des accidents du hasard. C'est les accidents d'une logique de non-règle, de non-droit, de théorisation de la libre entreprise. Ensuite, on a l'amorce très probable d'une saison touristique qui pourrait être des plus mauvaises qu'on ait jamais connues. Tout simplement parce que malgré les 200 millions d'euros que nous injectons sur les aides au transport, nous sommes toujours la destination touristique la plus chère au monde au kilomètre parcouru, en bord à bord. Et qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on vende beaucoup de soleil dans le prix des billets, eh bien, ce facteur de pondération, il rentre de moins en moins en compte au vu de la crise mondiale. Donc, oui, on a toute une série de problèmes et de fatalités, mais est-ce qu'on est globalement, collectivement, à la hauteur? Parce qu'on est en train de rentrer dans le débat politique du monde réel et du monde irréel. Et ça, c'est le début d'une fracture qui amène à des logiques factieuses qui se sont déjà exprimées par des scrutins électoraux et qui vont nous amener vers des abîmes dont nous aurons du mal à nous relever, surtout pour les plus faibles et les plus fatigués. Donc, Président, vous avez une autorité très forte, vous avez un devoir d'être un rassembleur. Je pense que vous avez une attitude digne au Fiumo. Moi-même, je pense qu'une de telles invectives, j'aurais probablement réagi différemment. Mais je crois qu'il faut aller au dialogue. Il faut tendre la main. Moi, je suis prêt à vous accompagner. D'autres sont prêts, je pense, parce qu'on ne peut pas laisser des épiphénomènes de surenchère. Lorsque, suite à, je dirais, à un incident, il y a des personnes malveillantes qui cherchent à profiter pour créer le trouble, attiser les haines, les rancœurs et les violences, c'est les prémices d'un retour à des choses très graves que nous avons malheureusement connues par le passé et qui ne sont pas effacées dans les comportements inconscients. Donc vous avez quelque chose en plus que nous, c'est qu'en plus d'être un simple citoyen de Corse, vous êtes quand même l'autorité politique la plus haute. Donc, il appartient à celui qui est le plus haut de descendre vers celui qui est le plus bas et de chercher les facilitateurs pour que ça se fasse. Qui souhaite intervenir? Si personne ne souhaite intervenir, on va passer au deuxième sujet. Donc, pas d'intervention. Bien, moi j'en appelle encore une fois au dialogue, à l'apaisement et au dialogue, bien sûr. Merci. Josépha, vous voulez intervenir ? Je vous en prie, allez-y. Vous avez 5 minutes. Alors,
La situation, vous l'avez évoquée en posant des sujets tous azimuts et en partant d'une situation générale, en venant au particulier de la situation de vendredi dernier. Je partirai de la situation de vendredi dernier pour aller sur un plan plus général. Situation de vendredi dernier qui a été répercutée par les réseaux sociaux de l'échange entre le président du conseil exécutif et les élus présents et un agriculteur, un berger, Uno Mouliader, que pour de nombreux d'entre nous, nous connaissons très bien. L'image, elle ne peut satisfaire personne, ni pour l'institution, ni sur le plan humain, ni Bestu Pastor, Charles VI, e d'altri che erano gunelli, che normalmente a Storagui sono andati ai prati, sono d'arreta ai bestie, e preferiscono arrizzarsi a mano per andare a stantare usobane, che divenne a manifestare e a rivendicare. E per questa istituzione qui, per l'uomo che non faccia mai noi, di sicuro non è mica qualcosa che ci soddisface. Ma ci vuole regolare a ciò che la è, a situazione perché che noi siamo giunti a si batti qui. Pourquoi justement des hommes qui ont plus l'habitude à cette heure-là et depuis bien longtemps d'être au travail, en sont arrivés là. C'est le fruit de la colère et de l'exaspération qui doit nous interpeller à tous, collectivement. Collectivement ici et bien au-delà. C'est la genèse de mois d'attente, de renvoi sur ces questions-là, de non-choix, de réunions non satisfaites. Et je crois qu'il y avait une exaspération et une colère, mais au-delà de la question ponctuelle. C'est un monde agricole en crise aussi qui s'est exprimé. Cette colère-là, cette exaspération-là, elle doit, et je crois que je l'ai entendu aussi dans vos propos, elle nous interpelle collectivement à tous. Elle est celle d'un monde agricole qui n'arrive plus à vivre dignement du fruit de son travail, de plus en plus difficilement. Elle est celle d'un monde agricole qui est confronté à de nombreux défis. Elle est celle d'un monde agricole qui est en crise profonde face à la dépossession de la terre mécanique qui peu à peu les exclut et en fait des hors-sols, tout comme nous le devenons tous collectivement, perché chi abeur abeusa stanta bene, di abeur abeu nostra bene, che si traduce qui. Perché non è mica solo per usare stanta bene, perché usare stanta bene ci nutrisce. Poi è una questione qui che noi poniamo spesso in tutte i cartolari, quelli di sovranità alimentare, quelli di un fatto che a Corsica non diventasse mica un pentone che li fermessero dare da nutrisce su popolo. Cette colère, elle est aussi celle-là, autour d'un bien commun, d'un bien commun, parce que la question elle a été évacuée par les images relayées sur les réseaux sociaux, la question de l'eau, d'un bien commun, d'un nostro bien commun, où là aussi, pour tordre le cou aussi à certaines interprétations, il ne demande pas d'être exonéré, et je sais que ça n'a pas été d'ailleurs les propos qui ont été tenus, qui ne demande pas à être exonéré de tout, qui demande à payer le juste prix du bien commun, qu'elle rimette nous penso le cadre. Ça aussi, c'est important de le souligner. Cette colère et cette exaspération, elle doit nous interpeller. Vous avez à plusieurs reprises, Monsieur le Président du Conseil exécutif, interpellé tout le monde, mais vous vous êtes souvent adressé à juste titre aux nationalistes. Elle est aussi, et vous le savez, au centre de nos revendications pour les raisons que je viens d'évoquer. La question agricole, la question di Bastor, parce qu'elle est effectivement celle de la terre qui est en train de nous échapper. Et la question qui doit nous interpeller aussi, c'est
ce que nous faisons pour nous y opposer et comment nous devons nous hisser à la hauteur. Je convoque ici l'obligation de moyens, pas l'obligation de résultats. L'obligation de moyens, elle n'est pas satisfaisante aujourd'hui. La réponse, elle n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Celle de l'institution, après quasiment, nous entrons dans la 10e année de la mandature nationaliste. Elle n'est pas satisfaisante, cette réponse-là. Et on doit aussi le regarder et ne pas l'éluder en convoquant les images et les circonstances. La situation globale que connaît la Corse, vous l'avez évoquée, pardon, elle n'est pas satisfaisante non plus. Elle nous inquiète à tous. La situation que connaît la Corse aujourd'hui, c'est une situation où des modèles, parce que justement, il doit y avoir une réponse collective, et il doit y avoir une réponse collective et politique. La réponse politique, je viens de le dire, pour l'heure, et je l'ai souvent dit dans cet hémicycle, elle n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur des dangers, des défis que nous avons à relever et qui font que la Corse est aujourd'hui à un point de bascule. Un point de bascule sur son modèle économique, social, culturel, linguistique, démographique. Et que, globalement, dans cette situation difficile, il y a d'autres projets qui sont en train de revenir sur le devant de la scène, d'autres aspirations, d'autres envies qui pointent, des modèles alternatifs à ceux qui sont et celui qui est normalement le projet de société du mouvement national. Et on voit se dessiner petit à petit un certain nombre de choses. Elle est aussi la réponse, bien sûr qu'elle doit être collective, celle de la solidarité, de la détermination entre tous ceux qui souhaitent porter un autre modèle, pour donner confiance en la jeunesse, pour continuer à lui donner envie d'entreprendre quand les pressions sont nombreuses et qu'on vient taper sur l'épaule, pour donner envie a quelli che s'arrizzano tutte le mani di continuare di stare e di la che noi siamo isolati, di quelli che vogliono intraprendere, i capi di intraprese, quelli che vogliono un altro modello per il suo paese. Et nous nous trouvions l'autre soir devant le hangar encore fumant de Charles Sisti, ce même agriculteur. Comme ces derniers mois et ces dernières semaines, nous nous trouvons souvent devant des hangars, des établissements fumants. Cette solidarité qui doit être affichée, nous aurions envie que ces énergies elles soient mises au service de ce projet, bien évidemment. Et nous devons nous ici défendre. Et nous devons nous ici montrer par nos paroles et par nos actes que nous sommes aux côtés de ceux qui souhaitent dans ce pays, honnêtement, continuer à entreprendre, continuer à se battre pour que se mette en place un autre projet. Mais aussi, la situation de la Corse, malheureusement, et puisque vous vous êtes souvent adressé aux nationalistes, je vais parler aussi à partir de la place qui est la mienne, celle de la nationaliste, de la militante, de l'indépendantiste que je suis. C'est vrai qu'il y a une dynamique qui malheureusement a été cassée. Il y a des failles, des divisions, des difficultés que je crois nous pouvons et nous devrons dépasser. Mais ces failles, ces difficultés, ces divisions, elles ont créé bien sûr un affaiblissement, des difficultés qui font que tous les opportunismes malsains peuvent venir tenter de s'infiltrer. Et nous le savons. En plus d'une situation déjà bien difficile et déjà bien complexe. Je crois que notre réponse, elle doit être
elle doit être mise au bon niveau. Le curseur, il doit être replacé au bon niveau. Le curseur, il ne doit plus être dans les non-choix, dans les postures, dans les tergiversations, dans les projets à demi-mot. Je vais terminer sur, enfin, le dernier fait d'actualité que vous évoquez il y a quelques heures, qui est intervenu il y a quelques heures, les interpellations. On parlera tout à l'heure du calendrier institutionnel. Il y a un calendrier qui ne varie pas, qu'elle se soit appelée DNAT ou SDAT, c'est celle de la sous-division antiterroriste. Le mardi matin, ça débarque. Si c'était... Ça ne change pas. Et vous l'avez dit, l'indépendance de la justice, du politique et de la justice, bon, ça a été bien souvent balayé en Corse et nous savons que les frontières sont bien poreuses. S'il s'agissait, mais je m'arrêterai là parce que je reviendrai tout à l'heure, s'il s'agissait d'un véritable processus politique qui était en cours, un véritable processus politique qui était à la hauteur des enjeux, peut-être qu'il... En tout cas, sursoir aux agendas aurait peut-être été de mise. Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas une solution politique, malheureusement, qui est en train de se dessiner. Je vais conclure en disant tout simplement donc qu'il nous faut malgré tout, et surtout, da speranza sa gioventù, da speranza a suo popolo, da speranza all'altura di ciò che eravamo, di ciò che è a nostra loda da più di 50 anni, di 60 anni, di ciò che sono stati i nostri batti in 2015, che sono stati spulati, che non sono mica stati rispettati, posto che dovremmo vestigiare 10 anni di sti batti. Je crois que nous devons remettre les curseurs au bon niveau. Les curseurs au bon niveau, ce sont ceux d'un projet national à la hauteur, d'un progetto nazionale all'altura di sfide. D'un progetto nazionale che fesse uno Stato di difficoltà e che si rimette in prospettive d'azione e di resistenza, perché le vittorie elettorali non sono mica vittorie politiche. E di volte a confondersi si va verso disfatte. Allora, collettivamente, e in sostanza ci parteciperemo, collettivamente, che noi siamo all'altura delle nostre sfide, che noi rimettissimo l'insieme di quelli che si rivendicano sempre, di un movimento nazionale, che noi sappiamo essere all'altezza delle sfide collettive, che noi ci scrivessimo in un vero progetto comune e così non risponderemo mica a tutte i pericoli, ma sapremo far fronte. Oui, Jean-Martin Mondologne. Merci, Madame la Présidente. À mon tour, au nom du groupe, je voudrais saluer la mémoire très rapidement de Noël Vincenzini. J'ai à l'esprit l'intervention qu'elle avait faite dans un lycée il y a quelques années où, en montrant un morceau du pyjama qu'elle avait porté durant son séjour dans les camps de concentration, elle avait arraché les larmes de quelques lycéens peu instruits de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle avait à l'esprit qu'il y a deux catégories de personnes qui jugent l'histoire, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de pédagogie de l'horreur, qu'il ne sert à rien de montrer des images de charniers, des images d'horreur, parce que l'histoire est un éternel recommencement. Et puis elle était de l'autre côté. Elle pensait qu'en réalité, il y avait une pédagogie de l'horreur. Et elle avait posé durant toute sa vie ces petits cailloux de mémoire, à l'instar d'ailleurs de ce qu'a fait Gabriel Le Gomin, je voudrais le souligner, dans cette excellente série sur des témoignages. Et on n'infuse jamais assez auprès des plus jeunes ce qu'est l'histoire. Mais comme je dis toujours, il ne sert à rien de pleurer les morts, mais de les continuer. Je pense que si on devait la continuer aujourd'hui, leur aborder cette séquence par un message à plusieurs entrées, un message de solidarité, d'analyse, d'apaisement et probablement de prospective. De solidarité d'abord, je voudrais prendre les choses dans l'ordre antéchronologique et dire qu'évidemment, il est insupportable qu'un homme
quels que soient ses excès, quels que soient ses engagements, puisse voir son outil de travail détruit par les flammes la nuit. Je n'ai aucun jugement à porter à cette heure sur ce qui a pu se passer. Évidemment, il y a la place dans l'ignorance pour tous les fantasmes possibles et imaginables. Et notre rôle est précisément de tempérer et de manifester une solidarité sans ambiguïté à l'égard de Charles VI pour ce qui lui est arrivé dans la nuit du vendredi au samedi. En revanche, notre institution manquerait à son devoir si elle ne parlait pas de ce qui s'est passé le vendredi après-midi. Elle doit le faire sans évidemment jeter l'anathème, mais sans se priver de dire que les images qui ont circulé évidemment à forte dose d'imprégnation des cerveaux les plus captifs sur les réseaux sociaux et des images insoutenables. Rien ne peut justifier, mais on peut l'expliquer. Et je vais l'expliquer. En tout cas, on va tenter de l'expliquer. Que l'on puisse s'en prendre à un homme, à une fonction et une institution. Et j'ouvre une parenthèse là-dessus. Cette histoire, c'est un épiphénomène qui doit nous alerter. On est les uns les autres sidérés lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ce qui se passe sur le continent dans le rapport qu'ont les administrés à leurs élus. Et je crois qu'on est, je le dis avec beaucoup de liberté depuis les rangs que j'occupe, tenté souvent de dire «Sous Ivrencesi». Il faut essayer, il faut se garder en tout cas d'importer un certain nombre de pratiques qui sont insoutenables. Je pense que de l'intérieur d'abord, cette institution doit être respectée et à l'extérieur, on doit d'une certaine façon épargner l'institution et sanctuariser les fonctions. Le président de l'exécutif, c'est le représentant, bon, on dit souvent des intérêts moraux et matériels de la Corse, c'est notre représentant partout où il se trouve. Il fait bien, c'est bien, il fait mal, on est là pour lui tomber dessus démocratiquement, mais l'institution, et c'est en ça que ça a choqué beaucoup de monde, doit être préservée d'une certaine forme de, j'allais être insultant à l'égard de quelqu'un, mais je ne vais pas m'en priver, de mélanchonisation de la vie publique. Je crois qu'il faut être très prudent sur ces sujets, et c'est pour ça que nous sommes contentés, nous, dans cette histoire, d'en appeler à l'apaisement. En revanche, c'est l'écume des vagues. Ce sujet-là aurait pu venir de n'importe où. Il est venu d'un agriculteur exaspéré. Et si on analyse les choses et si on prend un peu de hauteur, ce n'est pas tant le Gilles Simeone qui est interpellé. C'est avec excès l'institution qui est rappelée de façon un peu brutale au niveau de l'interpellation. Pourquoi? D'abord pour un motif classique. Il y a l'usure du pouvoir. Ça fait 10 ans qu'il y a une gouvernance et il est normal, pour ne pas dire ordinaire, qu'il y ait, au bout de ces 10 années d'exercice, des frustrations qui sont au confluent du politique et de l'économique. Moi, je ne vais pas parler ici de ce qui se passe entre nationalistes. Ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle des nationalistes d'analyser la situation au niveau politique, comme l'a esquissé Josepha, et comme vous êtes probablement conduit à le faire entre vous. C'est au confluent du politique et de l'économique, il y a une frustration économique du monde agricole. On peut dire les choses comme ça. Mais il n'y a pas seulement une frustration politique du monde agricole, il y a une frustration sociétale, parce que la société, elle est peut-être en attente d'un projet de société. S'il y avait un projet de société, si on parlait aux jeunes de 15 ans, là, qui auront 40 ans en 2050, d'un projet de société,
À l'intérieur de ce projet de société, il y aurait un projet agricole, il y aurait des gens qui partagent ou pas les trajectoires, et ce n'est pas faire injure au travail des offices, des agences, de l'ODARC et de son président, à qui je veux rendre hommage. Mais il y a ce défaut de projet de société qui n'apparaît pas dans les mémoires collectives et qui nous prive d'un espoir, y compris si on ne le partage pas. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ne perdez pas à l'esprit que vous avez été élu en 2015 sur des conditions inédites. Vous n'avez pas été élu. Vous avez été sollicité à un niveau historique. Et j'ai l'habitude de dire, et je maintiens les propos que j'ai tenus, comme d'autres, dès que vous avez été élu. Plus grande a été l'illusion. Plus grande aujourd'hui est l'illusion. Vous avez été plébiscité. Et donc l'attente et les frustrations sont plus importantes aujourd'hui. Et donc, partant de là, dans l'exercice du pouvoir, vous êtes confronté au principe de réalité, mais j'insiste beaucoup là-dessus. Ce qui est venu d'un secteur aurait pu venir d'un autre. Vous auriez pu être interpellé par un maire qui en a assez de voir des trous sur sa chaussée. Vous auriez pu être interpellé par un chef d'entreprise qui attend désespérément qu'il soit aidé comme il devrait l'être. Vous aurez pu être sollicité par un parent d'élève dans un lycée où il pleut depuis 3 ans. Vous aurez pu être sollicité, de façon moins excessive, par rapport à l'ensemble, non pas des promesses non tenues, ce n'est pas le sujet, des engagements qui ont été distillés dans la mémoire collective et pour lesquels, à l'heure où on se parle, vous ne semblez pas, au regard de ces bénéficiaires potentiels, au rendez-vous. La concomitance des faits, elle interroge. Et encore une fois, beaucoup y vont de leurs analyses, ou fantasmées, ou apprises au bénéfice, ou pas de l'histoire. Nous, on ne les commentera pas. Mais si c'est un piège, on doit avoir l'intelligence de ne pas tomber dedans. Et de ce point de vue-là, je dois dire que l'attitude du président de l'exécutif, elle est exemplaire, tant sur les faits que sur, jusqu'à présent, la pondération de ses propos. Et évidemment qu'il est hors de question pour nous de jeter l'anathème au moment où les nuages sont lourds et où tout le monde est un peu tendu, pour ne pas dire fiévreux. On ne doit pas se priver pour autant de l'analyse. Et notre devoir ici, et notamment lorsqu'on regarde les plus jeunes, ce n'est pas seulement de régler un problème isolé qui fait sens, encore une fois, du point de vue d'autres problématiques beaucoup plus globales, qui vont nous revenir à la figure. Quand je dis nous revenir à la figure, elles vont revenir à la figure dans la majorité. Mais on sait bien que dans l'opinion, c'est les élus. Tous les matins, que font les politiques? Alors évidemment, c'est d'abord le fait majoritaire qui trinque. Et c'est la règle du jeu. Mais on ne peut pas continuer à distiller dans l'opinion l'idée que le politique ne pourrait pas, sinon changer la vie des gens, en tout cas contribuer à résoudre un certain nombre de solutions. Donc on a une réponse à apporter. On a une réponse à apporter aux plus désespérés, à ceux qui sont prêts de basculer dans des formes de violence, mon cher Paul Félix, que nous sommes aussi en capacité d'analyser et de ne pas toutes confondre. Il y a des violences légitimes et moins légitimes, il y a des violences factuelles, il y a des violences liées à des délits, il y a des violences justifiées, légitimées par l'histoire. Vous savez, quand à un jeune de 13 ans, vous dites tes parents sont dans des conditions sociales défavorisées et tu n'as aucun avenir, c'est une forme de violence qui ne peut finir que par des violences physiques. Donc on peut remonter aux racines du mal, et il faut souvent remonter aux racines du mal. Mais on doit aussi regarder le soleil qui brille. On doit aussi être au-delà du droit d'indignation qui est le nôtre à l'égard de ce qui s'est passé, avoir manifesté un devoir d'optimisme, et notamment vers les plus jeunes.
on ne peut pas se contenter d'une molle complainte en disant tout va partir en quenouille. Ça ne peut pas suffire. Et l'exercice d'aujourd'hui n'est pas suffisant. Donc je pense qu'il faut aussi parler à une partie de l'opinion, parce qu'il y a quand même des petits miracles du quotidien qui se produisent dans notre société. Il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui bâtissent, et il y a des hommes et des femmes qui entreprennent tous les matins et qui ont besoin de l'appui, du confort de notre institution. C'est aussi à cela qu'il faut parler. Il ne faut pas s'interdire de dénoncer ou de résoudre les problèmes de ceux qui passent beaucoup de temps, déploient beaucoup d'énergie. Les chiffres sont tombés ce matin, ils sont effarants. Le nombre d'incendies criminels aujourd'hui, le feu est devenu une arme, j'allais presque dire conventionnelle, pour parler à la façon de l'ONU, qui est particulièrement préoccupante. Ça doit nous interpeller. Ça ne doit pas nous interdire de parler à ceux qui veulent bâtir en disant, en rappelant aux autres, me semble-t-il, qui peuvent couper toutes les fleurs du monde, comme disait Pablo Neruda, personne n'arrêtera le printemps. Merci Jean-Martin. Y a-t-il d'autres interventions? Jean-Christophe. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. S'associer bien sûr à l'hommage unanimement rendu à Noël Vincenzini, saluer les combats livrés tout au long de sa vie et l'exemple qu'elle laisse aux plus jeunes générations qui ont été largement représentées aujourd'hui dans cette Assemblée, plus généralement à notre peuple, et au-delà, bien sûr, à celles et ceux qui, comme la plupart d'entre nous, comme nous tous, je le crois, ont chevillé au cœur la nécessité du combat contre le racisme, contre l'oubli, pour la dignité humaine. Le contexte, par ailleurs, il est différent et somme toute comparable à tout ce que nous avons pu vivre ces derniers mois. Il y a, c'est vrai, des choses qui vraisemblablement méritent que l'on y revienne. Donc je vais, au nom de mon groupe, avec beaucoup d'humilité et je le pense, je l'espère, la plus grande clarté, y revenir. Premièrement, et je le dis très sereinement, sans exagérer la portée des choses, depuis nos désaccords, le respect que l'on doit aux institutions et aux hommes, aux femmes qui les incarnent. Là-dessus, on n'a jamais dérogé, on ne dérogera pas et nous ne souhaitons pas, pour notre part, quels que puissent être ces désaccords, les mécontentements qui en résulteraient, que le président de l'exécutif, la présidente de l'Assemblée, n'importe lequel, n'importe laquelle d'entre nous, puisse être invectivé ou pris à partie, comme ce fut récemment le cas. Je fais mien, pour une fois, les propos du président qui dit prendre acte de ce qui s'est produit, considérer que les choses sont derrière nous, ne pas souhaiter qu'elles connaissent des suites au plan juridique ou judiciaire, même si, et nous ne pouvons que le souhaiter, que l'appeler de nos voeux, le dialogue doit nécessairement être renoué. Donc, il y a une gestion de crise qui, de ce point de vue-là, nous convient et à l'aune de laquelle nous voulions redire donc cette nécessité d'évoluer sur des bases de respect, sans invective, sans surenchère et sans céder bien sûr à d'éventuelles provocations. Deuxièmement, les provocations. Personne ne pense, en tous les cas dans nos rangs, que ce qui s'est passé le soir même, avec l'incendie de l'outil de travail de la famille Sisti,
puisse être le fait de quelqu'un intervenant en soutien à la cause ou à la dignité bafouée du président de l'exécutif. Beaucoup, pour ne pas dire tous, pensent que ça vient d'ailleurs. Et là, on entre dans un pays qui a inventé le complotisme avant les complotistes, dans le sport national. Qual era et perché les problèmes anciens, les plus proches, les plus récents, etc., etc. Et de spéculation en spéculation, de tisser l'inénarrable trame d'un pays qui confond rumeur et réalité, spéculation et vérité, et qui, comme tant d'autres avant lui, a un peu perdu la boule, hein, au fil des fake news et de ce qu'on appelle plus communément chez nous des poussettes. Donc moi, je pense que ce qui s'est passé le soir est une poussette. Alors après, le but, il paraît assez évident, mais peu importe. Donc profitez aussi de l'occasion donnée pour dire en quelques instants qu'on ne peut pas détruire ainsi un outil de travail, s'en prendre à une famille, à un homme, et profiter de l'occasion pour agir et détruire de la sorte. C'est très clair, et c'était le sens de notre présence l'autre soir lors de ce rassemblement de soutien. Troisièmement, dans un pays où l'on brûle, dans un pays où l'on tue, il faut pouvoir dire avec beaucoup de clarté comment peut-être arriver le temps des solutions. Moi, je vous le dis avec beaucoup de sérénité et là aussi beaucoup d'humilité. Je ne vais pas vous dire qu'on va arriver à construire un chemin de paix avec des enfants qui rient au bord de la route, des femmes et hommes qui se lèvent pour construire un avenir meilleur. Et je vais vous dire pourquoi, parce que j'y crois plus. Et je pense que cette Assemblée mérite mieux que la litanie interminable des incantations. Et le problème aujourd'hui est moins de désigner le mal et d'en appeler, comme par la pensée magique, à le dépasser par le bien. Le problème aujourd'hui, c'est d'arriver à créer les conditions pour que ce pays change enfin. C'est tout, et c'est énorme. Le reste, si on se dit qu'on va faire reculer au fil du temps des bons mots, des bonnes pratiques, etc., un certain nombre de choses, je pense qu'on se trompe, même si je ne regrette rien de tout ce que nous faisons ensemble ou séparément au quotidien, et rien non plus de notre engagement partagé, notamment autour du rapport contre les pratiques mafieuses, qui a permis de poser un certain nombre de constats et au-delà d'amener un certain nombre de solutions. Moi, je pense que le mal, il est plus profond, et je ne voudrais d'ailleurs pas refaire ici, dans les quelques minutes qui me restent, le débat que j'ai déjà fait, auquel on a pour notre part déjà contribué sur le rapport ou l'un des rapports précédents. Donc, oui, le respect des institutions, des hommes qui les incarnent. Oui, le non massif et irréductible à ce qui s'est passé dans la nuit même et qui a affecté une famille, celle de Charles VI, une région, une profession et quelque part un univers. Parce que le monde agricole, chez nous, ce n'est pas une corporation, une profession ou un segment de la population. C'est le fondement de notre société sylvo-agropastorale et un monde de codes, de valeurs, de gestes, de propos singuliers entre tous. Quand on s'y attaque, on s'attaque aussi à notre société dans ce qu'elle a de plus profond et de plus vrai. Donc il était important, je crois, de le rappeler. Et trois, quand on entre dans
les mécanismes, réfléchir ensemble avec beaucoup de sérénité à tout ça. Moi, je ne veux ni justifier, ni commenter, je ne suis pas journaliste, ni tenter d'expliquer doctement ce qui a pu se passer et pourquoi. Mais je voudrais très vite dire deux choses. La première, elle s'adressera aux nationalistes. Et je vais m'en excuser auprès des autres élus. Nous manquons, singulièrement depuis juillet 2021, je l'ai dit ce matin, je le répète publiquement cet après-midi, de lieux et de moments où exprimer, pourquoi pas purger, nos désaccords. Josépha l'a dit, nous étions ici en 2015, prêtant serment ensemble. Nous sommes passés du tout insieme à tout in guerra. Est-ce que je prends ma part? Bien sûr, sans problème. Ce n'est pas le genre de la maison que de rejeter la faute en intégralité à l'autre. La question est, qui de nous ne la prend pas? Qui de nous ne prend pas la sienne? Et qui pense que c'est l'autre camp qui est intégralement responsable de la situation ainsi créée? C'est ça le vrai débat. Et moi, je n'ai pas envie d'y entrer par le manichéisme qui consisterait à désigner le camp du mal contre le camp du bien. Quand la majorité explose, ça affaiblit ceux qui en sont exclus, parce qu'il faut bien trouver des raisons à cette exclusion, mais ça affaiblit tout autant ceux qui continuent à faire partie, parce que ça les expose à toutes les difficultés, dans un pays qui n'en est jamais avare. C'est très exactement ce que l'on est en train de vivre. Le deuxième propos, il s'adressera à tous les Corses, modestement, pour dire, exprimer nos désaccords, ce n'est pas chercher à tomber d'accord. C'est dire, il y a un certain nombre de sujets où nos approches sont fondamentalement différentes. Et après, on voit ce qu'on en fait, ici, ailleurs, etc. Je le dis pour les nationalistes, ce lieu, ces moments nous manquent. Je le dis pour nous tous, modestement, notre Assemblée joue un peu ce rôle de catalyseur ou de réceptacle, et tant mieux. Mais il faut que l'on voit comment l'on peut, dans les quelques mois, années qui nous restent, trouver un autre chemin en termes de fonctionnement. Pourquoi je dis ça? Même si tout ne se résume pas, Dieu merci, à la question électorale, voire même à la question politique ou idéologique. Dans 6 mois, 8 mois, il y aura des municipales. Un peu plus tard, des sénatoriales. Encore après, des présidentielles. Puis des législatives. Et enfin, des territoriales. Est-ce que vous pensez que l'on peut, puisqu'on discute depuis l'Assemblée de Corse, affronter, même si on dit le contraire, pareil enchaînement d'événements sans plus jamais connaître de difficultés comparables? Moi, je ne suis pas prophète, mais on a un peu de mémoire. Et je ne parle même pas des autres protagonistes. Quand vous rentrez dans des maisons comme celles qui ont été fracturées hier, nationaliste, donc on ne va pas dire ici qu'il faut, même quand on n'est pas d'accord sur le choix des moyens, interpeller des gens. Mais les gens, on peut parfois les entendre, on peut même les interpeller, même si je le redis, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut venir chercher des soutiens. Quand vous frappez les enfants,
que vous molestez les vieux, que vous prenez l'argent des épouses. Là, vous faites autre chose. Vous créez une situation. Donc, il faut qu'on fasse un petit peu attention à tout ça, parce qu'on n'est pas seul en lice. Le paysage, il est complexe. Il y a des tas de protagonistes. Et je terminerai là-dessus en disant deux petites choses. Mais, on peut essayer de se parler, même si au final on ne tombera pas d'accord sur tout. On pose des principes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? 1. 2. Quand on a essayé, quand on essaiera, de recréer une situation, quels peuvent être, non pas les communs dénominateurs, le temps viendra ou pas, mais les ferments d'un collectif. Parce que je crois, je conclurai par ça. Je l'ai lu sous la plume de Jérôme Ferrare, qu'il écrit beaucoup mieux que la plupart d'entre nous, mais je pense qu'on est très, très nombreux à le penser. Jérôme Ferrare qui disait « Je désespère de voir ce pays rempli d'initiatives individuelles aussi fortes et incapable de dessiner un collectif. » Ce n'est pas un problème de majorité ou d'opposition. Le problème, il n'est pas né en 2015, il n'est pas né en 2021, il n'est même pas né avec cette Assemblée dans les années 80. À méditer. Mais en tous les cas, rappeler des principes, analyser un contexte et essayer, dans la mesure de nos moyens, aussi faibles ou puissants qu'ils puissent être, d'interroger différemment l'avenir. Merci. Pierre Gionga. Vi ringrazio, Madame Presidente. La violenza di spirito mafioso che lo conosciamo da poi anni e anni rischia di essere ingrandata da una ripresa da violenza politica e ce la fa tutto perché non accade mica. Le cause sono diverse, ma tre mi sembrano importanti. La prima di aggreganza che può essere politico corso può si sciogliere tutte le problematiche di agorsica, scordandosi che non abbiamo né tutte le competenze nei mezzi finanziari. La seconda, di ebolezza di un potere politico in Parigi, con giugno e mica e promesse fatte a agorsica. La terza, di una situazione economica e sociale di agorsica che ha fatto nascere una società sbaccata. Le soluzioni ce ne di sicuro parecchie. A me due mi sembrano importantissime. La prima è l'azione di abolizia e di giustizia che deve essere forte, che deve permettere di sciogliere la mazzera di una idea dei anni e non mica cercare bugie solo ai nazionalisti. La seconda, di un rispetto alla democrazia. Un potere politico può essere criticato, ma di essere rispettato non può essere scambiato che per l'elezione. E andiamo a lei in quella sparizione di Mamma Vincenzini, che ha conosciuto la violenza animale di un nazismo e che tutta la sua vita ha fatto la brugantola di democrazia come sola soluzione a questa violenza. Vi ringrazio. Ringraziati. D'autres interventions? Romain Colonna. Ringraziabi, signore Presidente, permettitemi a nome di un gruppo di cominciare a rendere con noi un omaggio solenne e rispettoso a Noele Vincenzini, a dirizzare tutta la nostra compassione alla sua famiglia, rammentando è stata fatta, ma voglio fare tornare una volta con le parole mie, che ha conosciuto peggio e ci ha mostrato, schiarito una strada di resistenza e dicendoci che a barbaria, all'orrore e a un male peggio c'era sempre una strada di resistenza, di luce e di pace e dunque noi abbiamo
di noi come un esempio e quasi di tristezza oggi. Dicendo che il dibattito d'oggi è assai importante, assai decisivo di noi, che ci sono stati problemi che sono stati ammentati, non l'abbiamo mica rammentati, ma di quantunque a nome di un gruppo, mica perché noi siamo amici, mica perché noi siamo di maggiorità, ma semplicemente perché noi siamo eletti, che noi vogliamo di noi portare uno sostegno al Presidente del Consiglio esecutivo, ma al di là di un sostegno, è una maniera per noi di rammentare che l'istituzione, a maniera di praticare l'istituzione, deve essere rispettata, mica per obbligare a rispettare, ma perché di un rispetto minimo che ci tocca avere tra di noi per far avanzare gli affari pubblici. Perché buria cosa, signore Presidente, oggi Presidente del Consiglio esecutivo, cari colleghi, tutto ciò che noi vediamo, che la voce da una parte da Sionchi o da un'altra parte, abbiamo sempre a nome di interessi collettivi, per difesa di interessi collettivi, a pro di interessi collettivi, per i corsi, per i nostri zitelli, non vuole mica che noi vediamo tutto sempre perfettamente, non vuole mica che non c'è mica critiche da ricevere, al contrario, sul luogo di noi di critiche e di scambi, ora a Piazza Pubblica di un luogo di critiche e di scambio, a Giuguagia voglia dire che è benvenuta al contrario in democrazia, ma ramenta quantunque a nostra sulla di tutti, penso, che noi lavoriamo e che noi ci arriviamo a mano a nome, mica a nome nostro, ma a nome di un popolo corso. Dicendo che su sostegno e sappiamo rispetto alle istituzioni e agli eletti, non ci impedisce mica di noi di portare un nostro sostegno a tutti quelli che soffrono, a tutti quelli che hanno avuto guai tamanti si pochi giorni, penso di sicuro a famiglia e all'agricoltore esisti, penso di noi a tutti quelli che hanno campato stonde terribili se poche settimane, si pochi giorni di noi, abbiamo aumentato ciò che c'è stato in Borgogna e in altro. Voglio di noi, da Siwanchi qui, a che punto siamo tocchi dall'interpellazione che ci sono stati dai militanti nazionalisti che diciamo torna una volta le monete parecchie volte con mica via da pigliare per trovare la soluzione politica che il suo paese ha bisogno. Dicendo che non si può mica, è stata ammentata, non sa me, banalizzare ciò che si passa qui in suo paese ed è per questo che è importante di noi che i politici che noi siamo, che non possiamo pigliare parola per dire che non ne vogliamo mica, attenta ai trappole, perché di sicuro è mal fatte di notte so trappole, attenti a tutto ciò che si passa e a non banalizzare mica l'arme o vogo come pratiche normali in una democrazia, non potremmo mica abituarci a se malfatte qui. E noi non vogliamo mica, e per questo che è importante di pigliare parola. Pigliare parola di noi per dire che al di là delle parole, di non sono mica parole buone, che la nostra volontà, a fare popolo insieme, in tutti i casi, di una volontà assoluta di dialogo, di appacciamento e di costruzione collettiva. Ci tocca a cercare in permanenza. Dico in permanenza mica oppone, a marciare l'uni mica contro l'altro, l'uni verso l'altro per trovare la via che noi chiamiamo di pace. Ma a pace non è mica solo la risposta alla guerra, come non si passa ai bordi dell'Europa o in altro. A pace che noi abbiamo in Corsica, di a pace sociale, di il fatto di poter lavorare, ci sono state domande stamane a Bocca, di poter lavorare in Tarasoia, di a pace agricola, di poter avere l'intimo di lavorare per qualcosa, di campare bene, di, a voglio dire,
signore Presidente, a pace linguistica di noi, va di pure parlare la sua lingua tranquillamente senza essere castigati dalle leggi francesi, di a pace culturale, di a pace di noi, di a demografia, di a pace economica, di a pace sociale, la giuretta, a pace politica in semiciclo e fuori di semiciclo. Buriai di noi che questa pace politica abbiamo cercato di costruirla con i nostri mezzi, ma Buria quantunque ramenta in semiciclo, scusatemi, due voti che mi paiono di primura alta. Ramenta che il nostro progetto politico mica solo a livello di simbolica, a livello di maniera di fare e a maniera di ciò che abbiamo messo in grento, si è arrimbato di noi, al di là di un voto democratico, si è arrimbato a deliberazione di 5 di luglio di 2023. Un buria mica che noi ce ne scordiamo in semiciclo, che siamo giunti qui in semiciclo con assai umilità, con una pagina bianca da scrivere insieme e siamo riusciti a scrivere una pagina bella della nostra storia istituzionale e politica. Vorrei di noi a tutti gli amici nazionalisti e anche al gruppo di dritta che sono in opposizione, che su voto di 5 di luglio del 2023, forse che anticipato appena non c'è uno dibattito che da bene, è stato suscitato un'altra deliberazione, quella di scrittura costituzionale. Vi vorrei sul microfono che non abbiamo mica fatto a maniera che abbiamo fatto in giro di scrittura costituzionale per rispondere a una domanda del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron o al governo di l'epoca che ci domandava di allargare la nostra maggiorità. Abbiamo cercato, partendo dal 5 di luglio e andando nelle scritture costituzionali, a cercare una maggiorità più larga possibile e vorrei rammentare quantunque che l'abbiamo trovato al 98%, non ai 3/4 di un testo, e al 78% non a parte legislativa. Ma mica perché Emmanuel Macron ci aveva domandato, perché eravamo convinti e siamo sempre convinti, e mi diritto all'insieme dell'emiciclo, che a stonda storica che accompagna sul processo qui deve essere riuscita insieme. Deve essere riuscita insieme. E per questo che abbiamo lavorato assai per trovare le vie consensuali e più importante possibile. E di noi la nostra definizione di pace politica, senza che tutto è perfetto in un processo, detto di Bovone, mica è, ma dicendo che abbiamo cercato il più possibile a via di un consenso, di un comune e di pace politica, dicendo che se due deliberazioni, quella del 5 di luglio, autonomia, e di 2023 e quella di scrittura costituzionale, per noi rappresentano mica solo due deliberazioni e punto e basta, ci arriviamo l'insieme di un nostro progetto politico a livello economico, a livello sociale, a livello agricolo, a livello culturale, a livello linguistico. E è importante di rammentarla, mi pare. Compio, signore Presidente, dicendo che c'è stata una volontà palesata qui in tutte le prese di parole di dialogo con questa parola che è venuta sempre e che è buttata sempre, dicendo semplicemente con assai serenità e umiltà che da parte di anche di popolo insieme, che la SIP a livello di un Consiglio esecutivo, che la SIP a livello di tutti i gruppi di questa assemblea, troverete sempre con il popolo insieme una volontà più acuta e permanente di dialogo e che noi siamo pronti, che la SIP qui nell'emiciclo o in darci spazi, come l'abbiamo sempre voluto, apre il più possibile lo spazio di dialogo. Dunque a questo livello qui, come non tantarci, potete contare
non da noi. E finisco dicendo che c'erano i guleggiani qui in Liguria dell'Assemblea che ci ascoltavano e che erano qui in aula. È stata mintata a mostra che l'hanno fatto e i guleggiani qui non vogliono mica fare una manipolazione abusiva dei simboli, ma erano da retta a fissera di Pasquale Paoli 300 anni, a un'epoca che Pasquale Paoli campava, che c'era odio e ci ha portato appena di lume in suo paese. I titoli qui oggi attraverso la mostra ci mostrano questo professore, questa comunità educativa, che anche gli sono tutti e bramosi di pace, sono tutti e bramosi di educazione, sono tutti e bramosi di emancipazione e noi li vogliamo che la zipi, in quattro di 300 anni Pasquale Bali o che la zipi parele pa uso a bene, in tutti i casi faremo tutto, in un dialogo, in la democrazia, in un rispetto e in la solidarietà con la gente per affiancarli e proporre una bene appena più favorevole. Ringraziabile. Ringraziamo e mu compio questa intervenzione nella situazione politica, una parte della situazione politica, con tutto ciò che si è passato la settimana scorsa. Ognuno di sicuro di Asobiazza è un delue a Ige da Usobarre e di democrazia, siamo d'accordo. E io rammento che qui siamo all'Assemblea di Corsica e che abbiamo a cuore di difendere gli interessi materiali e morali di popolo corso, a so che è così per tutti, che noi siamo nazionalisti o no, autonomisti, indipendentisti. Dunque, è di un dei sostegni che noi abbiamo da lavorare. Dopo c'è queste discussioni altre, forse più dure o meno dure, non so mica. Vedremo, non c'è mica problemi in attacco, ma in tutti i casi abbiamo più su dibattito e abbiamo passato a seguita. Oggi, Presidente, volete aggiustare qualcosa? Ringrazio tutte e a tutti, penso che le cose sono chiare, ora tocca a noi. Allora, abbiamo un dibattito o piuttosto forse un resoconto, più che un dibattito, perché ho l'impressione di noi che non è mica veramente un dibattito, perché un dibattito ci sono questioni e risposte, c'è un scambio, ognuno ha fatto dice uso barre, d'accordo, ma non è mica un vero dibattito, mi permetto di fare a rimarca. Dunque, ora c'è da essere un scambio, spero, nella negoziazione per via dell'evoluzione istituzionale, posto che noi siamo andati in Parigi con la delegazione dell'Assemblea di Corsica e altri eletti di noi, erano presenti due senatori, i nostri due senatori, il deputato Lacombe, no, Michele Castella non c'era mica perché era vadicato e poi quale giro un altro deputato, Paul André, no? Non ricordo più. C'era Paul André, e c'era Paul André e poi i meri, i presidenti della SOGD, i meri che erano presenti. Dunque, siamo stati ricevuti dal ministro Rebsamen, al Ministero dell'Acconciamento di Territorio, e ciò che ho inteso e ciò che ho capito dopo che ho detto ai giornalisti di che a questo momento dunque siamo 29 aprile, il ministro ha continuato a dire che il governo era da consento, in tutti i casi la maggiorità del governo era da consento per un'evoluzione istituzionale, che le scritture che noi abbiamo fatte qui per cambiare la Costituzione, la proposta di scritture, era quella che era trasmessa all'Assemblea nazionale, ma di noi, ella si era ingaggiata a fare passare al Consiglio di Stato e è stata fatta e aspettiamo la risposta del Consiglio di Stato per la metà di un mese di luglio. Dunque, il ministro ha fatto ciò che lei ha fatto e di suo punto di vista l'affare era, secondo me, piuttosto positivo. Frattempo,
imparato per via di media, di un giornale, che il rapporto di ammissione dell'Assemblea nazionale, quelli che sono venuti, i deputati che sono venuti al principio dell'anno, di radio mi pare. Questo rapporto era sortito, allora che non è compie. Come lo si dice in francese, il y a une fuite. Forse l'ufficio idraulico c'è per qualcosa, non so mica. In tutto caso, il y a une fuite. E dunque, il rapporto, io l'ho mica avuto, ma tutti i casi si sono imparati a fare. Certi affari sono positivi, di ciò che non capito, perché gli affari non sono neanche finiti, di sicuro. Affari positivi e affari che sono meno positivi e certi affari a me che mi vedono un problema. Dunque, e mi ha parlato di questo e mi ha passato la parola al Presidente dell'Esecutivo prima e poi dopo a quelli che vogliono la parola di noi per 10 minuti massimo, le decisa così. Vi ringrazio. Se voi permettete di fare una presentazione corta e a caso ripeterò forse la parola se lo ci sono elementi nuovi, voglio semplicemente rammentare che abbiamo previsto questo conto reso di riunione di un martedì 29 di maggio per stare in Deauville di metodologia e di ingaggiamenti che noi abbiamo pigliati davanti all'Assemblea di Corsica, Baladì restituisce dopo a ogni riunione di un cosiddetto comitato strategico, so che si era detto in Parigi per quelli di eletti che non partecipano mica direttamente perché sono rappresentati a questa struttura. E dunque la Ede in Capo era venuto per 3 giorni un ministro di decentralizzazione incaricato di un cartolare corso, François Rebsamen, di Verradio, aveva ripetuto la sua volontà, la volontà di un governo e quella di un Presidente della Repubblica di ingaggiare l'ultima tappa di un processo cosiddetto di Beauvau, Baladì trasmette all'Assemblea nazionale francese e al Senato un progetto di scrittura costituzionale in due forma che è stato prima budato dall'Assemblea di Corsica e accettato e firmato dal governo. S'ingaggiamento pigliato di Verradio, un ministro ci ha invitato in Parigi di maggio per confermarlo e per darci appena i più elementi nanta un calendario. E per questo che noi abbiamo previsto questo conto reso. In un frattempo ci sono stati un pochi di elementi in lei in cui il processo prima ci avviciniamo di restituzione di un lavoro di commissione di legge, ma non sta sul lavoro così e io non parlo radio mica oggi, posto che un nemico ufficiale, un nemico definitivo e un nemico udato dalla commissione. E dunque non voglio mica commentare a oggi so che un'amica esistenza politica e giuridica definitiva. Per contro, chi ci ha detto, il ministro Rebsamen, ci ha detto che prima di trasmettere a nome di un governo un progetto di scrittura costituzionale al Senato ci sarebbe l'avviso di un Consiglio di Stato. E questo è importante e apre una pagina rapida
un quadro giuridico di intervenzione di un Consiglio di Stato. C'est important parce que, vous l'avez peut-être en tête, hasard du calendrier, le Conseil d'État est venu il y a une dizaine de jours en Corse, non pas pour, à titre principal, rendre visite aux élus de la Corse, mais dans le cadre d'un tour de France, et donc aussi de Corse, des juridictions administratives. Et l'usage veut qu'en cette occasion, les hauts magistrats du Conseil d'État, qui étaient représentés par le vice-président, qui est en fait le président du Conseil d'État notamment, et d'autres très hauts magistrats, échangent également avec les élus de façon informelle. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été invité à rencontrer les représentants de la haute juridiction. Le vice-président est en fait le président, puisque le président du Conseil d'État n'est autre que le Premier ministre. Donc le président opérationnel et le magistrat qui étaient présents. Donc, bien sûr, ils n'ont pas voulu aborder leur saisine à venir, mais ils nous ont quand même rappelé ce qu'était le cadre de cette intervention, et je voudrais vous y renvoyer. Donc, je vous invite à récupérer l'avis consultatif du 11 mai 2018, rendu sur le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Dans cet avis, le Conseil d'État a développé de façon argumentée le cadre, mais également les limites de son intervention lorsqu'il est saisi par le gouvernement à propos d'un projet de révision constitutionnelle. Et c'est important de le réviser devant l'Assemblée, de l'expliquer, à mon avis, devant l'Assemblée, pour à la fois se rendre compte de ce que va être cette étape, mais de ce qu'elle n'est pas non plus. Parce que, disons-le clairement, en tant qu'élu, en tant que nationaliste, et en tant, comme vous, qu'observateur de ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans encore, que, traditionnellement, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont eu des jurisprudences qui étaient plutôt restrictives, on va le dire comme ça, sous une forme très diplomatique, que évolutionnistes. On se rappelle notamment la décision de 1991 du Conseil constitutionnel qui avait censuré la notion de peuple corse, ou d'autres décisions, arrêts ou avis du Conseil d'État. Donc c'est important de se rappeler, que dit le Conseil d'État? C'est lui qui définit les critères qu'il applique lorsqu'on lui demande son avis sur un projet de loi constitutionnelle ou, a fortiori, un projet de révision constitutionnelle. Premier point, c'est le Conseil d'État qui le dit dans son avis, le pouvoir constituant est souverain. Il s'ensuit que la vérification de la conformité à la norme supérieure, qui constitue normalement une part essentielle de l'examen d'un texte par le Conseil d'État, d'un projet de loi ou d'un décret, n'a pas lieu d'être en l'espèce, puisque la Constitution est dans l'ordre interne la norme suprême. C'est très important parce que ça veut dire que le Conseil d'État s'interdit de censurer un projet de loi constitutionnelle ou un projet de révision constitutionnelle. Le constituant est souverain. Ce qui veut dire, par exemple, que, y compris la notion de peuple corse, si le constituant doit décider de la reprendre, eh bien le Conseil d'État n'aurait rien à y redire, pas plus d'ailleurs, et c'est important, que le Conseil constitutionnel. Car en amont, le Conseil d'État s'interdit de censurer, et en aval, le Conseil constitutionnel s'interdit également d'exercer tout contrôle sur une révision constitutionnelle. Ça veut dire que le pouvoir du constituant, du Congrès, qui est prévu, est un pouvoir souverain. C'est le terme du Conseil d'État. Par contre, le Conseil d'État dit il lui appartient de signaler si une disposition contreviendrait à l'esprit des institutions, porterait atteinte à leur équilibre ou méconnaîtrait une tradition républicaine constante. Donc c'est un avis
mais ce n'est qu'un avis. Et donc, et je termine mon intervention, moi à ce stade, la seule chose que j'ai à dire, nous avons voté un projet d'écriture constitutionnelle. Nous avons voté une déclaration politique solennelle dans laquelle nous avons expliqué pourquoi nous votions ou nous ne votions pas ce projet d'écriture constitutionnelle, c'est-à-dire à la fois ce que contenait le projet d'écriture constitutionnelle et ce que la loi organique aurait vocation à contenir. Ce projet d'écriture constitutionnelle, il a été validé par le gouvernement, qui s'est engagé à le transmettre à l'identique au Parlement, c'est-à-dire au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et oui, c'est vrai aussi, le Sénat et l'Assemblée nationale sont souverains en ce qu'ils peuvent modifier ou pas ce projet d'écriture constitutionnelle, et que lorsqu'ils seront réunis en congrès, ils seront souverains pour apprécier ce que doit être la révision constitutionnelle, qu'ils décideront ou pas de voter à la majorité des 3/5. Ce chemin, on le connaît. Et donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que tout ce qui est constitutionnel, validé, a pour nous vocation à être validé. C'est celui-là, l'accord politique. Pour reprendre une formule qui avait été celle de Romain Colonne lors de nos échanges à tous avec le ministre Rebsamen, nous ne sommes pas dans la recherche d'un compromis du compromis. Le compromis, il a été fait pendant le travail conduit par l'Assemblée de Corse et conduit avec le gouvernement et qui a débouché sur le projet d'écriture constitutionnelle. Le discours que moi je vais porter en tant que président du Conseil exécutif, que j'ai porté devant le ministre, que j'ai porté en son temps devant le président de la République, que j'ai porté devant la commission des lois présidée par Florent Boudier, auquel je rends hommage, parce qu'il a fait un travail important et vous savez combien lui et les commissaires se sont engagés. Ce discours-là, que je vais tenir également à la place qui est la mienne, et je l'espère, avec ceux qui ont voté le projet d'écriture constitutionnelle, ce discours que je vais tenir à l'ensemble des présidents de groupe, à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est que le projet d'écriture constitutionnelle est l'accord juridique et politique qui a reçu l'aval de la majorité, d'une très large majorité, et l'aval également du gouvernement. Et que ce que nous attendons, nous, et ce que nous espérons, c'est que ce projet-là soit voté et que derrière la loi organique à intervenir vienne effectivement décliner et opérationnaliser un certain nombre d'axes stratégiques fondamentaux qui sont notamment la question du lien entre le peuple corse et sa terre à travers un statut de résident dans le domaine immobilier, qui sont également ces éléments fondamentaux, le statut de la langue corse dans les termes que nous avons votés à l'unanimité, comme nous avions voté le lien à sa terre avec un statut de résident dans le domaine immobilier à l'unanimité. En ce qui nous concerne, un pouvoir de nature législative qui est prévu par le projet d'écriture constitutionnelle et qui a été voté à une très large majorité et validé par le gouvernement, un pouvoir législatif, pour être tout à fait clair, qui aura vocation à intervenir dans des matières sur lesquelles nous ne sommes pas tombés d'accord au moment où nous parlons et qui auront vocation, selon nous, à être définies par la loi organique à intervenir, un pouvoir de nature législative qui a vocation, c'est certain, à être contrôlé, notamment par le Conseil constitutionnel et un droit de saisine élargi. Tout ça, nous en avons parlé, mais également un pouvoir réglementaire direct d'adaptation dans un certain nombre de matières qui, là encore, n'ont pas été identifiées ou en tout cas n'ont pas fait l'objet d'un accord politique et qui auront vocation à être reprises, mais également d'autres points. Et je pense notamment à la question fiscale. La question fiscale
sans laquelle il ne peut pas y avoir d'autonomie réelle. Et nous en avons parlé ensemble et nous l'avons validé ensemble. Un pacte fiscal, budgétaire et financier qui doit nous permettre également, dans d'autres domaines qui ne relèvent pas forcément de la Constitution, d'aller vers un modèle budgétaire, financier, économique vertueux et équilibré. Je pense notamment au grand plan pour les infrastructures dont le principe avait été annoncé devant cette Assemblée par le président de la République lui-même. Dernier mot, il y a des points qui ne relèvent ni de la Constitution, ni de la loi organique, qui ont été abordés à un moment ou à un autre dans le cadre des débats et qui, là aussi, n'ont pas fait l'objet d'accords politiques. Je pense notamment à deux questions. La question du changement éventuel, demandé par certains, de la loi électorale, auquel nous sommes opposés, y compris à travers 2 votes de l'Assemblée de Corse, pour des raisons fondamentalement politiques. Et le deuxième point, c'est la question de l'organisation administrative infraterritoriale. Nous avons discuté ensemble, et je crois que nous en sommes d'accord, pour dire que l'organisation infraterritoriale de la Corse a probablement à être repensée et revue, ne serait-ce qu'à travers, par exemple, l'entrée par les difficultés des intercommunalités à exercer leurs compétences et à financer l'exercice de ces compétences, ou encore la distorsion entre le périmètre des intercommunalités et les territoires qu'elles recouvrent, qui ne sont pas les territoires vécus, ou à un autre niveau, et je me tourne notamment vers Charlotte, les difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui par un très grand nombre de communes en Corse. Et nous savons aussi que la discussion doit donc aller également vers ces collectivités qui ne sont pas la collectivité de Corse. Respect de la clause générale de compétences, respect des compétences communales, renforcement de la capacité des communes à exercer leurs compétences dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales, rééquilibrage territorial, équité entre les communes riches et les communes pauvres, entre l'intérieur et la montagne et le littoral. Il y a eu aussi avancé la question de la métropolisation, dont on ne sait pas, et je le dis aujourd'hui, ce qu'elle recouvre, mais à laquelle, lorsque nous l'avons connue tardivement, à l'encontre de laquelle nous avons émis nos réserves et notre opposition sur un certain nombre de points. Donc tout cela ne fait pas partie du débat constitutionnel, a fait partie de la discussion et a vocation sans doute à être discuté. Mais si on va parler de la discussion constitutionnelle, je le redis et je termine, le vote de l'Assemblée de Corse, le vote de la déclaration politique solennelle, les écritures constitutionnelles, telles qu'elles ont été validées avec le gouvernement, et la mise en œuvre opérationnelle des principales dispositions dans les domaines essentiels que nous avons énumérés et précisés, notamment dans le cadre de la déclaration politique solennelle. C'est adossé à ces éléments qui sont clairs, qui ont été débattus, qui ont été votés, qui ont été entérinés, que nous allons aller vers le débat avec la représentation nationale française, que nous respectons infiniment, c'est une évidence. Nous savons qu'il y a un travail d'explication à faire, nous savons qu'il y a un travail de pédagogie pour expliquer d'où nous venons et ce que nous voulons, nous savons qu'il y a un travail de conviction, mais je dis aussi qu'on ne rentrera pas avec des chances de réussir dans ce débat si on l'aborde sous un angle uniquement technique ou juridique. La clé d'entrée fondamentale pour le débat constitutionnel qui nous attend et qui doit permettre à la représentation élue de la Corse, mais également à l'ensemble des acteurs, je parle des maires, je parle des autres élus, je parle des forces économiques, je parle des forces sociales, je parle des citoyens de la Corse. La clé d'entrée dans ce débat, elle est fondamentalement politique. Construire une solution politique qui permette de tourner
définitivement le dos à des décennies de logique de conflit pour mettre en œuvre une solution politique opérationnelle qui prenne en compte la dimension symbolique, qui prenne en compte la dimension historique et qui nous permette d'apporter des réponses efficaces à toutes les attentes, à tous les besoins et à tous les enjeux qui sont aujourd'hui face à nous dans tous les domaines. Merci, Monsieur le Président, pour ce retour suite à cette réunion. Qui souhaite s'exprimer? Paul Coastan. Merci, Madame la Présidente. Il y a 25-26 ans de ça, ou 24, l'évolution institutionnelle de la Corse avait été évoquée et actée aux accords de Matignon. Il y avait sans aucune précision sur son contenu. Simplement, il y avait une condition, c'est la réélection de Jospin. On sait ce qui en est arrivé. Depuis, il n'y a pratiquement plus rien eu, sauf au cours de votre précédente mandature, une tentative, mais qui n'a pas abouti. Et d'un coup arrive le processus de Beauvau. Le processus de Beauvau, ce n'est pas le fruit d'une réflexion qui a été menée d'un côté par les services de l'État et de l'autre côté par cette Assemblée, c'est le fruit d'un drame, l'assassinat d'Ivan Colonne. Et ça a déclenché une forme de panique liée à un climat qui semblait de plus en plus insurrectionnel, qui a fait que le ministre Darmanin a lâché le mot d'autonomie, sans, je pense, savoir lui-même ce qu'il comptait mettre dedans. À partir de là, c'est un peu faussé, parce qu'on a été obligé de travailler dans l'urgence, il n'y a pas eu de planification des débats, il n'y a pas eu de calendrier rigoureux, il n'y a pas eu des thèmes étudiés un par un. Un simple exemple, on parle de pouvoir normatif en termes de fiscalité, on n'a toujours pas réussi aujourd'hui à connaître le montant de recettes fiscales perçues en Corse. Comment vous voulez qu'on puisse discuter rationnellement si on n'a pas un certain nombre d'éléments? Il y a des tas d'autres domaines dans lesquels on n'a pas d'éléments parce que ce processus a été, à mon avis, c'est simplement mon avis, bâclé. On n'a pas été assez loin, on n'a pas été chercher les choses assez profondes. Alors, j'ai totalement compris ce que le Président a dit et je suis totalement d'accord avec lui. Le texte qu'on a voté, c'est le fruit d'une réflexion approfondie qui a créé une très très large majorité et qui ne doit pas être modifié. Le problème, c'est qu'on vient d'avoir connaissance d'un rapport de l'Assemblée nationale où il semblerait que ce soit très largement dénaturé. On ne parle plus de pouvoir législatif, on parle de pouvoir normatif, adapté, sous contrôle du Parlement, qui peut le reviser, qui peut l'amender, qui peut le supprimer au bout d'un moment si ça ne marche pas. Ce n'est pas ça qu'on demande. Ça, on ne peut pas l'accepter. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour faire respecter exclusivement notre texte. Et si ce texte est dénaturé, même la loi organique ne pourra pas le changer. Elle pourra tout au plus le modifier à la marge, mais ne pourra pas le changer. Donc le débat, il est très simple, c'est ça ou rien. C'est le texte qu'on a voté ou rien. Sinon, on va encore, excusez-moi l'expression, se faire copieusement enfler. Merci. Les interprètes n'ont pas traduit. Paul Félix. Exceptionnellement, à la suite de Paul, et ensuite je m'excuse de l'absence qu'il y aura d'une grosse partie des élus, car nous avions un engagement de conférence de presse par rapport à l'agression de Jean-Claude Benedetti, qui a été qui a été entendu, qui est quasiment mis en examen, alors que celui qui a reconnu le tir de flashball n'est pas encore entendu et s'est permis l'autre cuisance de déposer une plainte pour dénonciation. Bon, à partir de là, on s'excuse, on avait programmé à 18 h, on va le faire. Donc ça, c'est la parenthèse. Je vous donne l'explication par courtoisie et par un souci d'information. Dans la continuité de ce que vient de dire Paul, et de manière très courte et très brève, il y a un accord politique.
Moi, j'ai entendu ce matin Jean Martin en conférence des présidents qu'il y aura des désillusions parce que l'accostage ne sera pas celui espéré. Moi, je n'espère aucun accostage. J'espère qu'il y a un accord et qu'il sera respecté. Qu'il passe ou qu'il ne passe pas lors de la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, il y a un texte. Dans ce texte, chaque mot, chaque virgule, chaque saut de paragraphe est pesé. Il est fait, comme on dit, avec la précision d'un trébuchet. Ne pas le respecter, c'est nous sortir de l'accord. Et dans ce cas-là, je vous le dis, il n'y aura rien du tout. Donc ne pensez pas qu'il peut y avoir une logique doctrinale qui s'imposerait par le haut, par Paris, en transgressant l'accord politique qu'il y a eu en Corse. Où l'accord politique est respecté, quel qu'en soit le coût, à savoir potentiellement un échec, dans le cadre d'un vote de révision constitutionnelle, mais le texte qui doit être présenté est le texte pour lequel nous avons donné un accord. Il est hors de question, entre autres, que Corinne Front soit le parti coquifié d'un accord parisien. On ne se fera cornaquer par personne, et je vous le dis, il n'y aura pas d'accord, si l'accord n'est pas respecté. Jean-Martin Mondologne. Oui. Nous, je crois que sur ce sujet, Paul Félix, on a été constant. Ça peut nous être reproché. Ce n'est pas à défaut à notre corps défendant, souvent, en prenant plein les gencives, plus souvent encore, d'avoir dit, dès le départ de ce processus, mais on n'était pas dans la même grille méthodologique. Vous avez escompté, vous avez parié sur un principe qu'il fallait demander ce qui était souhaitable pour vous. C'était un pari, ou c'est un pari. Ne faisons pas comme si les dés étaient jetés, n'insultons pas l'avenir. Nous, dès le départ, on n'est pas rentré dans la même grille méthodologique. Nous, on est rentré dans la grille qui consistait à explorer le champ du possible. Donc, tout ce que l'on découvre maintenant comme jalon à l'Assemblée, au Sénat, dans ce qu'on appelle l'état profond, etc., on l'a sonné un peu avant. Donc, c'était dans cet état d'esprit-là qu'on s'est, dès le départ, positionné, avec la part d'effort qui fut la nôtre, et il n'est pas inutile de le rappeler, qui a consisté à faire un pas supplémentaire pour aboutir, en tout cas à l'unanimité, sur une partie du texte, et une réserve de fond sur ce qui touche à l'octroi d'un pouvoir dit normatif. Pour nous, cette désescalade en termes de propositions qui vient de Paris ne nous donne pas, nous, l'impression d'être, nous, coquifiés, et que vous-même le soyez, puisque dans notre esprit, tout ça était, hélas, d'une certaine façon, prévisible. Ceci étant, puisqu'il est question de rendre compte à notre collègue et à la Corse, pour ceux qui nous écoutent, de ce qui s'est passé à l'hôtel de Roquelour le 29 avril dernier. Moi, j'ai trouvé un ministre très engagé, avec une complicité, y compris sur le champ sémantique, qui est assez, comment dirais-je, avancée. Il aurait pu tenir le même discours ici, on aurait l'impression d'être en famille. Donc, il va jusqu'à dire, je cite, « Les ministres corses du gouvernement soutiennent la démarche. C'est une belle terre, celle de vos ancêtres, on la porte avec vous. On réussira ensemble. » Bon, très bien, il n'y a, à mon avis, aucun doute sur l'engagement du ministre de la décentralisation, et comme le ministre de la décentralisation parle en lieu et place du président de la République, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le président de la République souhaite que tout ça
aille au bout dans le respect des engagements qu'il avait pris ici même. Oui, mais ce n'est pas lui qui joue la partie. Et ça, on le savait avant. Il ne faut pas faire comme s'il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on ne savait pas comment allait finir la partie. Elle ne pouvait finir qu'au Parlement. Et les parlementaires, même au bénéfice, si on peut appeler ça un bénéfice d'une dissolution, sont peu ou prou dans les mêmes équilibres et les mêmes approches. Et plus on se rapproche de l'échéance capitale au niveau français, qui est celle de la présidentielle, et plus on sait que les positions sont radicalisées, en tout cas peu enclines à regarder le fait identitaire. On dira ça avec pudeur de cette façon-là. Moi, j'ai proposé 2 choses à monsieur le ministre, qui ont été passées sous silence, ou avec des réponses extrêmement dilatoires. Il y a un premier moyen de s'en sortir, y compris pour vous-même, c'est d'aller au peuple. On ne peut pas continuer à dire, comme l'a fait tout à l'heure Romain Colonne, qui a 78% de l'Assemblée, ce qui est juste, factuellement, qui s'est positionné sur ce sujet-là. Et 98%, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi ce n'est pas 100%, je ne sais pas qui manque. Ah oui, pardon, et je vous ai fait. Donc, allez, 100% ou presque d'Assemblée qui s'est proposé sur le champ, qui s'est positionné sur le champ de la reconnaissance. Oui, mais attendez, il y a un défaut de consultation qui devient quand même un peu gênant dans cette histoire. Grandin, les maires. J'ai quand même entendu dire un président d'association des maires devant le ministre. Oui, vous ne comprenez pas, monsieur le ministre, nous on ne peut pas consulter parce que l'année prochaine il y a les élections et puis ça risque d'être faussé. Et l'autre dire carrément, je le dis amicalement, nous sommes du même village, dire les maires par plusieurs fois ont été consultés et à l'unanimité ont répondu favorablement. Bon, attendez, ça se dit au ministère, on ne se reprend pas devant le ministre. Non, les maires n'ont pas été consultés. Et alors, le maire, c'est l'échelon intermédiaire, mais quand même, ça, je pense que ça donnerait des quotités significatives. Et surtout, l'opinion n'a pas été. Et je n'ai toujours pas compris, je n'ai pas fait beaucoup de droit, mais j'ai quelques repères, l'artifice qui consiste à dire « non, mais ce n'est pas tout de suite, c'est après, on verra avant la loi organique ». Non, mais allons au peuple. Allons au peuple le plus rapidement possible, et je crois que ça arrangerait tout le monde, ceux qui sont pour aller plus loin, ceux qui sont plus réservés. Pour savoir, aujourd'hui, on est l'état de l'opinion sur ce sujet. Ça servirait, y compris le Parlement, qui se sentirait bien obligé ou contraint à ce moment-là de constater qu'il y a un fait assis, à condition que les quotités soient celles qui se dégagent d'ici. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain qu'on soit sur des rapports 80-20 sur ce sujet. Dans l'opinion, la réelle, celle qui vote, y compris si la campagne est un peu active, ou pas d'ailleurs, y compris si la campagne est un peu populiste ou pas, y compris si les gens vont voter ou pas. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans... Et sur ce sujet-là, j'ai trouvé le ministre très mitterrandien. Dieu le bénisse. Alors, du point de vue de l'homme de culture, j'ai une certaine admiration. Mais alors, pour le reste, chez Mongo, hein, c'est de l'ambiguïté érigée en système. Bon. Deuxième sujet où la réponse a été un peu dilatoire, c'est tout ce qui concerne les documents, ça a été pointé, qui n'ont pas été transmis. On est à l'aveugle. On parle de transfert de fiscalité. Vous imaginez si on est en campagne sur le référendum que l'opinion nous demande mais comment ne pas? Comment on va faire vivre l'autonomie? Qu'on est incapable de répondre aujourd'hui ou que nous soyons en situation de répondre un peu à l'aveugle sur ce sujet. Troisième chose qui est laissée un peu comme l'angle mort de cette démarche, vous le savez, ce sont toute la dimension infrastructurelle et le rattrapage, vous l'appelez historique, vous l'appelez infrastructurel, vous l'appelez comme vous voulez, qui n'est jamais évoqué. On est sur le point institutionnel et là on en vient à ce que j'évoquais ce matin et qui fait lien avec le précédent sujet. Et là vous avez raison de le pointer. Parce que vous êtes parti de tellement haut sur ce sujet-là, quelle que soit la piste d'atterrissage. Nous, on ne va pas se tirer bénéfice, quel que soit le résultat, d'une situation sur le thème « on vous l'avait bien dit ». Il n'y a aucun bénéfice électoral que nous puissions tirer de cette démarche. Par contre, vous risquez pas seulement de subir un préjudice électoral,
mais un préjudice dans l'opinion sur le thème. Mais même ça est l'objet d'une frustration. Et il va y avoir une frustration, parce que les gens y ont cru. Et pour la plupart, ils ont raison d'y croire. Parce que vous êtes des gens honnêtes, vous êtes des gens engagés, vous n'êtes pas seulement des militants, vous êtes des gens qui croyaient à cela. Mais vous avez croyé tellement que vous avez fini par oublier que ce n'est pas nous qui sifflions la fin de la partie. Le match ne se joue plus ici. Alors, quand Paul Félix dit « mais on ne va pas le valider », sauf qu'il n'y a plus rien à valider, Paul Félix. Ce n'est plus nous qui jouons la partie. Nous, le travail a été fait. Je pense que l'histoire retiendra que nous avons tous travaillé en bonne intelligence ici. Mais ce qui vous sera de toute façon inévitablement reproché, c'est que pendant les 2-3 années où nous avons parlé d'institutionnel, et je fais le lien avec le sujet suivant, nous avons nourri de grandes frustrations dans l'opinion sur tout ce qui n'a pas été fait. Il n'y a pas besoin d'aller réviser la Constitution pour dire que les épareuses ne passent pas sur les routes. Et je pourrais égrener les sujets à l'infini, faire un inventaire à l'après-vert très long de ces manquements évidents aux réponses qu'on doit apporter aux Corses depuis cette Assemblée, depuis ses pouvoirs, et à la vacuité prospective, c'est-à-dire à notre défaut d'amener un projet quand nous nous rendons dans les ministères, qui disent pourquoi nous voulons une évolution et qu'est-ce que l'évolution institutionnelle apporterait comme réponse à la mise en œuvre de ce projet. Pour finir, pour dire qu'au bout de cette épopée un peu désinvolte, nous, on continuera à dire que à la fois le social, à la fois l'infrastructurel, à la fois les problèmes de fiscalité, aujourd'hui sont des sujets complètement occultés et qu'il s'agit de remettre sur la table. L'avis du Conseil d'État, même le ministre le dit. Le président nous a fait une excellente analyse juridique ou juridictionnelle des choses. Mais bon, c'est le Parlement et c'est le constituant qui va constituer, ou pas. Mais pour autant que les gens s'entendent au Parlement sur la base de 2 textes examinés dans les mêmes conditions à l'Assemblée nationale et au Sénat et que le Congrès soit convoqué. Il y aura les 3/5, ou pas. Moi, ce que je souhaite, c'est en effet, comme vous, que ce soit sur la base du texte qui est parti d'ici, c'est-à-dire sur la première partie que nous avons en partage les uns les autres, sur la deuxième partie sur laquelle nous avons des désaccords. Je veux rappeler à cette occasion que nous avons parlé à 2 voix avec Valérie Boz et qu'évidemment, elle a fait entendre sa différence, celle d'une partie du groupe, qu'elle a aussi insisté, cette fois en bonne intelligence, avec tous les autres, dont moi-même, sur la dimension infrastructurelle. Mais à la fin des fins, il va bien falloir que nous ayons la lucidité d'expliquer à l'opinion, non pas pour se défausser, mais que les choses ne viennent pas d'ici et que dans l'attente de cette évolution, qui est souhaitable parce qu'elle répond à, encore une fois, un point d'équilibre et de consensus que nous avons dégagé ensemble, que quel que soit le lobbying, nous on vous le dit, on ne va pas monter faire du lobbying à Paris. C'est autre chose à faire, on n'a pas le temps, on n'a peut-être pas suffisamment de réseau de ce point de vue-là, même si on a des relais, pour dire il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Hein. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Mais ayez l'humilité de penser que les députés ont leur propre logique, que quel que soit le lobbying, quels que soient les moyens de pression au sens amical, je m'entends, et politique, et qui sont mis en œuvre, ils ont une liberté de penser. Et j'insiste beaucoup, et là-dessus, nous persistons sur cette voie, sur un mode de pensée qui était très largement prévisible. Voilà ce que je souhaitais dire à la fois sur la rencontre, les perspectives qui nous attendent et le temps que nous devons désormais pleinement consacrer dans cette attente, quelle qu'en soit l'issue, à travailler à la vie de celles et de ceux qui nous regardent et qui nous attendent sur un nombre important de sujets prégnants qui deviennent anxiogènes, tant il est vrai que les gens savent bien qu'il y a peu de moyens, qu'il y en aura de moins en moins, mais qui nous demandent d'agir de la même façon que lorsqu'il y en avait.
Qui souhaite s'exprimer? Pierre Ciong. Presidente, vi ringrazio. So forse un solo autonomista o mica essere nazionalista, ma sono un vero autonomista che crede di una soluzione per la Corsica e ha aiutato per 3 cose. Dunque, un statuto residente, un potere legislativo e un statuto fiscale e non accetterà più mica un statuto che non prenderà mica in conto questi 3 punti. Ha già che l'autonomia è a regola in tutta l'Europa democratica. Non ci sono che i paesi dove c'è una democrazia illiberale, dove non c'è mica. E ricorderà che dicono parecchi europei, un solo paese, dove il sovietismo ha riuscito la Francia. Vi ringrazio. Et Diebert. Je confirme. Quel qui bolait, Jean-Christophe. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. L'essentiel, je crois, dans la diversité des points de vue a été exprimé. Pour ce qui nous regarde plus particulièrement, on pense que l'on en arrive à un point, somme toute prévisible, et qui confine à l'instant de vérité. 3 années, un texte transmis. Alors après, sauf à être schizophrène, redire quand même ce qui est exprimé de manière, me semble-t-il, très large lors du dernier dîner, et plus encore à son terme. 1. Les écritures telles que stabilisées partent au Conseil d'État. 2. Nous sommes appelés à nous revoir après réception de l'avis du même Conseil, et de préciser que cet avis, et quand je dis et de préciser, c'est le ministre, ce n'est pas notre délégation, donc a évoqué le fait qu'à maintes reprises, le gouvernement, sur des sujets divers, a pu passer outre, l'avis du Conseil d'État étant consultatif, et ne nous engageons pas en tout point, comme on l'entend ici ou là, même si, bien sûr, je ne veux pas mésestimer la difficulté, il paraît compliqué de s'en extraire ou de s'en exonérer en tout point et sur le sujet en particulier. Bon. 3. Donc, qu'une fois l'avis transmis, on discuterait ensemble de ce qui aurait vocation à être débattu au sein des parlementaires. Alors, il est dit ici, et à juste raison, qu'il n'est plus utile d'aller plus loin dans la recherche d'un compromis. Il est dit par ailleurs, et notamment à Paris, que l'état de la démocratie parlementaire, des opinions des différents groupes est telle que l'équation, en toute hypothèse, sera compliquée. Donc aujourd'hui, nous on redira simplement, puisque l'on ne peut que poser des principes et pas refaire le débat ou imaginer ce qui pourrait advenir avant même que ça n'intervienne. On redira donc 2 ou 3 choses. Paul y a un peu fait référence en des termes plus fleuris, mais c'est une évidence. Le moment est venu, bien sûr, dans le respect de la lettre et de l'esprit qui nous ont animés jusqu'ici, de constitutionnaliser les sujets qui nous occupent depuis un demi-siècle. 4 statuts n'ont rien changé à l'affaire, et si le pouvoir d'adaptation
auquel nous n'avons pour notre part jamais été favorables, n'a pu fonctionner, c'est aussi parce que la question normative n'a jamais été abordée en des termes consacrés par la loi fondamentale. Donc, il faudrait que sur les grands sujets, on y arrive. 2, il y a le périmètre de la demande de modification, telle que discutée et, espérons-le, même si le doute subsiste, telle que votée demain au Congrès. Et, effectivement, la question de ce qu'on a appelé notamment à droite, d'une part les marqueurs ou les éléments de la reconnaissance, et d'autre part, sur ce qui relève de points qui donnent lieu à des divergences entre nous, principalement le normatif. On est tenu de laisser rouler les dés, on va voir quelle va être la vision proposée, mais nous, l'on veut redire ici, sereinement, un peu solennellement, que sur les deux plans, il ne faudrait pas introduire de distinguo, et je ne parle pas pour notre Assemblée, mais pour le législateur, les parlementaires demain, entre ce qui pourrait relever, alors, quand on parle de la Constitution, c'est impropre, mais néanmoins, d'une logique d'affichage, la langue, le foncier, etc., au détriment de ce qui pour nous fait le sel et la raison d'être de la démarche, en un mot commençant, donner à cette Assemblée la capacité à décider ce qui est bon ou pas pour son peuple. Bon. Ça m'amène, j'en aurais terminé, à 2 autres points, sur lesquels, je le crois, on a dit beaucoup de choses, mais qui, à ce stade, méritent peut-être d'être rappelés. Le premier, la consultation. Elle est peut-être une des issues nous permettant, je dirais, de continuer à cheminer. Alors pas pour qu'on soit nous-mêmes dans du dilatoire, un peu comme un enfant ou un plus grand qui s'accroche à un rêve et qui diffère de semaine en semaine, de mois en mois et bientôt d'année en année, le moment des déconvenus. Non, pour demander à notre peuple ce qu'il en est vraiment. Et peut-être faut-il qu'à la légitimité démocratique d'une consultation, ou 2 consultations, 2015, 2017, 2021, pour ne parler que des territoriales, qu'à la légitimité politique d'un vote, s'ajoute la légitimité populaire d'une consultation de type référendaire, qui peut-être serait vue différemment. Donc, moi, je l'appelle de mes voeux, avec mes amis, les élus de notre groupe, non pas parce que je souhaite ajouter une brique au mur patiemment édifié, mais parce que nous pensons qu'elle peut effectivement finir d'emporter une conviction qui, à ce stade, paraît chancelante. Bon. Deuxième élément, la loi organique. De quoi parle-t-on? On a tous dit qu'on ne se contenterait pas, même si en ces temps incertains, il serait le bienvenu, d'un méga PTIC ou d'un volet financier réduit à sa plus simple expression au sens politique du terme. Donc, de quoi parlons-nous quand on parle d'une organique aboutie et efficace pour ce pays? Et il ne nous a pas échappé que dans la gestion des temporalités et de l'agenda politique, on aurait la révision constitutionnelle d'abord, une consultation éventuelle dans la foulée et le vote d'une loi organique, avec en toile de fond des consultations dont j'ai rappelé à la faveur d'un propos d'une autre nature à quel point elles allaient désormais être rapprochées et même conflictuelles. Mais il faut qu'on pose la chaîne de valeur et l'agenda dans leur globalité. Donc, je termine au nom du groupe Avancem. 1.
l'attente fiévreuse de cette réunion parisienne promise par le ministre pour voir dans les termes du moment ce que va donner l'avis du Conseil d'État. 2, la définition juste et conforme à nos délibérations de ce qui sera transmis ensuite à la représentation parlementaire. 3, les précisions voulues et aujourd'hui réitérées d'une consultation et en termes de délai et en termes de contenu, avec bien sûr un degré d'exigence sur les questions posées. Et quatrièmement et enfin, le périmètre éventuel de ce que serait la loi organique. Le point de départ, on l'a dans quelques jours. J'ai plus la date en tête, mais on nous avait dit 6-8 semaines. Bon, au de domane. Donc, on peut maintenant attendre sereinement, mais si quelqu'un, et je crois que c'est le cas, en tous les cas je l'espère à Paris, écoute nos débats du jour. 1, cette réunion dont nous souhaitons pour notre part qu'elle ait lieu le plus tôt possible désormais, et 2, un texte conforme, non pas simplement à ce qui a été délibéré ou transmis au Conseil d'État, mais je veux le croire à l'état d'esprit d'une très grande partie de la population, de l'opinion, du peuple corse. Et ensuite, ce processus, avec ce qu'il comporte d'incertitudes et de doutes, mais qu'il est plus que temps, désormais, d'affronter politiquement, en rappelant quand même que tout ce travail ne peut déboucher sur une impasse, laquelle impasse, on le sait, débouchant elle-même sur d'autres déconvenues et peut-être d'autres drames. Donc voilà, pour avancer à ce stade, un rappel factuel, une exigence politique et une demande de clarté de l'ensemble des acteurs du dossier. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Josépha. Merci. J'ai écouté avec attention la présentation du président du Conseil exécutif et les différentes interventions sur le cheminement de ces écritures constitutionnelles et sur désormais le calendrier institutionnel. J'ai entendu que les uns et les autres s'inquiétaient en des termes, et pour des raisons différentes, s'inquiétaient à quand sur la teneur des écritures qui pourraient se voir appauvries et la nécessité de maintenir l'équilibre, et de l'autre sur la nécessité de ne pas oublier le fondement politique de ce dit processus. Donc moi je vais revenir à la genèse et très rapidement. Tout simplement, je vais poser la question du péché originel. Le péché originel, c'est, Paul Coistan a rappelé très rapidement que ce n'est pas un processus qui est né d'une négociation entamée de rien, et partie de rien, mais c'est un processus qui est né, et vous le savez tous ici, des suites de l'assassinat d'Evan Colonna et des mobilisations. C'est un processus qui aurait dû être un processus politique pour une solution politique, et qui de suite s'est transformé en discussion avec d'un côté un mot lancé par le ministre Darmanin pour calmer les mobilisations, et de l'autre, une volonté de neutraliser très vite tous les rapports de force, et j'entends politique, et je tiens à le préciser, politique et démocratique, qui auraient pu être mises en œuvre. Bon. Donc ce sont devenus une succession de discussions, effectivement, avec un travail qui a été effectué, et sur ce point, je le précise également. Mais ce n'est pas un processus politique. Premier péché originel. Deuxième élément du péché originel, le cadre des écritures constitutionnelles. Parce que j'entends que si elles venaient à s'appauvrir encore, nous allions au-devant de beaucoup de déconvenus. Là encore, vous connaissez ma position, je l'ai exprimée, donc je ne rentrerai pas de nouveau dans le détail de ce qui, selon nous, constitue une entrave et non pas un possible ouvert, des entraves et non pas des possibles ouverts par ces écritures constitutionnelles.
des entraves sur ce qui est fondamental, effectivement, et qui, aujourd'hui, alors on est aux prémices, mais d'après les premiers éléments qui semblent revenir, même si j'avais été en février présente lors de la venue du ministre Rebsamen, auquel j'avais justement exposé les réserves qui avaient été les miennes durant les débats, il avait, et dans sa logique, c'est tout à fait entendable, il avait dit tenir à ce que ce soit celle-ci qui soit transmise, ces écritures constitutionnelles. J'avais dit combien elles étaient incertaines et insécurisées, et que je viens d'entendre qu'il fallait constitutionnaliser les principes fondamentaux. C'est bien les principes fondamentaux qui n'ont pas été constitutionnalisés. Qu'il n'y avait pas eu d'accord sur les matières qui devaient être inscrites pour sanctuariser des domaines, ceux de la terre, ceux du foncier, ceux du logement, ceux de la santé notamment. Il aurait fallu laisser à l'inverse des portes ouvertes pour d'autres possibles. Ça a été renvoyé à la loi organique. Et que aujourd'hui, effectivement, c'est qu'un rapport dont nous avons tous pu avoir quelques soubresauts, quelques éléments qui ont filtré, mais dans les différents échos qui peuvent revenir, on voit que ça infiltre tout doucement. Une autonomie qui serait déléguée et encadrée. Bon, donc, pour l'heure, pas une autonomie. Bon. Je ne présume pas de ce qui sera en sorti, puisque pour l'instant, c'est un rapport qui n'a pas été adopté. Bon. Mais ça laisse quand même un écho étrange à toutes les failles et toutes les défaillances du texte originel, des écritures constitutionnelles telles qu'elles sont ouvertes, des possibles tels qu'ils sont ouverts dans cette écriture, dans ces écritures constitutionnelles. Donc, toutes les faiblesses dans lesquelles sont en train de... Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas fallu négocier, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas fallu que si les enjeux et les curseurs avaient été bien placés, il n'y aurait pas eu des tentatives de faire reculer. Mais là, je dois dire comme on a ouvert tous les possibles, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Tous les possibles ont été ouverts, en tout cas ceux qui l'ont voté, par les écritures constitutionnelles telles qu'elles ont été rédigées. C'est pourquoi je parle de péché originel. Donc, quand certains disent, surtout, il faut qu'on garde les écritures constitutionnelles, bon, pour ceux qui les ont votées, je comprends. Bon. Moi, je pense que si elles aboutissent de cette façon, nous irons vers de grandes difficultés pour écrire une loi organique qui ait du sens, pour ce qui est fondamental, vers de grandes difficultés et de très grandes déconvenues, puisque rien n'aura été sécurisé. Alors si ça descend encore d'un cran à l'oragui, on fermera più la discorde. Alors ça, c'est sûr que là, si ça descend encore d'un cran, ce qui est quand même assez probable, là, il n'y aura plus rien à discuter. Mais bon, je crois qu'il aurait fallu partir d'un meilleur pied. Restera-t-il des éléments de communication sur la terre, la communauté, pour que chacun puisse se rattraper pour assurer le service après-vente? Peut-être. Il ne restera peut-être que ça. Et on verra si videra ciò che ognuno varrà, ciò chi fermerà. Romain Colonne. Merci, Madame la Présidente. Je vais commencer par un des mots qu'a tenu le président du Conseil exécutif. Et je crois que c'est ce qui a défini aujourd'hui une grande partie, en tout cas, de notre débat. Lorsqu'il nous a dit que l'entrée ne devait surtout pas être technique, j'ai même envie de dire ni parlementaire, mais qu'elle devait être fondamentalement politique. Et c'est là où j'ai, mais ça ne l'étonnera pas, une divergence, et nous avons une divergence d'appréciation avec Jean-Martin Mondologne, tout en respectant profondément son propos, lorsqu'il dit
la balle n'est plus dans notre camp, elle est dans le camp du Parlement français, Sénat et Assemblée. Grosso modo, nous, on a joué la partie qu'on devait jouer, on a plutôt bien travaillé ensemble, on a réussi à converger pour partie, mais maintenant, ça ne nous regarde plus. Moi, je crois que là, Jean-Martin, on a une divergence qui est très importante. Parce que nous, ce que nous pensons de ce côté-ci des bancs, c'est qu'un accord politique, il se fait à deux. Et l'accord politique que nous voulons, il doit régler les affaires de la Corse, non pas uniquement corse-au-corse, mais dans notre relation aussi que nous entretenons à Paris, de manière conflictuelle, pour ne pas convoquer l'histoire multiséculaire, mais depuis au moins 60 ans, pour la période contemporaine. Donc pour nous, j'ai presque envie de dire, et je vais aller bien au-delà de votre propos, que le match, il ne fait que commencer. Il ne fait que commencer, puisque nous ne voulons pas être dans une relation exclusive ou à l'exclusion des uns et des autres dans ce qui va se jouer dans les semaines à venir. Nous pensons, et je vais prolonger le propos du président de l'exécutif à travers l'entrée politique, que cette entrée politique-là, elle doit reposer sur deux piliers fondamentaux. Fondamentaux si on veut espérer une résolution du conflit et un règlement politique de cette question-là. C'est la question de la démocratie et qui découle de cette question-là, la question de la légitimité de la parole qui est la nôtre et des textes que nous votons qui sont les nôtres. Nous considérons, en tout cas, je veux le dire par l'inverse, nous ne nous considérons aucunement comme des élus locaux. Nous ne nous considérons aucunement comme des élus inférieurs à d'autres élus, quelles que soient les assemblées. Et lorsque nous parlons avec d'autres interlocuteurs, qu'ils soient gouvernementaux, ici à l'Assemblée ou à Paris, nous le faisons en notre âme et conscience avec l'idée du suffrage légitime conféré par le peuple corse. Et à ce propos-là, nous avons reçu le président Boudié, avec lequel nous avons échangé très cordialement, chaleureusement, que nous avons tenté de convaincre, et nous continuerons de convaincre ou de tenter de convaincre jusqu'au bout, qui est le président de la commission des lois. Ce premier pilier, c'est celui de la légitimité que nous a conféré le suffrage universel. Cette légitimité-là, elle nous pousse à aller dans la discussion dans les semaines et les mois à venir, à continuer, tout en respectant, le président l'a dit, et ça va de soi, mais je le répète quand même, tout en respectant, d'un autre côté, la totale légitimité des élus du peuple français à travers les sénateurs et les députés. Mais nous voudrions véritablement aborder la discussion dans les jours et les semaines à venir de manière totalement politique, en disant qu'un accord politique, ça doit se passer et se faire à deux. Ça, c'est la première chose. Et je vous disais, le premier pilier, c'est la légitimité et ou la démocratie. Je vais terminer par la démocratie. Là, il y a quelque chose, on ne peut pas fermer la porte au prétexte que ça ne correspondrait pas ou au prétexte que le Parlement français a sa légitimité à ce qui s'est passé démocratiquement en Corse. Parce que sinon, ça veut dire que le conflit ne peut pas être résolu politiquement et ça veut dire qu'on ferme l'espoir à toute possibilité de négociation et de points d'atterrissage communs où chacun a l'impression, en tout cas, de ne pas avoir laissé trop de plumes et que nous pouvons continuer à discuter et à échanger convenablement et à trouver des solutions. Donc, ce qui se joue là, aujourd'hui, dans notre discussion, mais dans les semaines à venir, c'est pas simplement, nous le croyons fermement, de dire que le Parlement, maintenant, doit gérer l'entièreté du texte. En disant aussi que nous sommes profondément attachés au texte. Pourquoi? Parce que d'un point de vue méthodologique, Madame la Présidente, permettez-moi de le rappeler quand même, ça me semble important. Si on nous dit qu'on va descendre en deçà de l'accord sur les écritures constitutionnelles, alors, fort de la démocratie et fort de la légitimité conférée par le suffrage universel, nous serions restés sur la délibération à autonomie, que d'aucuns qualifient de très très haute. Nous aurions dit à plus de 70%, je crois, cette délibération, voilà le texte ultra majoritaire
qu'aucune autre assemblée, ou qu'on ne demande à aucune autre assemblée en situation de conflit d'atteindre de tels scores. Nous, on arrive, on dit voilà, on a un texte à autonomie à 70%, c'est écrasante majorité, on discute à partir de ce texte-là. Ce n'est pas la solution qu'on a choisie. On aurait peut-être pu ou dû faire autrement, ça l'histoire nous le dira. Mais ce n'est pas la solution qu'on a choisie parce qu'on a privilégié justement l'accord politique, on a privilégié justement la voie consensuelle, on a privilégié justement le fait de se dire une fois pour toutes, on règle en grande partie le conflit politique qui agit en Corse maintenant et qui a fait tant de drames depuis 60 ans. Donc, pas de compromis sur le compromis nous concernant, puisque nous sommes arrivés à un point d'équilibre. Donc la question aujourd'hui, c'est y a-t-il ou non une volonté dans les semaines à venir de constitutionnaliser le principe de l'autonomie? La modification constitutionnelle, c'est ça. Constitutionnaliser le principe d'une autonomie qui doit ouvrir la voie à une négociation qui soit concomitante et consécutive l'un ou l'autre, en tout cas très proche, sur une loi organique puissante au service du peuple corse. Et je voudrais dire que cette loi organique, on l'a souvent dit à ce micro, elle doit nous permettre de nous projeter en tant que peuple pour l'existence même de ce peuple, nous dire, et on y tient, parce que c'est l'essence même de notre combat, dans plusieurs décennies, nos enfants, ils auront le droit de s'identifier comme faisant partie du peuple corse, mais elle doit aussi permettre d'améliorer le fameux quotidien des Corses. On a parlé très récemment, par exemple, de l'agence de l'eau, qui, si on avait le pouvoir de légiférer, pourrait nous permettre d'avoir une agence de l'eau corse et de ne plus dépendre du continent relativement rapidement. Le pouvoir de légiférer pourrait nous permettre d'asseoir ou de définir de manière collaborative un cadre éducatif adapté aux réalités de la Corse. On va avoir un dossier sur le calendrier, mais nous, on ne vous parle pas du calendrier. On parle d'une éducation au service de l'émancipation des enfants de ce peuple. On pourrait avoir un cadre linguistique adapté à notre réalité plus rilingue. On pourrait avoir, j'égrène quelques mesures que pourrait nous permettre le fait de légiférer, une fiscalité adaptée, un accès à la propriété qui soit adapté, une protection environnementale qui soit accrue et favorisée, une relation, on va dire en termes de relations extérieures au sein de la Méditerranée qui ne dépendent plus exclusivement d'un État membre comme peuvent le faire beaucoup d'îles autonomes. On pourrait avoir donc un accès au logement favorisé, adapté, et tout un certain nombre de mesures qui nous permettent demain à la fois d'améliorer le quotidien des Corses et à la fois de nous projeter dans un avenir plus ou moins proche. Et je termine en disant que la consultation, nous y souscrivons parfaitement. Nous l'avons inscrite dès le projet autonomie en juillet 2023. Nous l'avons inscrite, défendue ensemble dans les écritures constitutionnelles de mars 2024. Donc nous ne sommes aucunement frileux. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser, je sais que ça n'a pas été l'intention, mais qu'on laisse penser dans cet hémicycle que nous craignons le vote populaire. Bien au contraire, nous voulons aller devant les Corses. Nous disons aussi qu'il y a eu des textes qui ont été ratifiés par des maires, le maire de Bastia, le maire d'Ajaccio, le maire de Portiuetu, qui était là en sa qualité de conseiller territorial. Il y a eu les deux associations des maires qui ont été partie prenante des discussions en permanence, et il faut aller plus loin dans la consultation et qu'il y ait une consultation. Mais encore faudrait-il, avant de dire il faut consulter, qu'on s'accorde précisément sur quoi on consulte. Et je terminerai en disant, j'ai commencé par le conflit politique, je vais terminer par là. On regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs en Europe ou dans le monde. Je voudrais juste évoquer, on n'en parle plus trop, mais le cas catalan. Il y a eu des assemblées délibérantes à Barcelone qui ont voté en faveur d'un projet d'autonomie accrue. Il y a eu des assemblées délibérantes à Madrid qui ont voté en faveur du même projet d'autonomie accrue. Il y a eu un référendum populaire qui a validé le même projet d'autonomie pour la communauté autonome catalane. Il y a eu quelques juges constitutionnels qui ont estimé que c'était non conforme à la Constitution espagnole. Vous savez ce qui s'est passé après, il y a eu un conflit ouvert comme l'Europe avait rarement connu depuis plusieurs décennies. Donc nous disons à un moment donné, renforçons la voix délibérative, légitime et démocratique du peuple corse à travers cette Assemblée et disons très tranquillement que nous avons, et je termine là-dessus, emmené une négociation jusqu'à présent qui nous a conduit à un compromis d'ordre historique. Nous voulons le poursuivre et nous sommes tout à fait disposés à aller à la discussion
avec le Parlement français pour continuer de convaincre tel que nous l'avons fait jusqu'à présent. Je vous remercie. Bien, je pense que tous les groupes se sont exprimés, les non-inscrits ici. Je rappelle que j'avais filé la métaphore avec l'alpinisme lors d'un dernier débat sur l'évolution institutionnelle en disant que nous n'étions qu'au camp de base et qu'il y avait encore l'Everest à gravir. Eh bien, on est là-dedans. Alors, le match, il n'est pas fini, bien évidemment. Nous le savions. Ce n'est pas facile. Mais en tout cas, le ministre a été très clair. Ensuite, bien évidemment, les choses se joueront à l'Assemblée nationale et au Sénat. On ne peut pas systématiquement être dans une... Je comprends bien la posture politique des uns et des autres. On ne peut pas être systématiquement dans l'angle consistant à ne voir que ce qui ne va pas et consistant à dire on est en train de reculer à chaque fois qu'on avance. Voilà, rien n'est gagné. Ça, c'est clair. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Mais il n'y a rien qui est perdu non plus. Rien n'est perdu non plus. Et il y a un travail, il y a aussi un sentiment d'abord d'urgence. On ne peut pas rester au milieu du gué comme ça. Un sentiment également d'inquiétude, bien sûr, puisqu'il y a des éléments qui sont sortis dans la presse, mais là encore, le travail n'est pas terminé. De ce que j'ai compris, moi j'ai échangé par SMS avec le président de la mission. Pour l'instant, le travail n'est pas terminé et je n'ai pas été destinataire du rapport en question. Et après, il y a le sens aussi des responsabilités. Moi, un jour, on a publié le livre sur les 40 ans de l'Assemblée de Corse. Nous publierons aussi tous les actes et les PV des débats que nous avons eus, tous ensemble. Il y a une vingtaine de réunions au total, ici, à Beauvau. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été actées et qui ont permis de trouver des points d'équilibre. Et je pense qu'il faut rester sur ces points d'équilibre-là, au-delà, effectivement, du vote remarquable de 2023, de juillet 2023 d'une part, et par ailleurs du mois de mars 2023. Donc les choses ne sont pas terminées. Et après, il ne faut pas tout mélanger. Sur la question de la carte administrative, sur la question du mode du scrutin, ce n'est pas constitutionnel. Pour créer une métropole, il suffit que le gouvernement décide de faire une loi, là. Hein. C'est facile, hein. C'est pas compliqué. Voilà, il n'y a pas besoin de modification constitutionnelle pour faire des métropoles. Et je reste sur le plan là de la méthode. Et au fond, évidemment, on est contre le fait de rajouter 2 métropoles, alors même qu'on s'est collectivement exprimé sur un principe de subsidiarité interne dans la délibération de juillet 2023, en disant bien que toutes les collectivités seraient respectées, bien évidemment, et que collectivement, une fois autonome, on pourra redéfinir la carte administrative. Et ça se passe comme ça dans toutes les régions qui ont accédé à l'autonomie. Voilà, ce n'est pas à un moment donné le pouvoir central, une fois que vous êtes autonome, qui décide de votre propre organisation interne. Donc, moi je crois que sur ces sujets-là, à dessein, je ne suis pas dupe, à dessein, les uns et les autres, en fonction de la place qu'ils occupent, et ça fait partie du jeu politique et démocratique, bien évidemment, s'expriment, oublient certaines choses, deviennent amnésiques ou mélangent tout, à dessein, moi je reste persuadée qu'il faut rester droit dans nos bottes ou dans nos mandales et continuons à gravir effectivement cette face est ou ouest qui est difficile, mais il faut continuer. On est dans cette logique-là. Attendons déjà de voir ce que va dire le Conseil d'État, l'avis du Conseil d'État. Et puis ensuite, faisons le lobbying que nous devons faire, en tout cas ceux qui souhaitent le faire, bien évidemment. Et continuons à dire, bien évidemment, qu'au-delà de la réforme constitutionnelle, c'est le quotidien des Corses qui est concerné, évidemment, et que certains problèmes du quotidien ne peuvent pas être réglés à droit constant. Certains problèmes ne peuvent pas être réglés à droit constant, et nous le savons. Bien, Monsieur le Président, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je crois que l'essentiel a été dit, Madame la Présidente. Simplement en forme de sourire, pour conclure. Vous avez filé la métaphore de l'Everest, mais si vous aviez pour intention de convaincre Jean-Martin Mondelon, il aurait fallu emprunter la métaphore du col du Galibier.
C'est pour ça. Accompagnez-nous encore une fois. Bien, chers collègues, il est 18h25. Donc, nous allons passer à l'examen d'un premier rapport. Alors, si vous voulez, nous pouvons voter le procès-verbal pour vous faciliter la chose. Donc, vous avez tous eu le procès-verbal de nos débats de la précédente session. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le procès-verbal est adopté. Donc là, c'est facile. Donc, je me tourne vers l'exécutif. Quel rapport souhaitez-vous voir examiné? Je vous propose les deux petits rapports, qui ne sont pas petits en tout cas en taille. Le rapport sur la demande d'adaptation législative et réglementaire du Code de la commande publique relative à l'introduction de la notion de bénéfice raisonnable. Il est important, petit en taille, j'ai dit, en taille. Ce que vous voulez, hein, monsieur. C'est l'ordre qui était prévu à l'ordre du jour. S'il vous plaît, si on suit le fil de ce qu'on a décidé en CPO, ça serait bien. C'est ça? C'est ça. Eh oui. Allez-y, Monsieur le Président. Donc, rapidement, nous avons essayé de produire un rapport qui s'inscrit dans une série de mesures sur lesquelles ou à propos desquelles l'Assemblée de Corse aura à statuer lors des prochaines sessions, puisque, vous le savez, et nous l'avons en tête, nous avons voté à l'unanimité le 28 février dernier un certain nombre de mesures à opérationnaliser dans le cadre de la délibération relative à la lutte contre les pratiques mafieuses, proposition pour une société corse libre, apaisée et démocratique. Donc nous avons mis en place une équipe projet chargée de lister l'ensemble des propositions à opérationnaliser, de relever les acteurs qui sont impliqués dans la conception et ou la mise en œuvre de ces mesures et de proposer un calendrier de réalisation tenant compte des différentes problématiques à traiter pour que la demande puisse être prise en compte sous réserve du vote favorable de l'Assemblée de Corse appliqué. Donc, j'ai sous les yeux ce tableau que je souhaitais formaliser dans le cadre d'un rapport d'information qui avait vocation à être présenté devant l'Assemblée de Corse, eu égard à une actualité extrêmement chargée, notamment à travers à la fois la discussion sur la révision constitutionnelle et la discussion inscrite au Sénat le 2 juin sur le projet de loi relatif au rattachement de la CCI. J'ai différé la rédaction de ce rapport au mois de juin, la session prochaine, où il y aura là aussi des propositions qui seront faites, notamment en ce qui concerne l'installation à venir de cette instance en charge de s'ouvrir, notamment au collectif anti-mafia, pour chroniciser, institutionnaliser cette volonté commune de travailler à la mise en œuvre de la délibération et plus globalement à avoir une instance dans laquelle on débat des problématiques qui ont été traitées à travers la délibération. Donc là, il y aura un travail avec des rendez-vous qui sont programmés, aussi bien avec les élus de l'Assemblée de Corse qu'avec les partis susceptibles d'intégrer cette instance. Donc je ne reviens pas sur ces différents éléments, vous dire quand même, ça a été évoqué ce matin, qu'il y a des démarches qui ont été engagées et pour lesquelles on attend des réponses. Deux exemples non exhaustifs. Premier exemple, sur la CTPNAF, on avait
s'est engagé dans le cadre de la délibération à réfléchir peut-être à une doctrine clarifiée des modalités d'intervention de la CTPNAF. J'ai saisi le préfet de Corse pour que nous puissions avoir une réunion de travail à cet égard. Julien Paolini vous l'a dit ce matin. Nous avons eu hier ou avant-hier une réponse favorable pour la discussion et la réunion de travail de la part de la préfecture, et donc nous vous tiendrons bien sûr informés. Deuxième exemple, on en parle dans le cadre de l'autre dossier, la présidente de l'Assemblée de Corse et moi-même avons été reçus conformément à l'invitation délivrée et au mandat qui nous avait été donné par l'Assemblée de Corse par les deux préfets et les plus hauts magistrats de l'île pour faire un point, notamment sur la dimension pénale et administrative des dossiers, ou en tout cas des problématiques évoquées dans le cadre de la délibération. Et là aussi, je vous ferai une restitution. Troisième et dernier exemple du travail qui est engagé. Et ça a un rapport avec ce qu'on a évoqué. Vous avez pu voir, et malheureusement l'actualité nous le montre tous les jours, qu'il y a des entreprises qui se voient visées par la destruction de l'outil de travail. On a parlé des agriculteurs, on a évoqué société qui fait du transport à travers les bateaux, on peut penser à des commerces également. Souvent, les propriétaires ou les exploitants de ces commerces se retrouvent confrontés à un cumul de difficultés, notamment, par exemple, discussions avec les assurances, difficultés à accéder au crédit, difficultés avec les organismes sociaux, etc. J'ai écrit au préfet de Corse pour lui dire que nous pourrions peut-être envisager une instance d'accompagnement et de facilitation à installer entre la collectivité de Corse et la préfecture, qui se chargerait notamment de fluidifier et voire d'accélérer l'ensemble des démarches engagées, par exemple vis-à-vis des compagnies d'assurance, vis-à-vis des organismes sociaux, également réfléchir à mobiliser les partenaires bancaires, parce que souvent les banques peuvent être frileuses pour accompagner les entreprises qui ont été visées par une destruction criminelle. C'est réfléchir comment on peut mutualiser les moyens qui peuvent être mis à disposition, tantôt par l'ADEC, éventuellement par des organismes bancaires, voire par la CADEC, pour essayer de ne pas laisser les chefs d'entreprise et leurs familles, agriculteurs, commerçants et autres, qui sont déjà confrontés à une situation objectivement pénalisante et génératrice d'angoisse, la destruction de l'outil de travail, pour ne pas les laisser seuls face à des institutions qui souvent ne communiquent pas entre elles. Donc cette proposition a également été notifiée au préfet de Corse. Nous l'avons abordée lors d'un entretien et j'attends le retour de la préfecture. Donc, dans cette philosophie et en conformité avec celle-ci, celle de traduire, il y a un rapport qui vous est proposé aujourd'hui pour solliciter une proposition d'adaptation législative et réglementaire sur le fondement de l'article 4422-16 du Code général des collectivités territoriales. Alors, j'en parlais en aparté avec quelques-uns d'entre vous et quelques-unes. C'est vrai que vu le sort qui a été réservé jusqu'à aujourd'hui à nos demandes d'adaptation législative ou réglementaire, il peut paraître un peu présomptueux, voire dérisoire, de ressolliciter, alors même que le constat a été fait à plusieurs reprises, de façon imparable, et même admis à Paris, que notre pouvoir d'adaptation actuel ne fonctionne pas. Bon, donc ça, moi je le sais, mais il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, et j'ai envie de dire, poussons la logique jusqu'au bout pour démontrer que dans le cadre actuel, ça ne fonctionne pas. Et j'espère que dans quelques mois, nous aurons un statut d'autonomie qui nous permettra d'adapter directement et la loi et le règlement. Mais en attendant, on bouge quand même. Ça me donne l'occasion aussi de rappeler quelques-unes des demandes qui n'ont rien à voir avec la délibération sur la mafia. Mais
ou la lutte contre la mafia, ou les pratiques mafieuses. On avait délibéré à l'unanimité pour une demande d'adaptation législative et réglementaire le 1er juillet 2022 sur la question du pouvoir d'achat. Rien. On avait délibéré le 1er octobre 2021 sur l'adaptation réglementaire et législative sur le prix du carburant. Rien. Donc moi, ça a été dit ce matin par Bianca. Je me réjouis que le député Colombani ait repris le flambeau en déposant une proposition de loi. Je rappelle que Michel Castellani également, et sans doute d'autres députés, a posé à plusieurs reprises des questions orales au gouvernement. Je rappelle également que lorsque le ministre est venu, le ministre Rebsamen, en février, nous avons parlé de tous les problèmes constitutionnels, mais nous avons parlé également des problèmes du quotidien. J'en ai parlé lorsqu'il m'a reçu avec la présidente de l'Assemblée de Corse, et j'en ai parlé en présence des présidents de groupe, notamment sur les infrastructures, Jean-Martin, on en a parlé ensemble, notamment sur la question de la fiscalité et de la nécessaire évaluation, combien est prélevé en Corse, combien est redistribué, parce que je vous rejoins, hein, quand vous dites on ne pourra pas aller convaincre les Corses du caractère consolidé et sécurisé de l'autonomie si nous avons une révision constitutionnelle, si nous ne sommes pas capables de leur dire comment nous allons financer l'exercice d'un certain nombre de compétences. Et de ce côté-là, ce discours, non seulement je le rejoins, mais je pense que nous avons vocation à le porter ensemble. Personne ne veut ni de l'aventure, ni de l'échec. Et c'est vrai aussi qu'il y a un travail d'implication à organiser de l'ensemble des forces vives dans la déclinaison opérationnelle de l'autonomie, que ce soit dans le secteur économique, dans le secteur social, dans le secteur de la santé ou dans le secteur de l'éducation. Là aussi, soyons clairs, j'ouvre une parenthèse, je vais la refermer. Nous, on est pour le transfert de la compétence de l'autonomie dans le domaine de l'éducation. Certains y sont opposés. Certains sont ouverts à une discussion, on n'est pas obligé de transférer toute la compétence tout de suite. Je voudrais simplement faire remarquer, par exemple dans le primaire, vous avez vu le rapport de la Cour des comptes qui est sorti, extrêmement sévère pour le système actuel, qui appelle à des réformes profondes, même chose dans l'enseignement secondaire, même s'il n'y a pas de rapport récent. Je pense que sans aller vers l'aventure, ni le démantèlement du service public, il y a la place pour une réflexion portée par les élus, les acteurs de la communauté éducative, le rectorat, y compris pour l'autonomie dans le domaine éducatif. Mais ça, je dirais, nous le verrons. Mais je voulais rappeler quand même ces délibérations. La présidente est partie, on avait commencé. Elle est là, pardon. Voilà, je voulais parler de votre écotaxe sur les camping-cars. En 2017, là aussi, balayé d'un revers de manche par l'Assemblée nationale à l'époque. Toujours parce qu'il n'y a pas de compétences fiscales. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, si à un moment donné, ça a été dit tout à l'heure, dans les bancs de l'opposition nationaliste, s'il n'y a pas un déverrouillage constitutionnel au bon niveau, c'est-à-dire un article de révision de la Constitution qui pose des principes clairs et qui permet derrière, aussi bien à la loi organique, de décliner les principes de façon opérationnelle et derrière à notre pouvoir législatif et réglementaire de s'exercer de façon efficace, y compris à travers un transfert des charges, transfert des compétences, transfert des moyens, on sera dans un système qui ne peut pas fonctionner. Donc ça, il faut le faire. Je termine. Donc, pourquoi faut-il présenter, à mon avis, et de l'avis du Conseil exécutif, cette demande de transposition dans le Code des marchés publics de la notion de bénéfice raisonnable. La notion de bénéfice raisonnable, c'est expliqué dans le rapport, c'est une construction prétorienne, selon l'expression consacrée, c'est-à-dire une construction qui découle de la pratique, et là, je pense qu'on peut être fier, c'est la pratique de l'Office des transports de la Corse, avec le soutien politique et organisationnel de la collectivité de Corse. On a commencé en 2015 avec Jean-Félix Acquavive, on a continué ensuite avec Vanina Borromei et on a parachevé avec Flora Mattei. La notion de bénéfice raisonnable, comment elle est née? J'en dis un mot. Vous vous rappelez que les antécédents
dans le domaine du transport maritime ont conduit à une forme de gabegie de l'argent public, qu'on a été sanctionné par la Commission européenne, qui considérait que la dotation de continuité territoriale n'était pas utilisée par les délégataires uniquement pour les besoins de la desserte maritime qu'elle était censée financer. On a été sanctionné, y compris par les juridictions, et à côté de ça, vous le savez, il y a eu un œil, on dira particulièrement vigilant, pour ne pas dire plus, je dirais même moi, abusivement vigilant, mais je resterai particulièrement vigilant de la part de la Commission européenne pour s'assurer que chaque euro public donné au titre de la dotation de continuité territoriale, notamment dans le domaine du transport maritime, était traçable, identifiable et venait financer uniquement la desserte et la continuité territoriale avec, en se prémunissant de tout risque d'évasion. À côté de ça, nous avons considéré, quand je dis nous, c'est Office des Transports et Collectivités de Corse, qu'une délégation de service public, elle doit bien sûr permettre aux candidats et finalement aux délégataires retenus de trouver une rémunération dans l'exercice de la délégation de service public. C'est logique, on délègue, on demande à un opérateur privé. L'opérateur privé, il est soumis aux règles du marché, il doit dégager un profit. La question, c'est quelle est l'étendue de ce profit? Et c'est là que nous avons théorisé la notion de profit raisonnable en croisant à la fois les exigences de la Commission européenne sur la traçabilité de l'argent public et le choix politique de dire, dans un certain nombre de secteurs stratégiques, ce n'est pas la loi du profit qui doit primer, c'est l'intérêt public et l'intérêt général. Et donc, la rémunération qu'un délégataire peut attendre légitimement de l'exercice de la délégation de service public, c'est un bénéfice qui ne doit pas aller au-delà du bénéfice raisonnable. Donc c'est en croisant ces deux visions, à la fois budgétaire et économique d'un côté et politique de l'autre, qu'on a théorisé la notion de bénéfice raisonnable et qu'elle est incluse dans les contrats et que l'application de cette clause est vérifiée à la fois par la collectivité de Corse et par la Commission européenne. En quoi c'est intéressant, notamment dans le domaine des déchets? Je le redis une fois encore, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire peser, par principe, une suspicion ou une présomption irréfragable sur les opérateurs privés qui interviennent dans le domaine des déchets. De la même façon, nous souhaitons aussi souvent que possible une régie publique, c'est-à-dire que demain, dans notre vision, y compris sur le traitement des déchets, eh bien, il peut y avoir, et il doit y avoir, chaque fois que possible, une intervention publique. Ceci étant, on sait aussi qu'il peut y avoir, notamment à titre transitoire, des contrats de délégation de service public, et qu'en général, ne répondent qu'un ou deux opérateurs à ces contrats de délégation de service public, en général des grands groupes adossés à des opérateurs locaux. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de transposer la notion de bénéfice raisonnable au secteur, notamment des déchets. Pourquoi? Eh bien parce que mettre en œuvre la notion de bénéfice raisonnable, ça va nous permettre de sécuriser la traçabilité et ça nous permet de réaffirmer un choix politique. La traçabilité, l'entreprise qui est vertueuse, elle n'a rien à craindre si on a accès au circuit complet de l'argent public qui est donné, y compris dans les comptes de l'entreprise. Et le choix politique, c'est de dire, quand un opérateur privé vient en Corse, il n'est pas là pour faire un surprofit dans le cas du domaine des déchets. Et donc, on veut pouvoir encadrer ce profit. Et c'est la raison pour laquelle on demande de transposer la notion de bénéfice raisonnable, qui pour l'instant est uniquement une création prétorienne, mais qui est déjà validée et par l'État et par la Commission européenne dans le domaine de la délégation de services publics maritimes, de pouvoir l'inclure, notamment en visant l'insularité. Moi, je le dis aussi, ce débat, les parlementaires français peuvent s'en emparer. Et ce que nous proposons pour la Corse aujourd'hui peut devenir la règle dans l'ensemble du territoire national. Si demain les parlementaires, dans leur sagesse, considèrent que ce que nous proposons, c'est bon, moi je pense que c'est bon. Moi, si j'étais un député français, ce que je ne suis pas, ou si j'étais un sénateur,
Moi, si j'avais une loi comme ça, franchement, je la voterai. Maintenant, on verra ce que choisiront nos députés et nos sénateurs de la Corse, et on verra ce que décideront les sénateurs, l'ensemble des sénateurs. Mais je crois qu'envoyer ce message-là, c'est un message qui est clair, qui est audible, qui est juridiquement costaud, qui est économiquement raisonnable et qui permet de montrer qu'on travaille de façon sérieuse. Ringraziavi. Donc, il y a un rapport de la Commission des compétences législatives réglementaires. Favorable. Merci. Il y a un avis de l'Assemblée de la Juventus. Donc, je vais vous lire quelques passages qui ont été choisis par la présidente. Donc, l'Assemblée de la Juventus salue la décision, la rédaction actuelle permet une application élargie du principe de bénéfice raisonnable à l'ensemble de la commande publique, s'interroge sur l'efficacité du mécanisme de suivi et de contrôle et invite les parlementaires corses, comme le président, à proposer une PPL et un véhicule législatif. Donc voilà un petit peu l'avis de l'Assemblée de la Juventus. Donc j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, Jean-Martin. Merci, Monsieur le Président. Bon, d'abord, un aspect de forme qui a été soulevé par le président de l'exécutif. Si ces deux délibérations, qui sont des demandes d'adaptation, servent à prouver que le pouvoir d'adaptation ne fonctionne pas, il serait cocasse que Paris les fasse fonctionner maintenant. Bon. En tout cas, elle me semble difficilement digeste cette fois du point de vue politique, mais bon, on verra ce qu'il en advient. Sur le fond, rapidement, on ne peut que s'entendre sur le principe d'assainissement du fonctionnement de la commande publique. Et donc, si le bénéfice raisonnable venait à donner un signal d'assainissement, nous ne pourrions qu'être en partage. 3 réserves cependant. La première liée à la difficile quantification, la difficile mesure, la difficile définition du bénéfice raisonnable. Comment dire? Si vous voulez organiser un concert, le concept de bénéfice raisonnable, selon l'artiste que vous voulez faire venir, peut amener à considérer l'opinion qu'il est déraisonnable d'inviter une très grande star au Festival de Patrimonio. Mais les recettes que ça peut générer, les recettes et les vertus que ça peut générer dans l'opinion, elles ne sont pas mesurables. Tout ça pour dire qu'il y a quand même, nous qui sommes des libéraux, une interrogation sur l'autocensure, j'allais presque dire, de ce système qui vise, en tout cas qui conduit, qui ne vise pas, je ne pense pas que ce soit dans votre visée ou dans ce qui guide votre réflexion, mais qui conduit à se priver du meilleur. Parce que le meilleur, ça se paye. Ah, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qui fait lien directement au débat sur la mafia et à ce triptyque d'une Corse libre, apaisée, démocratique, que nous ne pouvons qu'avoir en partage, c'est le sujet, la façon dont est construit votre rapport, qui s'adosse de façon excessive sur le secteur des déchets, et puis vous ne me privez pas d'écrire qu'il faut supprimer le Civadec. Bon, on se le dit tranquillement, vous savez, il y a des transferts d'idées qui sont faciles. C'est pointé du doigt les récentes difficultés. Mafia égale déchets, déchets égale Civadec. Donc Civadec égale mafia. On ne peut pas continuer comme ça. Vous pouvez avoir un regard de défiance à l'égard de l'institution que constitue le Civadec. Le Civadec, il a sa propre autonomie d'action, de pensée, de ton. Il existe dans le paysage institutionnel, mais construire en page 5 du rapport et 4, je cite, refondation du syndicat de traitement des déchets, suppression de celui-ci, ça veut dire que
le rapport, il est quand même adossé à l'idée qu'il faut tendre vers cet objectif d'assainissement de la commande publique, notamment, vous avez dit notamment, mais sauf qu'il n'y a que celui-là qui est cité. Donc ça veut dire qu'il faut élargir dans votre rapport, soit on supprime ce qui nous semble être plus qu'une maladresse, à ce moment-là, et c'est l'objet de notre amendement, soit à ce moment-là, il faut dire que tous les secteurs de la commande publique doivent être concernés, et j'imagine, je souhaite que ce soit votre état d'esprit, par ce sujet. Deuxième sujet, la commande publique, telle que vous l'indiquez, est-ce qu'elle concerne pas seulement la collectivité, mais tous les donneurs d'ordre publics en Corse? Donc, est-ce qu'ils sont consultés? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ici, on est représentatif de tous les donneurs d'ordre publics de la Corse? Donc, nous, au bénéfice de ces réserves, oui pour la notion de bénéfice raisonnable, parce que le principe est vertueux et que, évidemment, nous avons en partage le souci d'une vertu accrue dans le processus de commande publique. Attention cependant, et c'est l'objet de nos deux amendements, à la mise à l'index du CIVADEC tel que c'est formulé. Si ce n'a pas été votre intention, ce qui est souhaitable, à ce moment-là, on corrige en supprimant le passage qui nous semble très litigieux de ce point de vue-là, et à ce moment-là, on peut être amené à voter avec vous. Deuxième sujet qui nous semble difficile, même si on a compris que ça existe dans l'Union européenne. Mais, comment dire, cet argument est un peu spécieux. Ce n'est pas parce que ça existe dans l'Union européenne que c'est clair. J'allais presque dire qu'à contrario, c'est parce que c'est une invention européenne que ça risque de ne pas être très clair. Donc le bénéfice raisonnable, il mérite d'être mieux mesuré, mieux quantifié et surtout, je finis là-dessus, mieux contrôlé. Qu'est-ce qui se passe dans la commande publique aujourd'hui, dans certains secteurs d'activité notamment qui dépendent d'ici? Le bénéfice, il vient in fine. C'est-à-dire que si on n'a pas une lecture de contrôle des comptes analytiques du bénéficiaire, du délégataire, à la fin, il se débrouille, ou il peut se débrouiller, ne faisons pas de procès d'intention, pour faire émerger, in fine, un bénéfice considéré comme raisonnable. Et donc, il faut qu'on contrôle tout ça. Il faut qu'à la fin, en ayant accès à des comptes analytiques, nous puissions dire, au bénéfice de ce qui a été délégué, voilà ce que nous considérons être comme un bénéfice raisonnable, et voilà ce qui va te permettre de vivre au titre du bénéfice raisonnable. Donc, au bénéfice de ces deux amendements, s'ils étaient acceptés, nous pourrions, avec vous, partager à la fois le principe et l'objectif que vous fixez en termes de vertu que nous avons en partage. Merci. D'autres interventions? Oui, Professeur Benedetti. Monsieur le Président, moi je conçois sur le fond cette volonté d'essayer d'encadrer dans un marché captif les bénéfices pour éviter des enrichissements indus et des positions dominantes dans le secteur public qui peut être délégué à des tiers privés. Moi, sur la forme, je n'en aurais pas fait une priorité. Sur une demande d'adaptation réglementaire, j'aurais plutôt cherché à demander une évolution réglementaire du type la loi Lurel sur l'encadrement des prix, que ce soit le prix des carburants ou le prix des matières alimentaires fondamentales. Bon, vous avez choisi cette fenêtre. Par contre, dans vos explications de texte, pour justifier, il y a beaucoup de principes énoncés que je partage. Mais entre la coupe, le lait et les lèvres, il y a de la perte de produit. Quand on parle des déchets et qu'on dit on veut encadrer du bénéfice raisonnable, prioriser les structures réparties sur le territoire, oui, c'est tout ce qu'il faudrait faire. Mais c'est tout ce que vous n'avez pas fait.
vous citez le plan déchets, mais le plan déchets, il prévoit 2 grosses structures monopolistiques qui vont d'elles-mêmes susciter des surcoûts énormes qui sont déjà annoncés. Et peut-être qu'à la fin, il n'y aura même pas de bénéfice du tout, parce qu'il va y avoir du suramortissement, de la facturation forte des masses salariales annoncées. Tout ça, c'est déjà dans les comptes de résultats provisionnels. Ensuite, vous parlez du bénéfice raisonnable qui a déjà été adopté par principe pour les transports maritimes. Moi, je veux bien. Moi, on m'avait annoncé qu'on les encadrerait à quelque chose de moins de 3%. Moi, j'ai acheté leur bilan, ils sont à 10%. Ils annoncent des fins de bilan avec un disponible à plus de 35 millions. Et ils ont eu, cette année et l'année d'avant, 4 millions d'euros simplement des placements bancaires. Je vous fais faire le calcul de ce qui est en actif disponible. Donc tout ça, c'est bien, mais il faut après tous les mécanismes de contrôle. Et après, ce sont des généralités. Justement, le bénéfice raisonnable, il n'est pas encadré par une barrière financière, un coût, un prix, c'est quoi? Et quand on fait du suramortissement, comment on le prend où le bénéfice raisonnable? En tête de bilan sur le BE ou on le prend sur celui qui est en résultat avant impôt? Ça change tout. Ça change tout. Moi, je vous dis, avec ça, une feuille comme ça, je vous mets le bénéfice raisonnable que je veux. Et je vous dis, c'est quelque chose de complet. Je n'aurais pas du tout fait la priorité. J'aurais fait, par exemple, une redemande d'adaptation réglementaire sur les camping-cars, qu'on puisse les taxer, sur même la taxation généralisée de certains types de séjours et autres. Donc sur celui-ci, par principe, parce que c'est quelque chose qui, philosophiquement, est justifié, on va le voter. Et je vous dis tout de suite, pour le prochain où j'argumenterai, je ne vais pas voter. Merci. D'autres interventions? Oui, Jean-Christophe Angéli. Merci, Président. Bon, ça n'appelle pas de grands débats au fond, même si la discussion elle est à la fois nécessaire et utile. On a déjà un peu parlé de ces questions, mais il est vrai qu'à la faveur du rapport que vous nous présentez, on éprouve nous-mêmes une petite gêne. Bénéfice raisonnable, il y a les volets financiers et comptables abordés par Paul Félix, mais il y a avant, je dirais, les volets stratégiques et presque philosophiques. On peut l'entendre comme la volonté, et c'est manifestement le cas, de faire en sorte que dans le cadre de DSP, de concessions, en toute hypothèse de dispositifs impliquant un service public délégué, pour le dire en des termes génériques, on est, de la part de l'autorité concessionnaire, je le dis là aussi en des termes larges, une forme de retenue dans l'exécution de la commande, qui ne la conduise pas sur fond d'intérêt public à générer des bénéfices déraisonnables. Jusque-là, on peut être globalement d'accord. Là où le bât blesse, c'est quand on introduit l'idée qu'on peut effectivement générer du flux, mais à un niveau qui ne peut pas ou qui ne devrait pas être trop élevé de façon générale. En d'autres termes, exécuter un service public, le faire dans le constant souci de l'économie des moyens publics, de l'utilité des deniers engagés, etc. Et en ayant à cœur de ne pas engranger de bénéfices considérables, peut à un moment donné, le risque existe, riper ou sur un service qui se dégraderait, ou sur une démarche qui tendrait à rogner
je dirais, sur l'efficacité, le volet social, pourquoi pas, etc. Donc, c'est un terme qui renvoie à une pratique, mais sur lequel, peut-être, manquons-nous un peu de recul pour qu'il structure désormais, comme vous nous proposez de le faire, des pans entiers de notre action et singulièrement de notre commande publique, puisqu'on sait ensuite que, d'ailleurs vous ne le cachez pas, et on peut l'entendre, par mimétisme, par contagion, par parallélisme des formes, par glissement, la dite disposition prendra une place importante dans la commande publique en général et nous conduira de manière tantôt cohérente, tantôt moins, à emprunter ce chemin-là. Donc, je pense qu'on gagnerait, on l'a validé hein, par ailleurs, à être à ce stade un peu plus prudent, et c'est en ce sens que les amendements proposés par le groupe de droite, dirons-nous, on les relira, on regardera, mais nous semblent intéressants et il peut y en avoir d'autres. Deuxième idée, je ne dis pas cela parce qu'on entretient les meilleures relations, parce qu'il est mon vice-président délégué aux déchets en tant que président de Comcom et qu'il est aujourd'hui en responsabilité au CIVADEC. Mais, et je veux parler, vous l'aurez compris, de Georges Jeanne, qui est l'ami ici de pas mal d'entre nous. Mais je ne vais pas revenir sur le débat relatif aux derniers jours, aux semaines, aux dernières semaines. Mais je mets les pieds dans le plat. Il y a eu, sur le centre de sûreté de Monte, un certain nombre de montées au créneau. Il y a eu des perquisitions. Il y a eu, ici ou là, je reste prudent, des débuts de mise en cause, dont rien ne permet de dire qu'elles sont fondées, et je n'ouvre pas le débat, même si j'ai une conviction, sur le centre de sûreté, j'ouvre un débat sur le contexte en général, qu'on a par ailleurs abordé en des termes amples, à la faveur d'une discussion précédente, plus tôt dans la journée. Dans pareil contexte, reprendre la question des déchets comme le levier qui, bon, ça nous interroge. Et je le redis avec beaucoup de prudence, de respect et dans la volonté, dirons-nous, de ne pas éluder hein, le débat. Donc vous l'aurez compris, la question du bénéfice raisonnable, elle nous intéresse. On l'a votée, elle renvoie à une pratique de l'OTC, notamment dans le domaine des DSP, des OSP et de la façon dont la Corse gère les deniers publics et singulièrement la dotation de continuité, mais pas seulement. Il est question maintenant d'inscrire au cœur de la commande publique des dispositions qui sont d'une nature un peu différente. Donc on appelle, non pas à rejeter hein, l'argument, mais à une forme de prudence, étant entendu qu'il faut se défier, je dirais, de toute caricature. C'est pas parce qu'on est prudent sur les bénéfices raisonnables qu'on est partisan des bénéfices déraisonnables. Et c'est pas parce qu'on pose ces questions-là qu'on veut que le n'importe quoi s'installe, comme on a pu le connaître par le passé, et en termes de DCT, et en termes de marché public. Bon, donc c'est très clair. Il n'y a pas la moindre ambiguïté à ce sujet. Donc voilà, à ce stade, ce que je voulais dire au nom de notre groupe. Donc, à la faveur soit d'une suspension, soit d'un débat ici, on regarde les amendements, on se laisse, même si le temps court, la possibilité d'en susciter d'autres. On n'est pas par principe hostile au rapport, dont je dirais même qu'on est disposé à le voter, pour peu qu'il intègre, en tout ou partie, ses préoccupations et la façon qu'on pourrait inventer ensemble pour en atténuer l'éventuelle charge négative. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Oui, Josépha.
Merci. Alors, en quelques mots, effectivement, la notion de bénéfice raisonnable, nous y sommes philosophiquement attachés. Elle est intéressante. Si l'on veut l'inscrire dans la maîtrise, je dirais, des secteurs, dans la maîtrise des délégations dans les secteurs stratégiques que l'on peut avoir avec des privés, si l'on veut aussi l'inscrire dans une perspective de lutte contre les monopoles et les oligopoles, donc, philosophiquement, on ne peut qu'y être favorable. Mais l'opportunité de cette demande d'adaptation m'interroge, parce qu'elle semble à ce stade masquer justement toutes les occasions manquées qu'il y a eu de véritablement inscrire la maîtrise publique des secteurs stratégiques dans les documents qui ont été portés, votés par cette collectivité. Et que donc, je disais à l'époque, masqué dans le sens où on va organiser la privatisation. On organise la privatisation. Ce qui est problématique, c'est ça. Ce n'est pas la philosophie du rapport, je répète, je suis très favorable, mais c'est les occasions manquées, je le répète, si je le dis, c'est un euphémisme, les occasions manquées. Par exemple, sur le rapport déchets, plutôt que d'introduire la notion de bénéfice raisonnable, qui peut intervenir dans le cadre de la mise en œuvre d'une économie sociale et solidaire, dans les traitements, etc. Par contre, des centres de traitement, on aurait très bien pu les localiser, on l'a fait, on en a localisé les deux super centres de traitement. On aurait pu avoir une autre planification de petits centres de tri. On aurait pu poser un certain nombre de questionnements. Vous n'apprenez rien de ma position, puisque c'est exactement la position que j'ai tenue lors du plan de déchets, et une des raisons, si ce n'est la raison majeure pour laquelle j'ai voté contre ce plan. Donc, moi, c'est ça qui me pose véritablement problème. Dans les transports, de la même manière. Dans les transports, on aurait pu aller bien plus loin en mettant à l'étude la compagnie maritime et en s'acheminant vers la sortie d'un dispositif qui a eu ses bienfaits, mais qui trouve aussi ses limites. Donc, c'est un peu cette ambiguïté qui, à ce stade, m'interroge. Ensuite, parce que j'y suis favorable sur la question, sur la philosophie, effectivement, il faut être précis si on veut vraiment que ce soit efficient et efficace. Le dispositif manque à ce stade donc de cadrage, de définition, de moyens de contrôle. Si l'on veut vraiment définir, ce qu'est un bénéfice raisonnable, sur quel type de documents financiers on s'appuie pour le déterminer et quels moyens de contrôle on a pour pouvoir le faire, on va au bout de la logique et on le travaille. Donc, à ce stade, donc, vous aurez compris, je ne voterai pas contre ce rapport, bien évidemment, mais beaucoup d'interrogations restent posées. Merci. D'autres interventions? Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, de notre côté, FAPO-Pouissé, mais nous partageons pleinement à la fois le principe, les objectifs et la temporalité, l'opportunité de formuler une demande d'adaptation législative et réglementaire pour insérer au sein du Code de la commande publique la notion de bénéfice raisonnable pour plusieurs raisons, au-delà des arguments qui ont été exposés notamment sur la nature captive du marché en Corse, sur la concentration économique, sur des surprofits qui pourraient être générés dans des secteurs stratégiques, notamment dans le cadre de délégations de services publics, des secteurs économiques particulièrement exposés, sur, bien sûr, la dimension qui peut parfois susciter aussi, sans généraliser et sans stigmatiser qui que ce soit, les appétits de la criminalité organisée ou des pratiques mafieuses.
et que ça, quand on connaît aussi l'historique en Méditerranée, dans les régions du Sud, en général de l'Europe, sur la question des déchets, encore une fois, sans stigmatiser qui que ce soit, nous, on considère que cette demande d'adaptation législative et réglementaire va dans le bon sens et qu'elle s'inscrit dans la continuité d'une délibération votée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse le 28 février dernier, la fameuse délibération de lutte contre les pratiques mafieuses, les propositions pour une société corse démocratique, apaisée et libre. Donc, de ce point de vue-là, pour nous, on souligne la mise en œuvre effective et opérationnelle d'un certain nombre de mesures qui figurent dans cette délibération votée à l'unanimité. Il y a un pas de temps qui est très cohérent, assez rapide, il faut le reconnaître, on s'en réjouit. Alors, ça reste une demande d'adaptation législative et réglementaire. Hein. On n'a pas de pouvoir législatif aujourd'hui dans cet hémicycle. Peut-être demain en aurions-nous un, nous le souhaitons et on ira plus vite. Mais il y a eu un certain nombre déjà de demandes d'adaptation législative et réglementaire. Paul Félix parlait de l'écotaxe camping-car 2017 de mémoire. Un certain nombre de demandes d'adaptation législative et réglementaire en matière de pouvoir d'achat. Été 2022, une délibération de l'Assemblée de Corse sur la question des prix du carburant en septembre 2021. Donc, ce travail de production normative et d'interpellation du gouvernement et du Parlement à travers le Code général, ce que nous permet le Code général des collectivités territoriales, il a déjà eu lieu et il continuera à avoir lieu, même si de notre côté, on considère que le pouvoir législatif demain nous permettra, avec la dimension fiscale bien sûr, d'aller plus vite. Pour rester spécifiquement sur cette question, nous, on soutient pleinement, pour toutes les raisons qui ont été exposées, sans préjuger les débats sur les amendements formulés par le groupe Unsofiuno, on analysera, mais dans le rapport, je ne crois pas qu'on stigmatise le CIVADEC. Hein. Jean-Martin Mondolone, il y a 3 options institutionnelles qui sont sur la table concernant la gouvernance dans le secteur des déchets. Il y a une possible suppression du syndicat mixte du CIVADEC, il y a une refonte possible du syndicat, et puis il y a le statu quo. Il faut être clair, hein. C'est dans le rapport, c'est écrit noir sur blanc, c'est explicite. Donc ça, page 4 et 5. Donc on est d'accord là-dessus, donc c'est très clair, les 3 options sont sur la table. Par ailleurs, sur la question de la quantification, de la critérisation objective des mesures permettant de définir justement le cadre précis, juridique, d'évaluation du bénéfice raisonnable. Là aussi, le projet de délibération et le rapport sont très clairs. Là, on sollicite une adaptation législative et réglementaire pour insérer la notion de bénéfice raisonnable dans le Code de la commande publique. Et en même temps, dans le projet de délibération, il est acté la demande de travailler de façon technique entre le Conseil exécutif de Corse et notamment l'administration à Bercy, des affaires juridiques, sur la définition précise du contenu que l'on donne au bénéfice raisonnable. Donc les choses elles se font de façon tout à fait cohérente, dans la continuité de nos engagements et de la délibération votée à l'unanimité par cet hémicycle. Donc nous appuyons pleinement, Monsieur le Président du Conseil exécutif, chers collègues, cette demande d'adaptation législative et réglementaire. On considère que c'est une très bonne chose qu'on soit passé en phase opérationnelle pour pas que les mesures qui figurent dans la délibération restent lettres mortes. On n'avait pas de doute là-dessus. C'est confirmé. Le rapport qui viendra au mois de juin faisant état des avancées au-delà, je dirais, de l'évolution législative requise sur certains domaines, nous rassurera aussi. Donc nous vous accompagnerons pleinement, sans ambiguïté. Et c'est là un marqueur et un traceur politique fort de notre majorité et de notre nature. Ringraziavi, lascio domande. Non, donc la parole au président du conseil exécutif et après on examinera les amendements. Donc merci pour l'ensemble de ces interventions. C'est un débat qui est riche avec des remarques qui me semblent pertinentes. Je les intègre volontiers et j'essaie aussi d'y répondre dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées. D'abord, et pour reprendre la phrase de Jean-Christophe Angelini, atténuer l'éventuelle charge négative, tout à fait d'accord. Il ne me semble pas qu'il y ait dans le rapport de charge négative 2 exemples. La question des déchets. Moi, je me suis situé dans l'application de la délibération de l'Assemblée de Corse. Lorsqu'on a voté la délibération de l'Assemblée de Corse à l'unanimité, cette disposition est figurée dans le paragraphe gestion des déchets parce qu'elle est venue du groupe qui a travaillé sur la gestion des déchets. Bon. Mais
à supposer la proposition, elle ne vise pas que le secteur des déchets, et c'est dit en toutes lettres dans le rapport. Déjà, elle est appliquée hors code, mais de façon concrète dans le domaine des transports maritimes. Mais page 5, il y a marqué il est d'ores et déjà possible de faire évoluer le droit positif de la commande publique pour y intégrer la notion de bénéfice raisonnable, laquelle a au demeurant vocation à s'appliquer dans tous les secteurs économiques exposés, des secteurs monopolistiques, oligopolistiques ou plus largement des secteurs d'intérêt public. Donc, je veux dire, la notion, si elle est introduite, premièrement, elle concerne potentiellement l'ensemble des secteurs. Deuxièmement, c'est une faculté pour répondre à la critique. Je veux dire, ce n'est pas une notion clé en main aujourd'hui. Et ça a été dit par Donjo, l'autre jour, il a raison de le faire remarquer. Nous, on demande, si l'Assemblée de Corse nous suit, si l'Assemblée de Corse le décide, on demande une adaptation législative ou réglementaire, mais avant de la mettre en forme, on demande également, vous l'avez vu, c'est précisé en toutes lettres, un groupe de travail entre la collectivité de Corse et les services compétents qui sont ceux du ministère de l'économie et des finances pour travailler, et là je fais mien le deuxième, il ne s'agit pas d'introduire des éléments d'incertitude dans le code de marché public. Je rappelle quand même, par exemple, le texte actuel, il y a l'article L3 qui dit donc que les acheteurs et les autorités concédantes mettent en œuvre, procèdent à l'attribution d'un contrat dans le respect des principes de liberté d'accès, de transparence des procédures, dans des conditions définies dans le présent code. Le code, d'ores et déjà, qu'est-ce qu'il définit? Il dit, pour attribuer, c'est l'article R2152-7, pour attribuer le marché au soumissionnaire ou le cas échéant au soumissionnaire, l'acheteur se fonde, premièrement, soit sur un critère unique qui peut être le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services, soit le coût déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie. Donc on retrouve la question des amortissements, est-ce qu'on les met en haut de bilan, en bas de bilan, etc. Et puis, deuxième modalité, soit le prix exclusivement, mais vous le savez, hein, notamment en tant que donneur d'ordre, souvent, soit une pluralité de critères non discriminatoires liés à l'objet du marché et à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figurent le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Et là, le Code se livre à une énumération qui est longue. Je la reprends simplement pour mémoire. Qualité, y compris les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, accessibilité, apprentissage, diversité, conditions de production et de commercialisation, garantie de la rémunération équitable des producteurs, caractère innovant, performance en matière de protection de l'environnement, développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, insertion professionnelle du public en difficulté, respect du bien-être animal, respect de la biodiversité, délai d'exécution, etc., etc. Tous ces critères sont listés dans le Code, mais on ne les retrouve pas systématiquement dans tous les appels d'offres, y compris dans tous les appels d'offres dans un domaine donné. Dernier point, si on ajoute la possibilité de se référer à la notion de bénéfice raisonnable, c'est à la libre appréciation du donneur d'ordre, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'une commune, de la collectivité de Corse ou du CIVADEC. Et nous précisons bien qu'il s'agit, une fois que le principe serait validé, éventuellement, en tout cas acté, et son application demandée, avant de passer à la phase d'application, nous écrivons en toutes lettres dans le rapport, il faut sécuriser juridiquement la mise en œuvre de la notion, notamment dans la perspective du contentieux des marchés publics et notamment en fixant les indicateurs mesurables et objectifs permettant d'apprécier les modalités de calcul et d'évaluation du préjudice raisonnable. Donc il est bien évident qu'on ne va pas introduire comme ça ex abrupto la notion en disant débrouillez-vous. Il y a tout un travail de mise en forme. Mais ce travail de mise en forme, je dirais, il n'est pas moins ardu que celui de travail de mise en forme du respect des clauses environnementales ou sociales, y compris pour leur donner un caractère objectif et mesurable par les candidats et par le juge. Je termine. Sur le CIVADEC, moi, deux éléments, un direct et l'autre implicite. D'abord, qu'est-ce qui est écrit? D'abord, je vous rappelle que voter la délibération, ce n'est pas voter le rapport. Bon. Alors, voter le rapport. Moi, excusez-moi, depuis plusieurs années, est mise en débat devant l'Assemblée et au-delà
la question de la gestion, du mode de l'organisation du système de gestion des déchets. Il est écrit, moi je vous dis ce qui est écrit, des options institutionnelles à mettre en débat et à faire trancher dans le cadre de la gestion des déchets. Statu quo, refondation du syndicat de traitement des déchets, suppression de celui-ci. 3 petits points. Il y a 3 options. Il y en a une, c'est le statu quo. Vous avez fait connaître votre préférence pour celui-ci. Ce n'est pas une attaque ad hominem contre le président, contre le vice-président. Moi, je considère, je vous le dis, je l'ai déjà dit, je ne veux pas le plaider dans le cadre de ce dossier. Je considère qu'il faut changer notre organisation institutionnelle. Je considère que ça ne marche pas bien. Entre des intercommunalités qui ont la compétence de la collecte et qui n'ont pas les moyens financiers d'exercer cette collecte, un CIVADEC qui a la compétence traitement en partie, un office de l'environnement qui intervient pour le compte de la collectivité de Corse et qui fait un plan de gestion des déchets, et un État qui est prescripteur, je considère que le système ne fonctionne pas. Ce débat-là, il existe. L'évoquer, ce n'est pas dire préjuger de ce qu'on va faire. La deuxième option, l'évolution, on en a parlé, y compris avec Jacques Gianni. Lorsqu'on a été reçu en préfecture avec le président du CIVADEC, on avait acté un principe, nous en tout cas on avait proposé, on avait acté de mettre à l'étude un principe de conventionnement au-delà du plan de gestion entre l'Office de l'environnement et le CIVADEC. On avait évoqué l'idée, par exemple, d'un office de l'environnement ou d'une collectivité de Corse qui intègre le CIVADEC. Et ça, c'est une option, me semble-t-il, qui n'est pas scandaleuse. Donc, je veux dire qu'on évoque le champ des possibles en disant on en discutera, je ne crois pas que ce soit une attaque. D'ailleurs, et je termine sur ce point, quand on dit le mettre dans le droit positif, sous réserve qu'on y ait travaillé, ça permettrait à l'ensemble des personnes publiques susceptibles de lancer des appels d'offres de recourir à la notion de bénéfice raisonnable. Exemple, dans le secteur des déchets, le CIVADEC, ça veut bien dire dans cet exemple qu'on se situe dans une situation où c'est le CIVADEC qui décide. Ça veut dire on ne postule pas la disparition du CIVADEC, puisqu'on dit, nous, la notion, on la met pour qu'y compris le CIVADEC puisse intervenir. Donc moi, de ce côté-là, autant je comprends votre deuxième amendement, après on discutera, autant le premier, très sincèrement, je ne le comprends pas trop. Je termine, je réponds à Paul Félix. C'est pas la priorité. La priorité découle de la mise en œuvre opérationnelle de la délibération. La demande sur l'encadrement du prix du carburant, vous n'étiez pas là, je le redis, vous étiez dehors, vous aviez expliqué pourquoi pour une conférence de presse dont je comprends parfaitement l'objet et je précise au passage, est-il besoin de le faire, que je soutiens ce qui a été dit, je ne sais pas ce qui a été dit, mais en tout cas, ce que vous en avez présenté ne peut que retenir mon soutien. On a déjà une délibération qui a été votée sur l'encadrement du prix des carburants, une demande d'adaptation réglementaire et législative, et on a une délibération sur l'encadrement des prix de première nécessité. Donc on en fera une autre éventuellement si l'Assemblée le décide, corrélée à notre débat d'il y a 2 mois. Un mot sur le plan. Le plan, je ne vais pas réouvrir le débat. Le plan, il dit 1 ou 2 centres. 1 ou 2. 1, si on peut rester à 1, et 2, si on démontre qu'on a besoin de 2. Mais le plan, il dit aussi que la priorité, elle est donnée au tri à la source et à la gestion publique des déchets, chaque fois que c'est possible. Et le cas échéant, on propose, lorsqu'on fait des appels d'offres et des délégations de services publics, d'introduire la notion de bénéfice raisonnable. Donc moi, ça me semble un cheminement dont on a acté le principe. Quand on fait notre demande, on aura un travail de fond, on y participera tous, il y aura les représentants de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances, principal organe en charge de la rédaction des textes réglementaires en matière de commande publique, et on s'assurera que tout cela est parfaitement sécurisé. Si cela n'est pas sécurisé, ça ne sera pas validé et ça ne sera pas intégré dans le code de la commande publique. En sens inverse, moi je continue de penser que, en déconnectant, y compris dans notre débat sur les déchets, de façon générale, dans un certain nombre de secteurs stratégiques, a fortiori dans un territoire insulaire où il y a des marchés captifs, venir dire qu'il y a des domaines dans lesquels, y compris dans des délégations de services publics, l'intervention d'un privé est capée par la notion de bénéfice raisonnable,
je continue de penser, avec l'Assemblée de Corse qui l'a voté à l'unanimité, que c'est un principe qui est protecteur de l'intérêt général. Henri Grazia, donc qui présente le premier amendement? Oui, Georges. Oui. Point d'ordre. Il y a une présentation et après on peut se retirer pour échanger une seconde en commission. Hein, Monsieur le Président. Une fois qu'ils ont été présentés, on peut suspendre pour débattre entre l'exécutif et... Oui, on les présente et on suspend. Hein. Donc, Georges, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc l'amendement que nous proposons est bien entendu, plus ou moins, il a été explicité tout à l'heure par Jean-Martin, c'est de supprimer la deuxième phrase du premier paragraphe de la page 5, je le relis. Elle garantit aussi une plus grande compatibilité entre le plan territorial de prévention et de gestion des déchets approuvé par l'Assemblée de Corse et les options institutionnelles à mettre en débat et à faire trancher dans le cadre de la gestion des déchets. Statu quo, comme vous l'avez précisé, refondation du syndicat du traitement du déchet, suppression de celui-ci. Donc les garanties, ou en tout cas les informations que vous venez d'apporter, pour moi, ne suffisent pas à nous tranquilliser sur le sujet. Je rappelle quand même que le CIVADEC, puisqu'il est cité en dehors de l'option globale qui a été la vôtre tout à l'heure et où vous avez fait état de bon nombre d'entreprises et de structures qui avaient une relation avec le public, le CIVADEC n'a jamais parlé de marché raisonnable, mais de bénéfices raisonnables, mais a souvent parlé, et ça a été l'un des leitmotifs et l'objectif premier qu'il a toujours poursuivi, c'est les marchés de performance avec des objectifs de coût. Et je crois que le fait de citer et d'utiliser le terme marché de performance provoque une émulation, provoque beaucoup plus de tempérament et de résolution dans la gestion et dans l'administration que simplement le bénéfice raisonnable. En tout cas, je crois plus à la force des mots, comme vous, que ce qui nous est présenté aujourd'hui. Très bien. Présenter le... Oui, Jean-Michel. Oui, merci, Président. Oui, alors le second amendement est beaucoup plus technique parce que, en fait, effectivement, je rejoins Paul Félix qui expliquait tout à l'heure qu'entre la théorie et la pratique, en termes de bénéfices raisonnables, notamment sur les transports, on se rend compte qu'on est sur des écarts de 1 à 4 entre ce qui était prévu aux conventions et ce qui est constaté, en tout cas, au niveau des bilans après distribution de résultats. Mais on n'est pas là pour parler uniquement non plus pour stigmatiser sur qui que ce soit. Nous, ce qu'on considère, c'est que c'est un sujet qui est complexe techniquement et qui mérite justement d'avoir une approche méthodologique qui soit assez précise et très cadrée. Et je pense que ce cadrage, Monsieur le Président, il part pas uniquement du bénéfice raisonnable, mais de la manière dont sont menés les appels d'offres. Vous parlez des critères. C'est vrai que ces critères-là, il y a un inventaire, une panoplie de critères très large, mais qu'à chaque cas de figure, il va falloir chercher les critères qui soient les plus pertinents pour définir à la fin qui est le mieux disant et non pas de pouvoir faire des évaluations avec des règles. Alors, je ne vais pas revenir sur les étoiles, on en parle de temps en temps, on vous le rappelle, mais ce sont des choses qui sont très cadrées, avec des pondérations sur 100 et des critères et des sous-critères qui sont eux-mêmes pondérés sur 100, de manière à ce que ce soit d'une finesse, je dirais, la plus poussée. Alors bon, je vais vous lire donc cet amendement donc, qui se situe donc à la page 9 du rapport. Après l'antépénultième paragraphe, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il soit inséré un nouveau paragraphe ainsi rédigé. Je cite, « Pour être mesurable et s'inscrire dans une gestion saine des deniers publics, le principe de bénéfice raisonnable devra d'une part porter sur un service précis dont les coûts devront être prédéfinis, d'autre part faire l'objet d'une comptabilité analytique identifiable et enfin intégrer un dispositif de contrôle et d'évaluation. » Pour vous donner un exemple, il existe une note méthodologique qui date de 2016, puisque ça a été plus ou moins cette notion de bénéfice raisonnable est venue avec les DSP et avec la notion de SIEG. Bon, il y a une note méthodologique qui est déjà assez claire. Et je pense que si déjà vous en inspirez, on se rapprochera de ce que l'Europe, je dirais, requiert de ce point de vue-là. Je vous remercie.
Merci. Donc, je vous propose qu'on suspende 10 minutes. Donc, la séance est suspendue. 15. Mais on va, Président, où on va alors? Dans la salle 2? Salle 2. Président de groupe. Salle 2, allez.
Merci de regagner vos places, s'il vous plaît. Donc, Monsieur le Président du Conseil exécutif, vous avez la parole pour les amendements. Les amendements, je suis favorable aux deux. Conseil exécutif favorable aux deux amendements. Donc, avis favorable aux deux amendements. Après discussion et suspension de séance. Donc, on peut les mettre aux voix si vous en êtes d'accord. Donc, je mets aux voix le premier amendement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté. Je mets aux voix le deuxième amendement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté. Je mets aux voix le rapport amendé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le premier rapport est adopté. Je laisse la place à la présidente. Alors, nous ne laissons pas retomber votre enthousiasme et nous continuons, Monsieur le Président, si vous en êtes d'accord, avec le deuxième rapport relatif à la demande d'adaptation réglementaire pour ce qui concerne la présentation de la politique pénale menée en Corse. Je vous en prie. Je ne reprends pas les explications que j'ai données tout à l'heure. Ce sont deux premiers rapports qui ont vocation à s'inscrire dans un cycle de rapports venant décliner de façon opérationnelle les décisions qui ont été votées à l'unanimité dans le cadre de la délibération contre les pratiques mafieuses pour une société corse libre, apaisée et démocratique. Alors, parmi ces propositions d'adaptation législative et réglementaire, il y avait la demande de présentation de la politique pénale, notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée, développée par rapport au procureur général de la Cour d'appel de Bastia. Pourquoi cette demande? Alors je rappelle, sans y revenir de façon trop longue, que globalement, il y a quand même, à tout le moins, un déficit d'échange et, on dira même, à mon avis, sans être excessif, un déficit fort de confiance, historiquement, entre la Corse, les élus de la Corse, d'une part, et l'autorité judiciaire dans l'île. Cela tient à l'histoire, dans le temps long et dans le temps contemporain de notre île. Je n'y reviens pas. Un exemple de cette relation difficile, quelquefois inexistante, tout au long des plusieurs années qu'ont duré nos travaux dans le cadre de la lutte contre les dérives mafieuses, finalement qualifiée lutte contre les pratiques mafieuses, nous avons à plusieurs reprises, l'ancien président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamogne, et moi-même, lors de la précédente mandature, mais également lors de l'actuelle mandature, la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, et moi-même, écrit aux autorités administratives et judiciaires pour avoir un échange avec eux dans le cadre des groupes de travail que nous avions mis en place.
à l'exception d'un magistrat spécialisé siégeant sur le continent, aucun magistrat n'a souhaité venir échanger avec les élus de la Corse et plus largement avec les participants au groupe de travail, étant précisé que nous ne demandions bien sûr pas à ce que les magistrats viennent nous parler de façon nominative d'enquête ou de procédure pénale en cours. Il s'agissait, dans notre esprit, à toutes et à tous, d'échanger, notamment autour de la politique pénale et, par exemple, des grandes analyses en termes de flux. Je pense, par exemple, au trafic de stupéfiants. On sait, à travers la lecture de la presse, qu'il y a telle ou telle interpellation, telle ou telle saisie, mais je pense qu'il serait légitime et normal que les élus de la Corse puissent, à travers un dialogue avec les autorités judiciaires, avoir d'abord une présentation complète des statistiques, une mise en perspective de ces statistiques, notamment en termes de, par exemple, de saisie de produits stupéfiants, de nature des produits stupéfiants, de l'évolution du profil des personnes, par exemple, condamnées de façon définitive, etc., etc., pour qu'on puisse avoir une approche plus rationnelle de ce fléau et également des manières de lutter contre celui-ci. Bon. Il ne s'agit pas, je le redis une fois encore, ni de violer la confidentialité des procédures, le principe de confidentialité des procédures pénales, les principes fondamentaux, par exemple celui de la présomption d'innocence. Il ne s'agit pas de se substituer à la justice ou à la police, et encore moins d'interférer avec des compétences qui ont vocation à rester du domaine du régalien. Par contre, je pense qu'il est normal d'avoir des relations, y compris des relations institutionnelles. J'ai donné l'exemple du refus de venir participer aux ateliers de travail. Alors, je rappelle, nous avons eu, notamment lors des derniers mois, des relations tout à fait courtoises avec la première présidente de la Cour d'appel et avec le procureur général, au plan humain et au plan institutionnel. Mais les explications qui avaient été données pour décliner l'invitation, franchement, ne m'ont pas convaincu. Par exemple, le fait de dire c'est pas la place d'un magistrat que de venir dans une enceinte politique, c'est vrai, mais on ne demandait pas aux magistrats de venir dans l'enceinte politique. On demandait aux magistrats de venir dans un groupe de travail non ouvert à la presse, avec des élus et avec un ordre du jour qui aurait été arrêté en commun. Donc je pense que vraiment cette discussion aurait dû avoir lieu. Un deuxième exemple du déficit de relations, c'est que la réunion, ou plus exactement l'échange que nous avons eu, et je vous ferai un bref compte-rendu avec les magistrats, en application de la délibération qui nous avait donnée pour le faire, a été, à ma connaissance, le premier depuis le statut particulier de la Corse. C'est-à-dire que c'est la première fois que le président de l'exécutif, la présidente de l'Assemblée de Corse, mandatés par les élus, ont un échange institutionnel avec les magistrats de l'île, et je pense que ce n'est pas normal. Je précise que nous n'avons pas abordé, dans le cadre de cet échange, les procédures en cours, bien évidemment, et que nous n'avons rien dit qui ne soit pas dans le domaine public. C'est-à-dire, nous avons, avec la présidente de l'Assemblée de Corse, écouté la présentation qui nous a été faite de la structure de l'activité judiciaire en Corse, du nombre de magistrats, des demandes et des attentes en termes de moyens, et également la présentation d'un projet de réorganisation, avec notamment un pôle régional de lutte contre la criminalité organisée, qu'on nous a présenté dans ces grands traits, dont nous avons pris acte à ce stade, en relayant un certain nombre de questions ou d'interrogations qui avaient d'ailleurs été dans le domaine public, aussi bien de la part, par exemple, des deux ordres d'avocats que de certains syndicats de magistrats. Toujours est-il, cette présentation a été faite et je pense, par exemple, que ce type de débat a sa place dans notre Assemblée. Nous n'allons pas décider, c'est du régalien, mais qu'à un moment donné, nous soyons informés et que nous puissions, par exemple,
donner un avis, comme la loi le permet, dans d'autres domaines, sur l'organisation des services publics. Vous savez que le statut particulier prévoit que l'Assemblée de Corse donne un avis sur l'organisation des services publics de l'État, y compris en Corse. On le fait dans le domaine de la poste, on le fait dans le domaine de l'éducation. Moi, je pense qu'on a vocation aussi à le faire dans le domaine de la justice. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, une fois que j'ai dit ces éléments, j'ai présenté ces éléments d'introduction, quel est l'objet de la demande? Eh bien, c'est une transposition de l'actuel article L4422-41 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que chaque année, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse informe l'Assemblée par un rapport spécial de l'activité et services de l'État dans la collectivité de Corse. Ce rapport donne lieu à un débat en présence du représentant de l'État. Bon, il me semble sain et légitime, eu égard notamment au renforcement des risques réalisés liés à la pression de la criminalité organisée et au renforcement des pratiques mafieuses, et bien que, par transposition, il y ait le même type de présentation et de débat, dans des termes génériques, devant l'Assemblée de Corse, une fois par an, au magistrat qui pourrait être le procureur général, sur la présentation de l'action publique dans l'île en matière de procédure pénale et notamment de lutte contre la criminalité organisée et contre les pratiques mafieuses. Je précise, pour être tout à fait complet et tout à fait loyal, que, par souci du contradictoire, j'ai prévenu nos interlocuteurs magistrats de ce que ce rapport allait être présenté devant l'Assemblée de Corse, sans préjuger bien sûr de nos débats et de la décision que prendra l'Assemblée de Corse. Et les magistrats m'ont dit, premièrement, qu'ils étaient opposés à cette demande, et deuxièmement, que selon eux, elle était contraire au principe de séparation des pouvoirs, dans la mesure où le seul exposé qui est prévu actuellement est un exposé devant le ministre garde des Sceaux et pas devant une autorité élue. Donc voilà, donc on a pris soin dans la rédaction du rapport de dire que cette demande et cette pratique, si elle était consacrée, devrait se faire dans le respect du principe fondamental de séparation des pouvoirs, de confidentialité des procédures et des droits de la défense. Tout cela pour permettre un débat annuel. Il appartient maintenant à l'Assemblée d'apprécier si ce principe, qui a été validé lors de notre session, mais à travers un vote qui ne nous lie pas, doit être reformulé à travers la présente proposition qui vous est soumise aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Il y a un avis de l'Assemblée d'Iaduantou qui est favorable à cette demande d'adaptation. Je me permets quand même, pour être tout à fait honnête, de préciser qu'il propose de pérenniser aussi la participation d'acteurs diversifiés de la société civile aux ateliers préparatoires, s'il y en a, lorsqu'il y aura des sessions qui permettront, si l'adaptation évidemment est accordée, qui permettront l'audition du procureur tel que signifié dans le rapport. Voilà. Alors ensuite, il y avait également, au-delà de l'Assemblée d'Iaduantou, un avis favorable de la Chambre des territoires, et ce n'est pas passé dans les commissions, hein, je ne pense pas. C'est passé? Écoutez, ça n'y est pas, c'est pas inscrit là. Donc très bien, si c'est passé en commission des compétences législatives. Bien. Donc il y a aussi un amendement oral qui. De forme. Un amendement de forme. Bon, avant d'examiner l'amendement éventuel, qui souhaite s'exprimer? Jean-Martin Mondologne. Oui, rapidement. Donc, toujours même réflexion de forme. Je ne sais pas si le rapport précédent a des chances d'aboutir
et de faire en sorte que le pouvoir d'adaptation fonctionne, celui-là, je pense qu'il en a encore moins. Pour une raison essentielle, ça a été rappelé, c'est que l'organisation de la nation française s'opère autour d'un sacro-saint principe qui est celui de la séparation des pouvoirs, que les procureurs, leurs représentants rendent des comptes, évidemment, au garde des Sceaux, ça s'entend. Pour le reste, c'est un principe assez figé. On voit mal comment, ne serait-ce que d'un point de vue corporatiste, puisse accéder que ce qu'ils ne font pas par ailleurs, ils viendraient le faire devant une assemblée délibérante. Nous voterons évidemment le principe parce qu'on pense que nous souffrons d'un défaut d'information. Mais très clairement, ce n'est pas la même chose que de reprocher à bon droit quelque chose d'assez discourtois du point de vue des magistrats de ne pas venir rendre témoignage de leur activité et être auditionnés dans le cadre de nos travaux, que d'inscrire dans le Code des collectivités territoriales l'obligation qu'ils auraient de le faire. Premier sujet. Deuxième sujet, il faut s'interroger, en élargissant le spectre, sur les raisons pour lesquelles toutes ces relations entre l'État et la collectivité en général fonctionnent mal. Parce que par parallélisme, il y a bien quelque part inscrit dans le Code des collectivités l'idée que les préfets doivent rendre compte annuellement de l'action de l'État. Bon, on ne peut pas dire que chaque fois que ça s'est passé, ce furent des séquences, sauf une mémorable dont la télé nous repasse de choses extraits de l'intervention de Paul Coistan interpellant le préfet Bonnet, séquence historique s'il en est. On ne peut pas dire que ces séquences aient marqué à la fois l'action de l'État, en tout cas la façon dont il rendait compte de cette action, et des épisodes de parfait partenariat bien compris entre l'Assemblée et l'État. Donc, quand bien même ça se ferait, je pense qu'on aurait y compris des difficultés à l'organiser. Ceci dit, à la fois, ça participe des déclinaisons du débat de haute tenue qui s'est tenu dans cet hémicycle sur la lutte contre les dérives mafieuses, et à la fois, je pense qu'il y a un devoir de transparence qui participe d'une meilleure connaissance du fait judiciaire par l'opinion au-delà de l'hémicycle, et donc nous en adoptons le principe, même si on est bien obligé de reconnaître que les chances sont faibles que cette démarche aboutisse. Ne soyez pas pessimiste tout le temps. Alors, d'autres Entre interventions. l'optimisme et le pessimisme, il y a le réalisme, Madame la Présidente. On a un petit mystère, excusez-nous, avec Serge Thom à élucider, parce qu'on n'a pas le même PV de la Commission des compétences législatives et réglementaires, donc à laquelle j'ai participé d'ailleurs. Hein. C'était vendredi, c'est ça. Voilà, c'est pour ça. Non, mais toi, tu y étais. Pardon? Ah, voilà. Eh bien, nous, on n'a pas le même. Mais on va régler ça, monsieur le secrétaire général. Voilà, en tout cas, elle a bien eu lieu. La commission des compétences législatives et réglementaires a bien eu lieu et elle a examiné les deux demandes d'adaptation, celle évoquée tout à l'heure et celle-ci. Donc maintenant, voilà, c'est un problème maintenant simplement d'archives. Il faut qu'on ait le bon rapport avec les bonnes personnes présentes. Bien, quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Non? Donc je repasse la parole au... Ah pardon, Paul Félix, oui. Allez-y. Non, moi, honnêtement, dans le contexte actuel, ayant eu l'occasion d'apprécier le manque de clairvoyance et de circonspection du parquet pour les affaires, entre autres récentes, par exemple, sur tous les jugements des jeunes dans les manifestations post-colonne, pour le traitement de l'affaire que l'on a encore évoquée il y a une heure, pour
l'action générale de la justice en Corse, moi, je ne leur fais pas tant d'éloges pour le moment. Et je n'en vois pas la priorisation d'en faire une demande d'adaptation réglementaire pour qu'ils viennent ici me réciter le lexique plein de louanges et de satisfecit de l'action de la justice en Corse. Moi, je crois qu'elle a eu une action calamiteuse. Elle a organisé des instructions de manière assez disparate. Et je vous le dis franchement, on ne votera pas cette proposition. Nous allons ne pas participer. Et je conçois que dans une logique d'autonomie, sachant que l'autonomie n'a pas la compétence régalienne, qu'à ce moment-là, il y ait la présentation à une assemblée autonome de l'action du représentant, je dirais, de l'action régalienne de justice, je trouve ça rationnel. Mais dans l'état actuel de notre transfert de compétences réel de maintenant, je ne partage pas le point de vue que c'est une nécessité. Ce n'est pas parce que je fais de la défiance par rapport à la justice, bien au contraire, mais je pense qu'ils restent à leur place en dehors de cet hémicycle et qu'ils fassent leur travail. Et de venir nous donner demain des faux commentaires, alors que chaque fois que nous avons sollicité, entre autres, et vous l'avez souligné, Monsieur le Président, sur les débats sur les dérives mafieuses en Corse, ils ne sont jamais venus. Il y a toujours eu des procureurs politiques, c'est des choix très spéciaux, pour ne pas dire spécieux, et ils ont donc une action téléguidée. Et de venir justifier des actions qui souvent sont contraires, je pense, à l'esprit de la justice, c'est-à-dire des visions circonstanciées de qui est un agressé, qui est un agresseur, qui est dans la défiance, qui est dans l'opportunisme, qui est dans la crapulerie, qui est dans la pression. Moi, je pense qu'il y a de l'agitation en ce moment, ils se réveillent beaucoup, il y a des peines très lourdes qui sont en train de tomber, y compris sur les voyous. Est-ce que ça va dans le sens de l'apaisement? Je ne sais pas. Donc moi, entendre, venir là, faire un débat sur est-ce que la justice est assez lourde, est-ce que la justice peut passer en Corse, est-ce qu'il faut dépayser les affaires, est-ce qu'on a besoin d'une section spéciale anti-mafia avec un corps d'élite très spécifique, des enquêteurs triés sur le volet, avec fiche ADN, recherche de non-consanguinité, avec des voyous, et ainsi de suite, moi, je n'ai pas envie d'entendre ça. Donc je vous le dis, je pense que vous faites fausse route. D'autres interventions? Allez-y, Président, alors. Quelques observations. Josépha avait demandé la parole, Joseph. pardon, excusez-moi. Oui, en quelques mots, pour replacer le cadre. Effectivement, vous avez, Monsieur le Président, rappelé les demandes successives qui ont été faites dans le cadre des travaux qui sont menés et qui ont été menés par l'Assemblée de Corse, notamment sur la question des dérives mafieuses, sous cette mandature et sous les précédentes, et les refus systématiques qui ont été opposés par les services de l'État de venir rendre des comptes. Parce qu'ils doivent effectivement venir rendre des comptes. Moi, c'est le cadre et le cérémonial qu'on va y mettre, j'aimerais qu'il soit précisé, et voir comment, à un moment donné, nous pouvons exercer aussi la demande de compte. Parce que si on va simplement venir se faire dire la messe, effectivement, c'est un peu problématique. Donc, il faut vraiment qu'on puisse savoir comment les choses peuvent se dérouler pour que l'on soit dans une logique
qui, à un moment donné, là aussi, il faudrait qu'on dissocie les niveaux, parce que là, vous nous avez présenté cette proposition d'adaptation, de venir entendre le procureur. Il ne faut pas venir confondre aussi avec le fait de rétablissement d'un lien de confiance dans le cadre d'un processus historique, parce qu'effectivement, il y a un déficit de confiance qui est profond, qui est politique, qui est historique, d'un État qui a entretenu, et d'une justice qui a entretenu bien souvent la confusion entre tous les types de violences, qui a laissé prospérer la criminalité organisée, qui a fait même bon usage de quelques voyous à certaines époques, qui a laissé se développer le trafic de drogue, qui n'est pas avare pour autant de rappel à l'ordre moralisateur, jusqu'à ces dernières heures d'ailleurs, puisqu'on a eu malheureusement l'occasion d'en parler, jusqu'à ces dernières heures encore, où l'antiterrorisme est venu à grands coups dans les portes transférer immédiatement des militants nationalistes vers Paris. Mais c'est qu'un exemple, malheureusement, parmi tant d'autres. Et je crois qu'il faut le dissocier. Pourquoi? Parce que pour moi, je me réfère à l'actualité, je terminerai, Madame la Présidente, je me réfère à l'actualité de ces derniers mois et de ces dernières semaines, il ne faudrait pas que ça devienne aussi un peu du spectacle. Cette nouvelle action de l'État en Corse qui change de visage, qui devient tout d'un coup tout à fait disposé à reconnaître ses erreurs au détour d'un préfet muni d'un haut-parleur qui monte sur un pick-up. Pour moi, c'est une action de communication qui ne vaut absolument à aucun moment reconnaissance de l'État qui a fait des erreurs et puis après quelques mea culpa qui suivent. C'est pas ça. Un processus de reconnaissance historique d'un conflit, c'est clair, ça a des conséquences et de ces conséquences, c'est clair, ça se fait dans le cadre d'un processus politique et ça doit être les termes doivent en être clairement posés. Donc il faut vraiment qu'on dissocie les deux étages de la fusée, qu'on cadre, que l'État vienne rendre des comptes ici, que les services de justice viennent, vous voyez, moi aussi j'entretiens la confusion de nos propos, que les services de justice viennent rendre des comptes ici sur certaines actions, dans un certain cadre, comme ça leur a été à plusieurs reprises demandé, oui, qui viennent nous dire leur messe et faire une action de communication dont on sait qu'actuellement ils sont friands pour sembler s'intéresser d'une manière différente à tous les types de violences, entretenant encore les amalgames. Dans la situation actuelle, je suis encore un peu... j'émets quelques réserves. Aller à la messe, écouter la messe, c'est peut-être dire, ça ne veut pas dire de communier, forcément. On n'est pas obligé de communier, bien évidemment. Moi, je me suis exprimée en commission. La commission, puisque j'ai le PV là, la commission s'est exprimée de manière favorable. Moi, j'y vois, par contre, dans cette demande, à laquelle je souscris bien sûr, une maturité. Point besoin d'attendre l'autonomie. Et après, encore une fois, les préfets sont déjà venus ici. Cela n'a empêché personne de s'exprimer et de pouvoir dire ce qu'il a à dire. Donc, si le procureur vient et qu'il expose sa politique pénale, on n'est pas obligé de croire à ce qu'il va dire déjà. On peut avoir un débat contradictoire aussi. Moi, je trouve que dans une démocratie et dans un cadre clair, transparent, on peut se dire les choses, on peut entendre des choses aussi, et personne ne sera dupe. Personne ne sera dupe si demain on a effectivement un haut magistrat qui vient nous faire la leçon ou faire de la propagande sur la politique pénale en Corse. Je veux dire, il faut qu'on soit, nous aussi, qu'on se donne des instruments pour entendre ce qu'on a à nous dire et avoir l'esprit critique pour exercer ensuite notre avis. Je pense que vous allez dans ce sens-là. Voilà, tout à fait. Bon, aujourd'hui, la proposition qui est faite, moi, elle me paraît tout à fait saine. Voilà. Comme je trouve sain aussi que le préfet vienne et puis qu'on puisse poser des questions au préfet. Voilà, moi, je trouve que c'est sain en démocratie.
Voilà, après on verra le contenu, on verra aussi le moment, on verra les événements, on verra... Voilà, on ne peut pas en permanence hypothéquer le futur, on ne sait pas de quoi il va être fait. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il y a de compromission avec l'État, chacun dans son rôle, chacun dans ses compétences, et ce n'est pas le moment, pour le coup, d'attendre l'autonomie pour faire cela. Voilà, sachant que les acteurs qui ont participé, puisque là j'ai lu l'avis de l'Assemblée Adjuntu, les acteurs qui ont participé aux ateliers sont plutôt favorables, à cette proposition. Rapidement, d'abord il y a un enjeu de cohérence. On a voté cette disposition, on a débattu, on a voté à l'unanimité. Je pense qu'aujourd'hui, même si le contexte est difficile et si les arguments conjoncturels et structurels qui font qu'on est dans une situation, pour beaucoup d'entre nous, de défiance vis-à-vis de l'institution judiciaire, notamment au plan pénal, mais ça tient à l'histoire. Ces arguments ne suffisent pas à devoir remettre en cause le principe, à mon avis. Deuxièmement, je pense effectivement qu'entre la coupe et les lèvres, il y a de la distance, y compris peut-être un obstacle constitutionnel, c'est l'analyse des magistrats. Mais je pense qu'aujourd'hui, on pose une demande qui est dans la logique du chemin que nous allons emprunter, ou en tout cas que nous souhaitons emprunter, qui est un chemin qui va être long. Avant qu'il y ait une relation apaisée de confiance entre la Corse, me semble-t-il, de façon générale, et en toute hypothèse, de façon certaine, les nationalistes. Avant qu'il y ait une relation de confiance entre les nationalistes et l'État, beaucoup d'eau va couler sous les ponts. Avant qu'il y ait une relation de confiance entre les nationalistes et la justice pénale, beaucoup d'eau va couler sous les ponts. Et donc, ça dépendra aussi de ce qui se passera dans les mois et dans les années à venir, bien sûr. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on pose un acte politique qui est dans la continuité de ce que nous avons voté. Nous avons constaté un déficit de confiance. Nous avons constaté un refus, à mon avis, qui n'était pas justifié de venir discuter avec nous dans un cadre particulièrement normé de problèmes qui sont des problèmes de société importants. Et donc, moi, je crois qu'il faut faire cette demande. Après, comment elle sera traitée, comment éventuellement elle évoluera, comment demain se passeront ou se passeraient nos échanges avec nos interlocuteurs, on sera à temps de le voir. Moi, je crois qu'il faut toujours faire le pari pascalien de l'espoir. Et à mon avis, on pose un jalon qui s'intègre dans une vision globale qui fait sens. Et si je puis me permettre, Monsieur le Président, si la demande n'est pas acceptée, ce sera bien la démonstration qu'il faut l'inscription de la Corse dans la Constitution et qu'il faut un véritable statut d'autonomie, que le pouvoir d'adaptation ne fonctionne pas. Et on dira c'est QFD. Bien, donc, alors il paraît qu'il y a un amendement oral. Quel est cet amendement oral ? Formel, pardon. Oui, ça y est. Je me souviens, c'était à l'initiative du président de la commission. Il fallait mentionner explicitement Assemblée de Corse. Voilà, en tant que de besoin, à chaque fois. Parce qu'on nous disait que l'Assemblée, il faut mettre l'Assemblée de Corse. Dans les deux rapports. Voilà, et dans le précédent aussi. Donc si vous en êtes d'accord, on va faire la même chose dans le précédent. Tout le monde est d'accord ? Je suppose. Bien, merci. Donc c'est purement de forme. Merci. Donc je soumets au vote maintenant le rapport ainsi amendé. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne participe pas ? Alors, ne participe pas à Wansem ou Corinne Front et Josepha Giacometti, qui est pour,
Donc, tous les autres sont pour, Fapoblu et Onsoffiu. Donc, le rapport est adopté. Merci. Donc, nous allons passer maintenant, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Président, enfin, moi, ce que j'ai à l'ordre du jour, c'est le rapport de dépôt des listes concernant l'élection des représentants à la commission de délégation de services publics. C'est ça? Ou autrement, il en reste deux. Je présente ce rapport qui est formel. Il vous en s'agit prie. simplement, si vous en êtes d'accord, de saisir l'Assemblée de Corse de ce rapport qui rappelle les modalités de dépôt des listes concernant l'élection des représentants de l'Assemblée de Corse à la CDSP, ce qui nous permettra ensuite de faire courir le délai qui permettra à l'Assemblée de Corse de statuer pour désigner ces nouveaux représentants au sein de cette instance qui est importante et qui notamment doit se prononcer sur un certain nombre de dossiers. Bien, merci Monsieur le Président. Au préalable, j'aurais dû faire voter l'urgence. Donc, qui est contre l'urgence, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour, tout le monde pour l'urgence, très bien. Donc, sur ces modalités donc, de dépôt des listes, donc c'est purement formel, ça vous a été dit. Est-ce qu'il y a des interrogations? Non. Je soumets au vote. Qui est contre? Oui, Annette. J'ai la procuration de Christelle Combette et que sur ce rapport-là, elle se déporte, tout simplement. Merci. Êtes sûr parce qu'elle est candidate demain, hein? Je ne vais pas vous dévoiler, puisque là, on n'est que sur les modalités, donc je ne vais pas vous dévoiler les candidatures tant qu'on n'a pas voté les modalités. Voilà, mais ça me paraît bizarre. Présidente, et on me dit qu'il faut que je me déporte aussi parce que je suis suppléante. Excusez-moi, c'est Monsieur Tom qui a fait passer l'information à notre attachée que Christelle, comme elle était sortante, elle ne pouvait pas... Attendez, là, il y a des choses différentes. Là, le président vous a proposé une méthode. Votez sur la méthode, pour, contre, sur les modalités. Là, on vote sur les modalités. Vous avez le droit. Bien, nous votons pour les modalités. Voilà. Maintenant, si vous voulez que la procuration, ne pas utiliser la procuration de Christelle Combette, vous ne l'utilisez pas tous en même temps, on ne se comprend pas. Georges, Jean-Martin, oui. J'attends. Au moment, mais c'est ce que j'ai dit d'une autre manière, au moment où on vote une procédure, on ne peut pas préjuger qui sera candidat demain. Là, on vote sur le cadre formel. Voilà. Excusez-moi, Madame la Présidente, moi je suis tout à fait d'accord, mais on n'a pas eu cette information, tout simplement, de la part de Monsieur Tom. Bien. Donc, est-ce qu'il y a... Merci Annette d'avoir soulevé le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Non. Donc, je soumets la proposition de modalités de dépôt des listes. Là, ce sont des modalités de dépôt de listes concernant la désignation des représentants de l'Assemblée à la CDSP. Qui est contre?
qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Tout le monde est pour et personne ne s'est déporté. Nous sommes d'accord? Très bien. Et demain, nous verrons. Demain est un autre jour. Bien. Monsieur le Président, je crois qu'il nous reste le 131, l'approbation des tarifs de redevance d'occupation du domaine public ferroviaire. C'est le train-train. Quotidien, c'est pas le train-train, c'est le quotidien. Sifflera 3 fois. Alors, c'est un rapport qui vient de loin. Je vais essayer d'être synthétique. Je voudrais, au seuil de mon propos, ne pas oublier de saluer celles et ceux qui, en coulisses, ont beaucoup travaillé pour que ce rapport et les propositions qu'il contient puissent être présentées et débattues. D'abord, devant le conseil d'administration de l'EPIC, les chemins de fer de la Corse, ensuite devant cette assemblée. Donc, je salue d'abord la présence des chemins de fer de la Corse, à travers le directeur, M. Chibaudel, à travers également celui qui est en charge de toute la partie juridique, et puis l'ensemble des équipes qui ont beaucoup travaillé. Du côté de la collectivité de Corse, il y a le DGA Michel Godot-Pacini, il y a Madame Andréani qui est présente, et M. Agostini. Et je veux bien sûr avoir un mot pour les sachants qui nous ont accompagnés. Je citerai les techniciens tout à l'heure, mais également l'avocate Maître Lelièvre. Il y avait également M. Mortini tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là, de la part dans l'équipe de la collectivité de Corse. Alors rapidement, et pour essayer d'être synthétique, d'abord rappeler ce qu'est le domaine public ferroviaire, défini par l'article 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Le domaine public d'une personne publique est constitué de biens immobiliers qui appartiennent à cette personne publique et qui sont affectés à l'usage direct du public ou à un service public. Le domaine public ferroviaire en Corse est donc constitué de l'intégralité de l'emprise ferroviaire, de l'ensemble des parcelles qui sont affectées au service public ferroviaire ainsi qu'aux activités non ferroviaires exercées sur le domaine, mais devant être en conséquence compatibles avec cette affectation. Au-delà de cette définition juridique, rappeler que matériellement, ce domaine public ferroviaire se compose des voies ferrées et d'un certain nombre d'abords, les zones de dégagement, ainsi que des sites d'égards. Cela représente approximativement 430 hectares sur 830 parcelles entre Bastille et Ajaccio, ainsi qu'entre Pontelecce et Calvi, étant précisé que la partie du domaine public ferroviaire allant de Casamozza jusqu'à Portivecchio a été déclassée au sortir de la Deuxième Guerre. Et donc, cette partie-là n'est plus dans le périmètre de la discussion. Quand je disais que c'est un travail et un dossier qui vient de loin, il faut savoir que le travail d'identification précise et de reconstruction des parcelles cadastrales est toujours en cours au moment où nous parlons. Il a été confié aux experts dont nous allons parler tout à l'heure, car, en effet, je voudrais, pour qu'on ait bien les choses en tête, vous rappeler ce qu'ont été les principales étapes. En 1982, l'État a mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse le domaine public immobilier du réseau ferré de Corse sans transfert de propriété. C'est-à-dire que l'État continuait à être propriétaire, a mis à disposition de la collectivité de Corse et l'exploitant, c'était à l'époque la SNCF. Il n'y avait pas d'inventaire de ce patrimoine immobilier. L'État n'a jamais réalisé l'inventaire. Les biens immobiliers étaient gérés jusqu'à 2001 directement par le délégataire de service public, la SNCF, et donc jusqu'à 2001, il n'y a eu aucune intervention de la collectivité territoriale de Corse. Nous n'avions pas accès à la consistance du DPF, ça restait compétence de l'État, et nous n'avions pas accès à la gestion, ça restait compétence du délégataire, c'est-à-dire la SNCF. En 2002, la CTC est devenue propriétaire du réseau, il y a eu un transfert des biens,
de l'État vers la collectivité territoriale de Corse, toujours sans inventaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une liste générique, mais non précisée, sans identification cadastrale et surtout sans nouveau contrat. C'est-à-dire qu'on s'est purement et simplement substitué à l'État dans le cadre de la convention initiale qui avait été conclue entre l'État et la SNCF. Donc, vous voyez, il y a un désordre, notamment immobilier, qui est ancien. 2011 est créée la SAEML qui va venir en lieu et place de la SNCF, et un contrat de délégation de service public va être consenti par la collectivité territoriale de Corse à la société d'économie mixte, mais toujours avec la même défaillance en termes d'identification du domaine. En 2013, la présidence de Michel Steph, un nouveau tarif est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse. Certains s'en rappellent, nous étions alors élus dans l'opposition. Le tarif avait été à l'époque voté de façon rapide. Il était sur des critères qui étaient uniquement des critères tirés adossés à la valeur foncière des biens. Et cette délibération avait vocation à être appliquée, sauf que mécaniquement, puisqu'il y avait plusieurs catégories de biens, y compris des biens avec une exploitation économique, des biens à construire, etc., il y a eu un certain nombre de délégataires, enfin pas de délégataires, pardon, de bénéficiaires d'AOT qui se sont retrouvés avec une explosion de la redevance qu'ils devaient payer. Donc là, je vous parle d'une histoire qui a été reconstituée ensuite, que je n'ai pas vécue, mais j'expose l'ensemble des éléments à la collectivité, à l'Assemblée de Corse, dans un souci de transparence. Et donc, à l'époque, ces bénéficiaires d'AOT, qui étaient 14, ont protesté. Ils passaient d'un rapport, par exemple, de mémoire pour certains, de 15 000 € annuels à 250 000 €. Donc, ils se sont rapprochés de l'exécutif à l'époque. Ils ont dit, nous, on paye un prix qui est démentiel, qui n'est pas corrélé à la réalité. On vous demande de régulariser la situation. Et il y a eu donc une lettre du DGS de l'époque qui a retiré la gestion de ces AOT au chemin de fer. Les autres AOT sont restés dans la gestion et ces AOT qui étaient pour lesquels la nouvelle tarification conduisait à une surestimation du prix ont été retirés de la gestion du domaine public du chemin de fer, et notamment, et ça a été constaté aussi par la Chambre régionale des comptes ultérieurement, parce que la délibération de 2013 était en fait très vraisemblablement illégale. Bon. Et donc, il aurait fallu à ce moment-là, dès lors que certains avaient accepté de payer sur une délibération illégale mais qui n'avait pas été contestée, et d'autres l'avaient refusé, il aurait fallu à tout le moins ou changer la totalité ou définir une nouvelle délibération pour les 14 qui avaient été soustraits au chemin de fer. Sauf que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, et notamment jusqu'en 2015, puis en 2016-2017. Puisque, à l'époque, j'y reviendrai, ces informations ne sont pas remontées comme elles auraient dû remonter. Je reviens un instant sur la chronologie qui s'en est suivie. En 2017, fin 2017, contrôle de la Chambre régionale des comptes, qui fait 2 contrôles en même temps. Un contrôle sur le délégataire, les chemins de fer, et un contrôle sur l'autorité concédante, c'est-à-dire la collectivité de Corse. Donc c'était 2 contrôles qui étaient pensés pour être en miroir, croisés. Sauf que pour des raisons totalement inconnues, le contrôle concernant la collectivité de Corse est interrompu pendant plusieurs mois. Et pour information, à l'époque, j'avais été informé de l'ouverture, mais on était dans une période particulière, fin de l'année 2017, sont les élections, etc. On ne se rappelle même plus que le contrôle est suspendu. Celui sur les chemins de fer, le rapport est rendu, mais il ne parle pas des AOT, ou il n'en parle qu'à la marge. Et celui sur la Cour des comptes sur la collectivité de Corse est suspendu, y compris pendant le Covid.
Et ce n'est qu'en 2020 que la Cour des comptes reprend son contrôle et me notifie dans un rapport provisoire que les différentes AOT qui ont été retirées sont dans une situation qui est une situation anormale, puisque, en fait, plus rien ne leur a été facturé, puisqu'on ne leur a pas appliqué la délibération de 2013 et qu'on n'a pas statué sur une nouvelle délibération. Donc, vous imaginez ce qu'est à la fois ma contrariété et ma surprise, mais plutôt ma surprise et surtout ma contrariété quand j'apprends ça. Et vu la complexité de la situation, chemin de fer d'un côté, collectivité de Corse de l'autre, une délibération potentiellement illégale, que la Chambre régionale des comptes nous avait dit, à travers le vérificateur, peut-être qu'il faut changer la totalité, etc., les services préconisent à l'époque d'attendre le rapport définitif et notamment les recommandations de la Cour des comptes pour appliquer les recommandations de la Cour des comptes et sortir d'une situation qui était une situation anormale. Ce rapport est restitué en janvier 2021, de mémoire. Bon, il est diffusé à la presse avant un truc, donc je prends, certains s'en rappellent peut-être, c'était la conversation précédente, une volée de bois vert, mais je dirais qui était objectivement méritée. La Chambre régionale des comptes fait un article 40, et donc il va y avoir une instruction pénale, je l'évoque aussi pour mémoire et par transparence et loyauté, une procédure pénale qui continue aujourd'hui, dans le cadre de laquelle d'ailleurs j'ai été entendu, ainsi que l'ensemble des protagonistes du dossier. Lorsque ce rapport intervient, sur le fondement du rapport, 2 mois après, je prends un arrêté en conseil exécutif prescrivant de se rendre sur place avec huissier, etc., identification cadastrale, service des domaines, expert comptable, avocat, pour essayer de sortir de ce pataquès. Parallèlement, nous avons, en 2022, acté la décision de passer d'une délégation de service public à un EPIC, établissement public industriel et commercial, et nous avons signé le COP entre l'EPIC et la CDC, et notamment ce COP qui a transféré, c'est un acte, une fiction juridique, mais qui a transféré le domaine qui était anciennement géré par le délégataire, c'est-à-dire la société commune mixte. On l'a restitué l'espace d'une seconde à la collectivité de Corse, qui l'a remis à disposition de notre EPIC pour la gestion du domaine public ferroviaire. Étant précisé que, je termine cette présentation, comme ça j'aurais été tout à fait complet, confronté à la situation entre, d'un côté, une délibération illégale qui mettait en place une tarification totalement disproportionnée, qui n'avait pas été appliquée, mais l'absence d'une nouvelle délibération, puisque pour l'instant nous n'avions pas statué, pour essayer de sauvegarder les droits de la collectivité de Corse, lorsque j'ai été informé de la carence, j'ai délivré une sommation de payer à l'ensemble des bénéficiaires d'AOT, les 14, sur le fondement de la délibération de 2013. Donc, avec des sommes qui sont considérables, puisqu'on remonte sur 5 ans, mais je pensais que c'était le seul moyen, à titre conservatoire, eh bien de couvrir la période pendant laquelle il y avait eu un vide juridique, étant précisé que beaucoup des personnes physiques ou morales qui se sont vues délivrer ces contraintes ont contesté en justice les contraintes en contestant la délibération de 2013. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Et donc, nous arrivons à l'objet d'aujourd'hui. C'est une mise en œuvre d'une des préconisations de la Chambre régionale des comptes, clarifier la situation et harmoniser l'ensemble des situations de titulaires d'AOT. C'est-à-dire à la fois les tarifs qui sont appliqués aux AOT qui sont restés dans le giron de l'EPIC et les AOT qui ont été en 2014 soustraits au chemin de fer et en gestion directe de la collectivité de Corse. C'est la raison pour laquelle, dans le rapport, vous avez
deux catégories de décisions à prendre, mais un seul tarif à valider, puisque le tarif qui est proposé s'applique conformément à la recommandation de la Chambre régionale des comptes à la totalité des AOT. D'un côté, il y a les AOT qui sont gérés par le chemin de fer. Le conseil d'administration des chemins de fer a statué sur le tarif, mais ce tarif ne peut devenir applicable que dès lors qu'il est validé par l'Assemblée de Corse. Donc là, c'est la partie gérée par les chemins de fer. On doit valider les tarifs. Par contre, sur les AOT que nous gérons directement, c'est à nous de décider directement sur les tarifs qui seront les mêmes pour l'ensemble des AOT. Étant précisé que la dernière étape du processus sera d'évaluer, d'abord, il faudra passer par une mise en concurrence à la fin des AOT en cours pour identifier les nouveaux titulaires d'AOT à travers un appel à concurrence, une définition des cahiers des charges. Et je pense que la logique, mais ça, l'Assemblée de Corse sera en délibéré ensuite, ça sera de restituer l'ensemble des AOT relevant du domaine public ferroviaire sous la gestion des chemins de fer de la Corse. Pourquoi ne pas avoir restitué avant? Eh bien, tout simplement parce que, pour être clair, la situation cataclysmique qu'il y a, la collectivité de Corse a des moyens pour la gérer que les chemins de fer n'ont pas. Les chemins de fer, ils n'ont pas la logistique, ils n'ont pas les services juridiques, etc. Et même nous, je dirais qu'avec tous nos moyens, on ne peut pas dire qu'on ait été, je vais le dire comme ça, particulièrement rapide et efficace dans le règlement du problème, et croyez bien que je le regrette. Lorsque j'ai constaté la carence, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place un groupe de travail, un comité technique, mixte entre les chemins de fer et la collectivité de Corse. Donc ce groupe de travail était composé, c'est pour ça que je l'ai salué, Jacques Chibaudel, l'ensemble des équipes techniques, un groupe de travail sous l'autorité de Michel Godopacini, mais comme une des raisons de la carence pour régler le problème, c'était en fait que comme c'est un dossier qui est très transversal, on l'a déjà connu ailleurs, mais là ça a pris des dimensions énormes, comme c'est à la fois le service de la gestion foncière, les chemins de fer de la Corse, le service juridique, etc. Tout le monde travaillait en silo et l'information ne circulait pas, donc j'ai demandé à Michel Godopacini de désigner une chef de projet, donc qui est Madame Andréane, qui est là derrière, qui a travaillé avec, qui est Maître Lelièvre, qui s'est appuyé bien sûr sur M. Agostini, et c'était supervisé par le directeur juridique de la collectivité de Corse, M. Mortini. Donc, conformément là encore aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, 3 missions principales pour ce groupe de travail, comité technique. Premièrement, assurer la légalité des redevances domaniales, c'est-à-dire qu'on ne soit plus dans l'incertitude juridique, c'est quand même, je dirais, des domaines qui sont très encadrés juridiquement. Deuxièmement, proposer une stratégie patrimoniale globale du foncier ferroviaire, identifier le domaine public ferroviaire, identifier, y compris au plan cadastral, etc., de façon certaine, puisqu'il y a eu des modifications sur le terrain, il y a eu des extensions qui n'ont pas été autorisées par permis de construire, il y a eu des permis de construire qui ont été délivrés sans que nous soyons informés, etc., etc. Et enfin, formuler des propositions générales en matière de gestion du domaine public ferroviaire. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Je ne vous rappelle pas les règles qui sont à appliquer, mais les 4 principales, quand même. Premièrement, dès lors qu'il y a occupation et utilisation du domaine public, il y a paiement d'une redevance, sauf des exceptions restrictives prévues par la loi. Deuxièmement, la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés aux titulaires de l'autorisation. Troisièmement, la redevance est payable d'avance et annuellement. Quatrièmement, il faut rechercher une valorisation optimale du domaine public en tenant compte de l'ensemble des paramètres. À partir de là, on a travaillé d'abord
vous ont été présentés, notamment en commission, j'y reviens une seconde, pour que vous sachiez physiquement de quoi on parle, des photographies. Donc, les AOT gérés par l'EPIC, chemin de fer de la Corse, étant précisé qu'il y a des AOT économiques et des AOT non économiques. Les chemins de fer de la Corse, ils gèrent des AOT économiques. Donc, je vous les montre de loin. Ce sont des bâtiments, activités économiques. Pour ceux qui connaissent, tout le monde connaît, site de Bastia, bureau de tabac presse, pizzeria snack, un local de bureau. Pontelec, un bar snack. Corti, un local de bureau de location de véhicules, une boulangerie. Des terrains non bâtis, sur lesquels quelquefois ensuite on a construit. Des panneaux publicitaires. Ça, ce sont les bâtiments à activité économique, terrains non bâtis, panneaux publicitaires. Et puis, spécificité des chemins de fer, des AOT, on a des hébergements, 51 hébergements répartis sur 25 communes et 8 locaux pour associations aux collectivités locales. Par exemple, parmi ces 8 locaux, il y avait celui qui a brûlé à Bocognano et qui abritait le foyer rural et l'entreprise d'insertion. Donc, l'ensemble de ces AOT a toujours été sous la gestion des chemins de fer et on a appliqué à ces AOT la délibération de 2013 qui n'a pas modifié dans des proportions radicales les redevances qui étaient payées. Sauf que cette délibération, elle est, je le dis, probablement, en tout cas possiblement illégale. Donc, dans tous les cas, il fallait sortir de cette situation. Les AOT gérés par la collectivité de Corse, connus aussi, site de Mezzane, très important, 9 commerces, site de Corti, 7 commerces, site d'Algaiol, des locaux associatifs. Donc, pour rappel, quelles étaient les principales demandes de la collectivité, de la Chambre régionale des comptes? Dresser un inventaire exhaustif de la consistance du DPF. Ça a été réalisé pour l'essentiel. Ça reste à finaliser sur un certain nombre de points parce qu'il y a des difficultés, il y a des procédures en cours, il y a des tiers occupants qui ne veulent pas forcément laisser accéder, donc on est en discussion ou en procès. Deuxièmement, adopter une tarification pour les activités économiques en adéquation avec les textes, ce que je vous ai rappelé, valoriser au mieux la gestion du DPF pour percevoir les recettes, bien sûr, mais surtout, et enfin, veiller à une application harmonisée des tarifs pour l'ensemble des occupations. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, on a demandé au domaine de nous aider, notamment sur l'évaluation foncière des différents biens. Et là, malgré nos demandes répétées, les domaines ont refusé en indiquant par mail, répété, mais jamais par courrier, mais toujours par mail des services de domaine, qu'ils avaient trop de travail et que ça ne rentrait pas dans leurs compétences obligatoires. En gros, ils auraient pu le faire, mais ils n'avaient pas la volonté ou les moyens de le faire, ce qui est quand même, on va dire, gênant, très gênant, parce que ça nous aurait quand même donné la référence domaniale. Bon, et qui est un élément, pas l'élément exclusif, mais un élément de la fixation des tarifs. Donc, confronté à cette carence et à ce refus des domaines, on a essayé de construire une équipe la plus incontestable possible. Donc, l'équipe, à titre principal, ce sont ceux dont je vous ai parlé. Et pour répondre à Jean-Christophe Angelini ce matin, je dirais, on a d'abord valorisé les compétences internes et en essayant aussi de tirer les leçons des dysfonctionnements qui ont caractérisé ce dossier, il faut le dire, hein. Je le dis aujourd'hui devant votre Assemblée. Et puis, on a considéré qu'on avait besoin d'AMO. Donc, on a pris un avocat. On a pris un expert immobilier pour l'évaluation foncière et immobilière. C'est le cabinet IPFEC, qui est un cabinet français, hein, avec comme principal responsable un ancien évaluateur des domaines, qui est spécialiste de l'évaluation foncière, qui a fait des ouvrages de référence. Et on a pris le cabinet CEI, qui est un cabinet implanté à Paris et en Corse, qui est spécialisé en stratégie immobilière, en audit de parc et assistance à la négociation. Donc, à partir de là, on a appliqué les textes. Que disent les textes?
Alors, je vais parler des AOT économiques, après je parlerai des AOT non économiques. Les textes, ils prévoient pour les AOT économiques une part fixe de la redevance. Donc, pour fixer cette part fixe, on a analysé l'ensemble du marché foncier immobilier en Corse. On a identifié 5 zones et un certain nombre de critères qui sont énumérés dans le rapport. Et à partir de cela, on a fixé une part fixe de redevance pour les AOT économiques. La part variable, on a appliqué la méthode qui est généralement usitée. Je précise aussi que j'ai fait un benchmarking, notamment grâce à Gilles Mergy, que je salue, qui est l'ancien directeur général de Région de France, qui est actuellement en charge de l'immobilier à la SNCF. Donc je me suis rapproché de la SNCF pour savoir si la méthode qu'on avait mise en œuvre pour le calcul de la part variable leur paraissait satisfaisante. Donc ils ont dit que ça leur paraissait tout à fait cohérent. On a fixé un pourcentage moyen 2% minimal, étant précisé qu'il appartiendra, dans le cadre de la mise aux concurrences, je dirais, à ceux qui se positionneront par rapport à l'activité qu'on aura décidé d'installer, et bien de dire à quel niveau ils souhaitent faire leur offre, en termes y compris de pourcentage du chiffre d'affaires escompté. Et donc ça, c'est pour la partie économique. Sur la partie logement, donc logement, je rappelle la situation. En général, ce sont des logements qui vont de l'état moyen à un état de quasi-insalubrité. Ce sont le plus souvent des logements qui sont occupés par des personnels ou d'anciens personnels des chemins de fer de la Corse, et des logements qui sont dans une situation réglementaire totalement anormale, puisqu'il n'y a pas de diagnostic immobilier qui a été fait. Sont des logements qui ne vont plus être conformes aux règles applicables en la matière, et on est aussi dans une logique où, en fait, on doit passer d'une logique de redevance, une AOT, à une logique de loyer. Donc, ce qui est proposé dans ce rapport, c'est quoi? C'est d'appliquer le système général qu'on a arrêté pour l'évaluation foncière et immobilière, mais en introduisant une clause spécifique, une dimension spécifique dans l'analyse qui tient compte de la spéculation immobilière qu'il y a en Corse. L'idée, c'est quoi? C'est que la totalité des gens qui occupent actuellement ces logements sont des gens qui sont dans une situation sociale généralement précaire ou modeste, et que lorsqu'on a regardé la projection sur les loyers, l'application des critères initiaux pour les activités économiques, on aurait eu en gros sur 50 logements un tiers qui n'aurait été pratiquement pas impacté, un tiers qui aurait été impacté à la hausse dans des proportions importantes, et un tiers qui aurait été impacté à la baisse dans des proportions importantes. Donc nous, ce qu'on a fait, on est parti de l'idée selon laquelle si demain ces gens quittaient les logements, ils se retrouveraient dans une situation d'instabilité sociale totale, et ce d'autant mieux que les coûts des loyers sont hauts, etc. Et donc, on a introduit une clause de plus 5%, moins 5%. Ceux pour lesquels ça ne bouge pas, on ne bouge pas. Ceux pour lesquels il y aurait eu une augmentation importante, on limite l'augmentation à 5%. Et ceux pour lesquels il y aurait une diminution importante du loyer, on limite la diminution à 5%. Étant précisé qu'on discute de sommes qui sont peu importantes à l'échelle de la collectivité de Corse, 100, 150, 200 euros par mois, mais pour une personne ou une famille, ça peut avoir des conséquences très importantes. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire un diagnostic individualisé, un suivi individualisé. Il y a des gens qui vont quitter certains logements. Il y a certains logements qui resteront incorporés au domaine public ferroviaire
parce qu'on ne peut pas les sortir. Par exemple, quand c'est des étages de gare, on ne peut pas dissocier. C'est la gare, c'est domaine public ferroviaire. Par contre, il y a certains logements qui sont distincts. Je pense par exemple à l'immeuble de logement qui est sur le site de la gare actuelle de Bastia. Ça, c'est pas rattaché, d'après l'analyse des juristes, au domaine public ferroviaire. Donc, ce qu'on va essayer de faire, mais là aussi on reviendra devant l'Assemblée de Corse, c'est bien sûr de restituer, de déclasser le domaine public ferroviaire, de le sortir, de demander au chemin de fer qu'il rétrocède ces parcelles à la collectivité de Corse, qui pourra elle-même les rétrocéder à l'Office public de l'habitat, en essayant bien sûr de garantir que les gens qui sont occupants puissent retrouver leur AOT actuelle, qu'elle soit transformée en loyer et qu'ils puissent continuer à rester dans leur logement. Donc ça, c'est je dirais la construction globale. Et vous avez eu également dans les documents qui vous ont été présentés la projection tarifaire que nous essayons de faire à partir aussi de chiffres d'affaires dont il faut dire qu'ils sont reconstitués, puisqu'aujourd'hui, je dirais, que ce soit pour les uns ou pour les autres, ce sont des contrats qui sont totalement basiques, dans lesquels il n'y a aucune précision, et notamment il n'y a aucun moyen de contrôle pour l'autorité délégataire. Notamment, il n'y a pas d'obligation de fourniture des pièces comptables, des bilans, etc. Donc, quand les occupants publient leurs comptes, on a accès aux comptes, mais lorsqu'ils ne publient pas et qu'ils ne veulent pas nous les donner, sauf à faire un procès, on est obligé de partir sur quelque chose de reconstitué. L'idée, c'est donc aujourd'hui de vous soumettre ces tarifs, d'avoir enfin les tarifs. Pour les contentieux qui sont en cours, c'est d'essayer de les régler soit par une décision de justice, soit par des protocoles transactionnels, mais qui vont être, je dirais, pesés au trébuchet, hein, parce que, je veux dire, on est en matière d'argent public, donc il faudra à la fois le présenter à l'Assemblée de Corse éventuellement, le faire valider par le tribunal administratif, etc. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, au terme d'une période qui, à mon goût, je n'ai pas besoin de vous le cacher, a été beaucoup trop longue, et la complexité du dossier ne justifie pas tout, on sort progressivement. En tout cas, si l'Assemblée de Corse décide de voter aujourd'hui, on aura enfin une base tarifaire qui sera claire, on pourra lancer les appels d'offres, on pourra délivrer les AOT, et puis, chemin faisant, c'est des AOT courtes, hein, de 3 ans, on appréciera, on regardera s'il faut réévaluer les tarifs, s'il faut faire évoluer les contrats, etc. Mais en tout cas, on sera irréversiblement dans une logique de normalisation et de rationalisation de la gestion du domaine public ferroviaire. Nous sommes impressionnés. Et c'est pas, et franchement, ce n'est pas réellement impressionné, Président. Et je vois que la droite acquiesce. Voilà. Et on ne se moque pas du tout. C'est impressionnant. Bien. Alors, il y a des rapports. 2 rapports. Le premier rapport, c'est la Cédénat, avis favorable de la Cédénat, non-participation d'un Sofiu, d'Awansem ou de Corinfront et absence de Josefa Giacometti Pireda. Voilà. Et nous avons un rapport de la Commission des finances, mais étant donné l'heure tardive, je vais me contenter de lire l'avis. Donc, avis favorable de la Commission des finances avec la non-participation des groupes Unsof Yuno ou Corinfront et Avancemo. Il y aura un amendement de l'exécutif, mais on en parle après, si vous êtes d'accord. Qui souhaite intervenir? Paul Félix. Moi, je reviens sur les derniers mots du président. C'est-à-dire, c'est ce qui est absent dans le rapport, c'est
parce que si on le lit, à part les AOT d'habitation où il y a une définition de durée, pour tout le reste, on peut supposer que ce sont des concessions perpétuelles. Le problème qu'il y a, c'est la matrice juridique, c'est-à-dire que beaucoup, sur le domaine ferroviaire, ont constitué des commerces en considérant qu'ils avaient des baux commerciaux, de fait, alors qu'on considère administrativement que ce sont des occupations temporaires. Il se trouve, le problème de la vente, de la valorisation du fonds, le problème de la transmission en cas d'héritage, toutes ces choses-là. Et ça, à un moment donné, il faut une vraie expertise. On ne peut pas décréter que celui qui a un commerce établi depuis 40 ans, il peut être à la merci d'un AOT et d'une perte d'occupation, ou alors il faut admettre que ce sont des concessions perpétuelles et il faut, au pire, envisager de vendre. Ce à quoi je suis formellement opposé, par principe. Mais ceci n'enlève pas qu'il faut qu'il y ait la vraie expertise, c'est-à-dire ce qui manque à ce rapport, qui est un rapport de tarification, c'est le rapport lié aux adjudications et aux continuités. Comment on fait? Sans léser personne, sans respecter le droit d'autres personnes de postuler sur des endroits. Et donc, je sais que c'est complexe, il y a des problèmes humains, il y a des problèmes sur des commerces établis depuis très longtemps. On les connaît tous, il n'y en a pas des millions. Hein. Pas besoin de faire des dessins. Hein. On regarde autour de chaque gare, qu'est-ce qu'il y a comme commerce établi, et on peut se faire une petite idée de où sont les problèmes. Donc, il faut faire attention et qu'on rentre dans une voie de régularisation et qu'on fasse une expertise. Je ne suis pas sûr que l'AOT, à la fin, soit la solution. C'est peut-être de rentrer sur des logiques de baux et de location. Si on ne peut pas qu'on l'expertise, je ne suis pas sûr qu'on ne puisse pas. Parce qu'en tout cas, de fait, ce sont des choses qui se pratiquent dans la réalité. Ceux qui sont aujourd'hui commerçants établis sur du dur de manière quasi perpétuelle, ils ont le sentiment d'avoir un droit acquis. Qu'est-ce qu'il vaut? Peut-être qu'on est dans la notion d'une concession perpétuelle du type tombeau. Elles n'existent plus depuis 1996. Mais pour tous ceux qui sont installés avant, eh bien, peut-être qu'ils peuvent rentrer dans ce cadre-là. Donc j'en sais rien, mais attention, qu'on regarde un peu tout. La tarification, elle a l'encadrement à moins 5 plus 5%, parce qu'attention, il y a des prix qui sont très chers, hein, des prix de terrasse au mètre carré. Après, le prix, ça dépend comment on compte le mètre carré. Toute la discussion, elle est là. Donc attention, l'encadrement, heureusement qu'il y est, parce que sinon, je pense que les évaluations, sur certains endroits, elles ont eu la main lourde. Moi, je compare, par exemple, par rapport à des prix qu'il y a de terrasses que je connais sur Bastia, on est sur des tarifs bien au-dessus, en moyenne. Et ouais, mais ça dépend comment on compte, comment elle fait le métrage. Donc, maintenant, ensuite, il est fait allusion qu'au domaine public, donc sur les voies ferrées actuellement en service. Il y a le domaine dormant des voies ferrées qui ont été déclassées, mais où la collectivité a encore une forte propriété, où il y a énormément de squatteurs. Donc là aussi, moi je voudrais qu'il y ait une expertise de ce qui est sur la matrice hypothécaire en possession collectivité territoriale, ou de ce qui n'y est pas, mais qui devrait y être, et qu'on revoie un rapport sur cette occupation, entre autres dans des zones très fortement spéculatives. Hein, dès qu'on sort de Prunay-Liviumurbe et qu'on rentre dans la zone où chaque mètre carré compte et a de la grosse valeur, et qu'on ait la bonne appréciation des biens et possessions de la collectivité de Corse. Annette a demandé la parole. Moi, je voulais juste une petite précision, Monsieur le Président. Donc, on parle bien de domaine public. Donc, quand l'État a rétrocédé à la collectivité, elle a rétrocédé une masse de biens non identifiés, puisque le domaine public, par principe, il n'y a pas de référence cadastrale. Donc, vous ne pouvez pas avoir de matrice hypothécaire, contrairement à ce que vous venez de dire, Monsieur Benedetti. Donc, le problème, il va être là. C'est l'identification des biens. Quant aux baux commerciaux, je ne vois pas comment une collectivité, elle peut soumettre un bail commercial, parce qu'elle ne peut pas créer un fonds. Donc, on ne peut faire qu'une AOT.
Donc il y a des problèmes fonciers qui sont certains. Et ensuite, c'est vrai que la régularisation là, va être très très compliquée. Elle est très complexe parce qu'il y a plusieurs problèmes juridiques qui se posent. Merci. Alors, Paul Félix Bénédette a redemandé la parole. Il y a des commerçants qui sont venus vous voir en pensant qu'il pourrait y avoir un problème, qu'il soit évincé, non renouvelé, à l'occasion de travaux importants dans les gares, de changements et autres. Je ne parle pas trop en l'air, je sais qu'il y a des problèmes. Et après, peut-être que si on passe par un établissement public à caractère industriel et commercial, qui lui reprendrait peut-être c'est une piste, et lui à ce moment-là, il peut faire peut-être des baux commerciaux. Il faut qu'on expertise. La loi française, elle est tortueuse. Je ne sais pas comment sera la loi corse, mais il y a beaucoup de possibilités. Sinon, il n'y aurait pas tant de contournements que ça. Donc, d'autres interventions? Il y a Sainte-Vagne. Juste deux paroles. Premièrement, pour féliciter Jacques Chibaudel, Julien Bardot, avec qui j'ai travaillé de longues années, donc je connais le sérieux, le professionnalisme et l'engagement et la passion pour cette entreprise. Donc je voulais vraiment les féliciter. Pour une fois que je peux m'exprimer sur le chemin de fer, n'étant plus président, ne séjourne plus nulle part. Donc j'en profite. À Regradia Bassaï, c'est un travail colossal. Et sur ce dossier, féliciter aussi les services de la collectivité, l'engagement du président, un dossier compliqué sur une délibération de 2013 qui était portée par une vision politique du président de l'époque. Hein, c'était taxer les entreprises, c'était la vision politique du président Stéphanie. Et bien entendu, faire du social pour les associations et pour les agents, c'était sa vision politique. Moi, je la respecte. Maintenant, c'est illégal, on verra, mais je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Mais c'était une vision politique de l'époque. Voilà. Après, ça a créé des problèmes, bien sûr, puisqu'on s'est retrouvé avec des sommes, on n'avait pas l'expertise. Donc, cet héritage-là, ça a été un héritage terrible, compliqué. Et ce que disait Paul Félix, on a souvent, et même personnellement, été sollicité pour vendre, en disant il faut nous vendre. On n'a jamais cédé, on a toujours dit que, bien entendu, on devait rester propriétaire. Et les cheminots, ils sont très attachés. Et puis on est allé plus loin, on a fait des parkings à Île-Rousse, on a repris les concessions de Calvi, on a fait rentrer des recettes. C'était quand même un travail considérable. Et le travail que vous avez fait, Monsieur le Président, avec toutes ces équipes et du chemin de fer et les personnes que je vois là, dont je félicite vraiment le travail. Et le travail aussi qui a été la prise en compte de la réalité sociale aussi des personnes qui louent ces appartements, ces maisons. Et si on remonte plus loin, tout ce qui aujourd'hui tombe en ruine, toutes ces maisons de cantonniers, tout ce patrimoine où on logeait nos cantonniers puisqu'il n'y avait pas de route, il n'y avait que le train, c'est quelque chose, c'est une histoire magnifique. Et aujourd'hui, on arrive à trouver ces points d'équilibre pour pas que les entreprises payent des fortunes parce que c'est pas possible, et pour qu'aussi tous ces retraités. Et on dit souvent que les cheminots sont bien payés, mais 30% du salaire d'un cheminot, c'est les éléments variables de solde, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus à la retraite, et après ils sont alignés sur le régime général. Donc c'est 1200, 1500. Et si on avait appliqué vraiment le coût du marché pour les locations, se serait trouvé à payer des loyers de 1000 € quelquefois. Donc la réflexion, l'intelligence collective, le travail, le sérieux, a ringraziava tutti e oggi potremmo essere fieri di ciò che abbiamo e ciò che devato, signor Presidente, ciò che è stato un travaillone, mais vous étiez bien accompagné. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore quelques petits problèmes à régler, mais le plus gros a été réalisé, encore une fois, à felicitare a tutti. Cathy Cognetti. Merci.
Merci au président pour avoir évoqué ce dossier important, et surtout pour avoir assuré les gens qui vivent dans ces gares. Parce que il y a eu beaucoup d'inquiétudes, et notamment le fait qu'il évoquait le fait au niveau des loyers de n'avoir qu'une augmentation, une diminution de 5%, parce que beaucoup de personnes, comme vous l'avez dit, ce sont des anciens des chemins de fer, de famille en famille, qui habitent dans ces maisons, qui ont permis aussi de les maintenir, parce que beaucoup sont désaffectés et là, ils sont toujours habitables, bien évidemment, puisque les gens y vivent. Et je remercie aussi, mais peut-être qu'un partenariat avec les communes, notamment au niveau de l'entretien des biens, des chemins de fer peut être fait. Et puis, valoriser cette activité et maintenir l'activité des chemins de fer dans nos territoires ruraux, parce que la majeure partie des gares et des gens qui habitent sont situés en milieu rural. Voilà. Merci en tout cas. Jean-Martin. Simplement, saluer à mon tour, au nom du groupe, l'engagement et la passion des équipes dirigeantes des chemins de fer. Nous ignorions à ce stade que cette passion était contagieuse, que vous aviez contaminé le président, ce qui d'ailleurs va nous valoir une réponse d'à peu près 50 minutes sur le sujet que vous avez posé. Mais vous devriez être content parce que là, il s'occupe du quotidien. Voilà. Du logement des personnes et des anciens cheminots. Voilà. Bien, d'autres questions? Jean-Christophe Angelini. Merci Madame la Présidente. Très brièvement, c'est moins une question qu'un vote d'accompagnement que l'on s'apprête à poser. On pense effectivement à la lecture du rapport et après le débat assez complet que l'on vient d'avoir, qu'il faudrait qu'une belle unanimité, sans préjuger du vote des autres groupes, qui sont libres de leur choix, couronne ce mouvement-là. Deux sujets. Le premier, dire effectivement que nous nous associons, je dirais, aux félicitations qui ont été adressées au service. Jacques Chibaudel, toute son équipe, on a aujourd'hui un résultat qui, en termes d'inventaire, de valorisation, de reconnaissance et de mise en perspective d'un patrimoine, ouvre des perspectives pour l'ensemble, donc, je dirais, du secteur et plus généralement pour un certain nombre de personnes auxquelles on est attaché. Et deuxièmement, que ça doit nous permettre de continuer. Le président évoquait plutôt la notion de ressources internes, en écho à la question posée ce matin sur le recours aux AMO. Au-delà des ressources humaines, qui sont la première ressource de ce pays et de cette collectivité, il y a aussi la notion de bien commun et de patrimoine de la collectivité. Et on sait que dans le giron immédiat des chemins de fer, on regorge de potentialités, de sites, de perspectives que l'on se doit d'inventorier et de consolider dans une vision d'avenir. Donc pour toutes ces raisons-là, et parce qu'on y est particulièrement attaché, saluer les services, le travail accompli, le rapport produit, et dire bien sûr que pour notre part, avec Avancem, nous le soutiendrons. Merci. Josépha. Merci. Oui, quelques mots. Je m'associe bien évidemment aux félicitations qui ont été adressées aux services, aux équipes des chemins de fer, évidemment. Jacques Chibaudel, qui, je crois, est tout dessus. Voilà, et à toutes ces équipes pour leur travail, pour leur investissement. Et on sait qu'au chemin de fer, effectivement, il y a des gens qui sont des militants, au sens plein du terme, et qui s'investissent beaucoup. Je crois que ça nous a renvoyé aussi à
à la question de la nécessité de l'expertise d'un patrimoine qui est très riche. Alors, il y a un inventaire qui a été effectué, il y a un gros travail qui a été fait, mais effectivement, il doit être poursuivi pour sécuriser certaines situations qui sont complexes et difficiles, qui parfois renvoient à des réalités sociales qui ne le sont pas moins. Et puis, sur l'aspect effectivement patrimonial, les chemins de fer de la Corse sont riches d'un patrimoine divers, bâtimentaire, mais pas seulement, et qui nous fait être véritablement au service, pour continuer de les mettre au service du bien commun, encore poursuivre ce travail, clarifier les points qui doivent être clarifiés et mener les choses à bien. D'autres interventions? Non. Alors, Président, il y a un amendement aussi. Hein. D'abord, vos réponses, si vous avez des réponses. Mais c'est un amendement quasiment de forme, enfin rédactionnel, on va dire. Je voudrais remercier l'Assemblée pour ces mots gentils, même s'ils arrivent tard dans la journée. J'ai bien fait d'attendre. Alors, merci pour toutes celles et tous ceux qui ont travaillé. Je vais citer aussi Madame Pecle. Mais je ne peux pas citer tout le monde, j'en oublierai. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui sont intervenus sur ce dossier. C'est un pas, hein, vous l'avez compris, un pas important, mais ce n'est pas la fin du chemin. Vous l'avez dit, il y a des problèmes fonciers, des problèmes juridiques, des problèmes humains aussi. Parce que quand il y a des gens qui sont dans des situations sur les logements comme sur les commerces, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, leur expliquer, par exemple, que c'est une AOT et qu'il va falloir faire un appel à concurrence et que peut-être ce ne sera peut-être pas eux demain qui seront là, à mon avis, c'est très difficile. Toujours est-il qu'il faut appliquer la règle. Bon, moi, je prends un exemple. Pour répondre à Paul Félix, on a regardé ça. Si c'est domaine public ferroviaire, c'est AOT. Pas de possibilité de faire autre chose. Si ce n'est pas le domaine public ferroviaire et qu'on le déclasse, ça peut devenir domaine privé du chemin de fer ou domaine privé de la collectivité de Corse, et on peut consentir un bail, voire une cession. Mais j'ai toujours été, et je voudrais dire aussi un mot, hein, lorsqu'il y a eu le rapport de la Chambre régionale des comptes, il y avait eu ce rapport et cet arrêté en conseil exécutif 2 mois après, conformément à l'engagement que j'avais pris, y compris dans la Chambre régionale des comptes, c'est-à-dire de mettre en œuvre les préconisations le plus rapidement possible, même si après, et je le regrette, on a eu des difficultés pour poursuivre la mise en œuvre. Sur les cessions, on a validé un process, c'est-à-dire que lorsque les biens ne revêtent plus aucun intérêt pour le domaine ferroviaire et que la demande a pour objet la réalisation d'un projet d'intérêt général, la cession pourra être validée, toujours par l'Assemblée de Corse, hein, pas le Conseil exécutif. Le projet d'intérêt général devra figurer dans la délibération de l'Assemblée de Corse et l'acte de vente subséquent, ce qui permettra, en cas de défaut de réalisation, d'annuler la vente. Concernant les demandes d'acquisition présentées par des tiers aux fins de régularisation d'empiètement de bâtiments construits en tout ou partie sur le domaine public ferroviaire, la cession pourra être réalisée au prix tel qu'évalué par le service du domaine, à la seule condition que l'empiètement ait été réalisé dans le passé en méconnaissance des limites foncières et que le désordre foncier soit le résultat d'une erreur commise de bonne foi. En revanche, tout empiètement, ancien ou récent, réalisé de manière intentionnelle, ne pourra pas être régularisé et la démolition des constructions irrégulières pourra être envisagée au cas par cas. Enfin, les demandes d'acquisition présentées par des tiers à des fins commerciales ou d'habitation ne donneront pas lieu à cession en raison de l'intérêt privé de la démarche. Donc, je pense qu'on a bien cadré les choses. Maintenant, si l'Assemblée de Corse vote ces tarifs, on aura une harmonisation des tarifs pour la partie gérée par le chemin de fer et pour la partie gérée pour la collectivité de Corse. Sur la partie gérée par les chemins de fer, sur la question des logements, on aura une mesure sécurisée juridiquement, sociale, et on pourra construire un chemin juridique, y compris à travers un déclassement, une rétrocession et éventuellement
comme nous le pensons, mais chaque fois l'Assemblée de Corse sera consultée et aura validé ou pas, une gestion par l'Office public de l'habitat. En ce qui concerne on a vérifié, hein, Paul Félix, je vous le dis aussi, on a vérifié que les règles qui sont définies par les experts, lorsqu'on les projette au cas par cas, on est dans quelque chose de raisonnable. C'est-à-dire de raisonnable pour l'intérêt soit des chemins de fer, soit de la collectivité de Corse en termes de recettes, mais quelque chose de raisonnable aussi par rapport à ce qu'on sait et ce qu'on voit de l'activité commerciale. Donc, je pense que de ce côté-là, on a quelque chose de sérieux. Et après, on ira plus loin, finir les procès qui sont en cours, trouver des situations juridiquement sécurisées ou par le juge ou par protocole soumis au juge, là où il y a des difficultés, et le cas échéant, prendre des décisions qui seront soumises à l'Assemblée de Corse pour changer le régime juridique de la gestion d'un certain nombre de biens, si cela nous apparaît nécessaire et utile, en intégrant le facteur humain qui compte, en Corse comme ailleurs, mais en le faisant dans un cadre juridique totalement sécurisé. Bien, merci pour vos réponses. Donc, concernant l'amendement, c'est à vous de le présenter. Normalement, je peux le faire, mais ce n'est pas grand-chose. Allez-y. Il s'agit d'un amendement rédactionnel de précision, exposé des motifs, proposition d'amendement dans la délibération au sein de l'article 1er, ajouter les mots soulignés, je cite, « approuve les redevances annuelles applicables au 1er juillet 2025, telles que détaillées dans le rapport et annexées à la présente délibération ». Bien, est-ce qu'il y a des interrogations sur cet amendement? Non, je soumets au vote l'amendement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc l'amendement est adopté à l'unanimité. Concernant maintenant ce rapport ainsi amendé, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Merci, Monsieur le Président. Merci aux services qui ont travaillé sur ce rapport au chemin de fer ou à la tutelle. Merci. Juste, Monsieur le Secrétaire général me demande que vous approuviez la demande de dérogation au régime ordinaire des temps de travail. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Quelle belle unanimité. Merci. Demain matin, 9h30. Merci.